je me suis dit, OK, comment présenter ça en 2 minutes pour évidemment laisser le temps à discuter de tout ça. Moi, je vous dirais que si on regarde un peu l'écosystème, l'accès des femmes au secteur des sciences technologies, autant dans les emplois, donc dans les organisations, qu'à titre d'entrepreneur, moi, je mettrais un peu, je verrais deux importants éléments à apporter. Le premier, tout simplement, les femmes ne s'y retrouvent pas. Donc, ce serait mon premier élément. Pourquoi? On le voit, il y a beaucoup de percées. Les programmes universitaires font beaucoup d'efforts pour attirer des femmes. Les femmes réussissent très bien au niveau de l'informatique, mathématiques, physique, au niveau de l'école, des cégeps même, puis rendues à l'université, ben, elles sont beaucoup moins présentes dans les programmes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les systèmes sont faits pour elles? Pourquoi? La culture? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne les attire pas? On étudie de toutes sortes de formes, mais encore une fois, les réponses un peu tardent à venir. Donc, pour l'instant, je vais mettre les problèmes, on va trouver les solutions tout à l'heure. L'entrepreneuriat, même chose quand on regarde déjà à l'échelle canadienne, puis même québécoise, les femmes en entrepreneuriat sont déjà peu présentes. On a à peine autour de 13% de femmes qui sont en entrepreneuriat. L'indice québécois montre, par exemple, que des femmes qui sont diplômées dans les secteurs des technologies, à peine même 8% pensent se lancer en entrepreneuriat versus 33% des hommes chez les jeunes, donc ils sont nouvellement diplômés. Puis ces taux, évidemment, ne font que baisser chez les entrepreneurs un peu plus âgés. Donc, encore une fois, elles n'acceptent pas, elles ne sont pas intéressées. Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit l'accès au capital risque, c'est des fractions de ce que les hommes reçoivent en termes pour lancer aussi des entreprises. Où sont les barrières dans le système? Qu'est-ce qui se passe? Comment on évalue les projets des femmes? Est-ce que les femmes n'internalisent pas quelque part des stéréotypes qui finalement se disent ben, c'est pas pour moi, je ne me lance pas là-dedans. Donc, je vous dirais un peu c'est pourquoi elles ne s'y retrouvent pas. Ce sont quelques éléments. Maintenant aussi, les barrières, il faut quand même se le dire, il y a certainement un modèle qui est basé sur un modèle dominant, traditionnel, d'hommes qui étaient là, puis qui ont quand même fait certainement des succès. Et donc, on regarde toujours les choses avec cette lentille. Et c'est une lentille qui certainement fait en sorte que ça cause certaines barrières pour les femmes. Alors, par exemple, pour donner des exemples, comment est-ce qu'on définit l'innovation? L'innovation, beaucoup, c'est au niveau des conceptions des technologies. Or, les femmes utilisent beaucoup les technologies, donc améliorent les technologies, les mettent à contribution et donc moins de financement en ce sens-là. La culture des incubateurs, des accélérateurs, on les voit, les femmes sont moins représentées, elles sont moins là, elles y ont moins accès. Et donc, il y a une culture quelque part qui ne leur sont pas vraiment là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quand elles sont là, ben, on les voit moins. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait une recherche justement sur des appareils qui utilisent l'intelligence artificielle comme Google, succès entrepreneur. Ben, vous allez avoir de la misère à trouver des photos de femmes qui apparaissent sur votre écran. Merci. Qui veut continuer? Lise, peut-être? Oui, j'enchaînerai justement sur, enfin, sur la dernière remarque de Tania, je partage vraiment les observations que Tania a fait parce que je sais que tu as fait énormément d'études. L'accès, le système aussi, la culture, peut-être que c'est à changer, mais concernant la dernière remarque, pardon, je trouve que l'invisibilité des femmes, j'appelle ça le syndrome de l'invisibilité que je peux voir. Je vais juste vous nommer quelques noms de femmes. Je vais prendre quelques noms de Québec. C'est sûr qu'il y en a qui sont connus, mais Audrey Durand, la connaissez-vous? Dwena Précob, elle est un petit peu plus connue, mais je ne sais pas si ici, je faisais un petit sondage rapide, Joël Pinault, Audrey, Donna, etc. Je vais continuer sur la question. Cataline Carico, Laurence De Villers, puis là, je veux élargir en termes de diversité, Esperanza Martinez Romero. Si je prends Cataline Carico, c'est l'inventrice de la technologie ARN messager utilisée dans les vaccins contre la COVID-19. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Enfin, j'aimerais bien faire un sondage juste ici. Alors, c'est pour ça que je me suis posé à un moment donné la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces femmes-là, on a parlé du plafond de verre dans le milieu de l'entreprise, mais je trouve que dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies, il y a des réussites phénoménales qui ont été apportées par les femmes. Il y a des études qui viennent de le montrer, mais elles demeurent invisibles. Alors, je trouve qu'il y a comme un phénomène de syndrome d'invisibilité des femmes. Je n'arrive pas encore à l'expliquer. Je me disais, est-ce qu'elles tiennent à rester invisibles? Parce que plusieurs fois, j'ai invité certaines femmes, puis elles me disaient, mais qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, ça m'interrogeait, ça m'interrogeait énormément. Donc, il y avait certaines femmes qui préféraient l'ombre. Est-ce que c'est une question d'éducation? Elles ont été habituées à rester dans l'ombre, puis c'est très rassurant. Alors là, on rentre dans d'autres sortes de patterns. Le courage. Nargès, tout à l'heure, elle a parlé de courage, de manque de confiance. Alors, je ne sais pas comment expliquer cette invisibilité, mais si je parle pour moi en tant que directrice, j'essaie de les rendre visibles. Je me dis, je dois contribuer à cet effort, un effort de guerre, entre guillemets, pour travailler sur l'invisibilité, justement, à enrayer cet aspect-là que je perçois de plus en plus face à des femmes qui apportent des découvertes phénoménales. Puis l'histoire nous l'a montré dans le passé. Il y a des femmes qui ont fait des choses, puis il y a d'autres qui en ont pris le mérite. Là, c'est plus difficile de prendre le mérite dans nos sociétés aujourd'hui, mais il y a ce combat à faire pour rendre visibles les belles réalisations des femmes. Effectivement, et malheureusement, ça semble être le cas dans à peu près tous les domaines. Céline, vous voulez compléter là-dessus? Oui, très volontiers. Je partage largement ce que Lise et Tania ont dit. Donc, je ne vais pas reprendre exactement, mais j'abonde vraiment. Je voudrais mettre en lumière peut-être 3 points. Donc, les femmes en IA, dans l'IA, et puis la question aussi de la diversité pluridisciplinaire en IA. Et donc, sur le premier point, les femmes en IA, Tania a bien dressé le tableau. Effectivement, il y a une espèce de plafond de verre. On peut se poser la question des causes et Tania en a mentionné quelques-unes et je pense que la liste serait certainement longue. Je me pose la question sans avoir véritablement de réponse, mais je me pose la question du mentorat. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont plus mentorés que des femmes? Est-ce qu'ils sont mentorés différemment, encouragés différemment? Je ne sais pas, je me demande. La constitution des réseaux, on sait bien sûr que les réseaux comptent beaucoup, surtout dans des écosystèmes. On sait parfois qu'il y a des opportunités d'emploi avant même que les postes sortent, les offres sortent. Et évidemment, c'est avantageux de le savoir avant pour se positionner, éventuellement orienter son CV, faire les relations qu'il faut. Évidemment, l'information est toujours précieuse dans des petits domaines très concurrentiels. Donc, je me demande si les réseaux jouent ou ne jouent pas. Je ne sais plus si c'est Tania ou Lise qui a parlé de l'autocensure. Mais ça aussi, c'est un problème important chez les femmes qui souvent s'autocensurent. Et on a coutume de dire, je pense que c'est assez vrai, qu'une femme qui regarde une offre d'emploi, si elle coche pas toutes les cases, elle va peut-être même pas postuler. Alors qu'un homme avec la moitié ou les 3/4 va postuler. C'est un peu caricatural, hein, c'est un petit peu caricatural, mais je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose, si les femmes ont peut-être pas une posture de sérieux à se dire oh, bah non, je ne peux pas y aller si je n'ai pas tout. Et donc, évidemment, c'est quand même toujours difficile d'avoir tout. Et du coup, peut-être qu'on ne se présente même pas à l'offre, alors que bon, on pourrait convaincre. Je me pose ces questions-là. Donc, pour considérer l'écosystème des femmes en IA, les femmes dans l'IA, Tania l'a mentionné, effectivement, si on fait une recherche Google encore aujourd'hui, on regarde CEO, on a toujours plus souvent des photos d'hommes que de femmes. Donc, la question de la représentation est importante. Et c'est la même chose aussi quand on programme l'IA et quand on programme les traducteurs comme Google ou n'importe quel traducteur automatique, c'est du machine learning. Et on a fait le test encore récemment avec mon équipe dans la chaire, en passant des langues sans genre à des langues genrées, par exemple, passer du mandarin à l'anglais, et on se rend compte qu'on a encore des traductions genrées, hein, si je puis dire, avec il est médecin,
et elle est infirmière, donc il y a toujours une hiérarchie où il va travailler, elle fait la cuisine, et on a encore ces traductions-là, ce qui veut dire qu'évidemment, on utilise des textes anciens, enfin des textes qui sont déjà là et qui sont genrés, évidemment. Donc, il y a peut-être une responsabilité aussi des concepteurs d'IA à faire attention à la question du genre. Et je voudrais mentionner un rapport de l'UNESCO qui s'intitule « Je rougirais si je l'osais », où on parle aussi des assistants personnels et des différences de comportement du public, des utilisateurs, selon si la voix de l'assistant est masculine ou féminine. Et on a des tas de témoignages où finalement la voix féminine se fait draguer, ce qui n'arrivera pas à la voix masculine. C'est quand même assez éloquent, je trouve, même si ça paraît anecdotique. Et puis le troisième point que je voulais mentionner, c'est aussi la question de l'IA elle-même, de cette discipline, qui est avant tout une discipline scientifique, avec une pluralité de méthodes et de champs disciplinaires, mathématiques, statistiques, sciences des données. De plus en plus, les sciences sociales rentrent quand même dans le champ de ces disciplines. Et j'ai espoir qu'avec la diversité des disciplines, on ait une diversité de profils, des femmes, mais pas seulement, évidemment, des origines différentes. Et le fait que dans cette table ronde, on soit plutôt des spécialistes de sciences sociales donne peut-être de l'espoir pour aller bousculer les sciences dures et peut-être pour faire entendre un petit peu plus la voix de la diversité au profit des sciences et techniques. Ce serait peut-être un espoir en tout cas. Tout à fait. Merci. On passe donc à une deuxième question qui nous intéressait. C'est la question des enjeux sociaux de l'IA. Donc là-dessus, Lise Langlois, si vous voulez commencer sur cette thématique-là. Oui, merci. Moi, ce que je trouve fascinant, du moins au Québec, je vais parler pour le Québec, ça a été justement cette volonté, bien avant 2019, de s'intéresser à cette dimension-là sociale et humaine dans les sciences et génie. Si je recule à mon expérience de professeur, je me rappelle combien de fois on essayait de faire des projets, que ce soit dans le secteur de la santé et sciences et génie, d'amener, par exemple, une réflexion éthique. Ça a toujours été très, très, très difficile, mais je pense qu'en créant des structures comme la structure que je dirige présentement, l'Observatoire, je trouve que ça donne un signal très, très fort en disant, nous accordons une priorité aux impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Puis on le voit, il y a un corpus de connaissances qui mélange les disciplines malgré tout. Nous, on a des programmes de recherche qui favorisent ça. Donc, on est en train de structurer des équipes qui doivent intégrer ça. Puis aussi, je le vois là, dans la composition des projets de recherche. Donc, pour moi, de mettre une structure comme l'Observatoire envoie un signal très, très fort, du moins au Québec, parce que quand je regarde les autres pays, on commence à parler. J'ai vu que, par exemple, l'Allemagne voulait créer un observatoire, qu'en Afrique aussi. Alors, on intègre cette dimension-là. Sur la Côte d'Azur, il y en a un qui prend forme. Chacun vit des difficultés de développement puis d'intégration avec les sciences et génie à différents niveaux. Mais sincèrement, quand je regarde ce qui se passe au Québec, j'en suis très, très fière parce que la collaboration commence, il y a une sensibilisation mutuelle qui se fait et de forcer en quelque sorte ces collaborations-là, bien, ça remet en question justement le travail, par exemple, des concepteurs algorithmiques. Si je prends l'exemple de l'éthique, eh bien, je peux concevoir le meilleur algorithme d'intelligence artificielle qui soit, mais si je n'ai pas pensé à certaines composantes éthiques, d'équité, diversité, inclusion, par exemple, ben, je vais continuer à perpétuer justement la discrimination puis les biais. Alors, il y a du changement. C'est sûr que ça va prendre du temps. Il y a du changement aussi dans les programmes de formation. Si on regarde nos universités québécoises, eh bien, puis même, si je recule, je dirais même dans les cégeps, c'est-à-dire le niveau préuniversitaire là, pour le Québec, pour ceux qui sont à l'extérieur, on a ce niveau-là. On repense nos programmes de formation.
formation. On essaie d'avoir, par exemple, un tronc commun qui intègre justement les composantes sociétales, éthiques dans les programmes. Quand avant, c'était ponctuel, c'était quelqu'un en philosophie qui venait donner un cours en éthique et qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les étudiants en sciences et génie. Mais là, maintenant, avec les travaux qui se font, l'intégration dans les programmes de formation, je vois là quand même un élément très, très positif et très novateur, du moins, au Québec. Et j'espère que ça va influencer parce que de là va découler l'analyse des modèles que l'on met en place. Je pense qu'effectivement, on peut, disons, avoir de l'espoir pour l'avenir parce que dans le projet qu'on a mené, nous, les experts en IA que l'on interrogeait, mettaient de l'avant ces aspects-là, justement, éthique, diversité. Bon, je ne suis pas certaine que ce soit appliqué partout, mais au moins, ils avaient quand même un peu le réflexe d'y penser. Tania, est-ce que vous voulez reprendre là-dessus? Oui, certainement. Écoute, vraiment en prolongement avec ce que Lise disait et un peu pour faire du pouce un peu sur ce que tu viens de dire, Diane, Gabrielle. Moi, je dirais que les enjeux en ce moment, moi, je les vois doubles et encore une fois, faisant partie comme membre de l'OBVIA, évidemment, c'est un projet de recherche qui est mené justement en collaboration. Je vous dirais que je vois d'abord, évidemment, l'adoption de l'intelligence artificielle, puis des technologies numériques en général, qui causent quand même certaines inégalités, d'abord sur le marché du travail, donc sur des questions de secteur qui les adoptent plus et font en sorte que, comme on sait qu'il y a des groupes désavantagés qui ne sont pas équitablement distribués dans les secteurs, se retrouvent souvent dans des secteurs qui sont plus à risque. Et les compétences, des nouvelles compétences étant en train de surgir, bien évidemment, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir les développer selon les emplois que l'on occupe. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a toute cette tendance de revoir les compétences génériques qu'on a toujours vues comme étant littératie, numératie, capacité d'utiliser des ordis pour résoudre des problèmes. Aujourd'hui, une panoplie de compétences qui est vraiment très largement étudiée, où l'on voit apparaître des compétences multidisciplinaires, les capacités cognitives, des capacités d'adaptation, de communication, de résolution de problèmes, de créativité. Tout devient presque générique là. Et donc, selon les secteurs, selon les capacités, de pouvoir les développer en entreprise, l'accès à la formation continue et les cultures d'apprentissage qui ne sont pas encore nécessairement au rendez-vous dans toutes les organisations, mettent à risque, évidemment, des personnes qui risquent de voir se déqualifier leurs emplois. Donc, ça, c'est vraiment le marché du travail, puis encore une fois, l'intelligence artificielle. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de noter que l'intelligence artificielle, contrairement à la précédente révolution technologique, guette tous les emplois. On peut être médecin et perdre certaines de ces tâches qui vont être automatisées. Professeur, je sais pas, peut-être des robots vont enseigner à notre place à un moment donné. Vous aider dans la conception, ça, ce serait mieux. C'est ça, peut-être. Mais ce que je veux dire, tous les emplois, il n'y a pas d'emploi qui n'est pas à risque. Et donc, les systèmes d'emploi sont vraiment tous, sauf que les gens, évidemment, les personnes qui les occupent peuvent différemment passer à travers. Maintenant, la deuxième partie, c'est peut-être en prolongement avec ce que Lise disait, c'est les biais qui peuvent être introduits cette fois-ci à l'intérieur des systèmes, c'est-à-dire dans l'utilisation des technologies. Puis on les a vus, que ce soit au niveau du recrutement, qu'au niveau des reconnaissances faciales, etc. Puis ce qu'on voit, évidemment, c'est que souvent, quand les problèmes arrivent, c'est là qu'on pense à l'EDI. Quand les algorithmes donnent des résultats biaisés, là, on se dit « Ah, on aurait dû avoir donc une équipe peut-être plus diversifiée qui aurait peut-être anticipé certains des problèmes. » Or, en ce moment, on travaille beaucoup plus en aval que de travailler en amont et ce serait bien, encore une fois, d'être un peu plus conscient de ces biais que l'on introduit, que ce soit au niveau du marché du travail ou que ce soit au niveau, encore une fois, des technologies utilisées. Céline, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, absolument. Encore une fois, je rejoins largement mes collègues et je voudrais simplement rebondir
sur la question de la structuration. Et effectivement, via l'observatoire que dirige Lise fait un travail formidable pour ça. Et je pense que c'est en effet un modèle pour d'autres régions du monde. Et je pense qu'on peut être fier de ça et fier de ces réalisations, parce que je pense qu'en effet, les sciences humaines et sociales peuvent apporter, et encore une fois, la diversité du discours au travers des sciences humaines et sociales. Concernant le marché du travail, ce que disait Tania est vraiment très important, parce que tous les emplois vont être concernés, mais probablement que les personnes les plus vulnérables ou qui ont les emplois les moins qualifiés vont être les plus remises en cause. Et probablement, en termes quantitatifs ou statistiques, ça va concerner tout particulièrement les femmes. Donc, je pense qu'il nous faudrait anticiper davantage que ce que l'on fait aujourd'hui, parce qu'on le sait, on le dit depuis plusieurs années, et je n'ai pas vraiment l'impression qu'on prenne la totale mesure du problème. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est très important de considérer les emplois et les personnes dans leur emploi, et de voir ce que l'IA peut apporter ou pas à leur emploi, et d'intégrer, d'implémenter l'IA en lien, en interaction avec les individus, et que ce ne soit pas un cheminement top-down, parce que ça risque d'être très broyeur, et puis ça risque aussi d'entraîner un rejet social important. On sait qu'il y a un champ disciplinaire qui est l'interaction humain-machine qui se développe beaucoup et en tous sens. Et je pense que concrètement, dans tous les emplois sur le marché du travail, il y a vraiment une réflexion à mener avec les salariés sur la place de l'IA dans leur poste. Et s'il s'avère que leur poste est complètement supprimé, il faut l'anticiper, me semble-t-il, et voir d'autres opportunités pour ces personnes-là. Mais ça demande un travail colossal et vraiment un travail de terrain très important. Et je pense que toutes les organisations publiques et privées doivent d'ores et déjà commencer à réfléchir à ça, sous peine d'exclure du marché du travail une trop grande quantité de personnes, et puis encore une fois les plus vulnérables, dont les femmes. Donc ça, c'est vraiment très problématique pour notre société. Et puis, bien sûr, s'agissant d'autres enjeux sociaux et juridiques, la question des biais est au cœur des réflexions sur les réglementations aujourd'hui, parce qu'évidemment, les biais font référence, renvoient à la discrimination et à l'atteinte du principe d'égalité, ce qui n'est pas acceptable dans nos sociétés, bien sûr, et l'atteinte aux droits humains et aux droits fondamentaux de manière générale, que ce soit la vie privée, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, tous ces droits qui sont vraiment au cœur des valeurs des sociétés démocratiques peuvent être menacés au travers de biais dans les systèmes d'IA. Donc ça, c'est un enjeu juridique crucial qu'il faut considérer. Encore une fois, même si ces valeurs sont des droits humains, des droits fondamentaux au sommet de la hiérarchie des normes dans la plupart des démocraties, ça suffit certainement pas à nous protéger. Donc, il faut aller plus loin dans la réflexion sur le respect de ces normes. Effectivement, on a l'impression parfois peut-être de retour en arrière quand on pense à l'époque où sont arrivés les ordinateurs et tout. On avait un peu ces mêmes questionnements, des pertes d'emplois, des postes qui allaient complètement et qui sont effectivement complètement disparus, d'autres qui se sont transformés. Mais on a l'impression qu'on n'a pas appris finalement des phases précédentes avec au fond des technologies différentes, parce que, comme vous le dites, la réflexion là-dessus reste très, très, très légère, disons. On peut peut-être passer à regarder les solutions, à moins que vous ayez des choses à ajouter sur les enjeux. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées en termes d'enjeux? On a quand même évoqué pas mal de choses, mais s'il y a autre chose qui vous semble important à ajouter, Lise, est-ce que... Oui, peut-être que j'ajouterais, bon, c'est sûr qu'on a parlé des enjeux sociétaux, mais je voulais parler plus particulièrement des enjeux éthiques, parce que depuis 2016, il y a eu des groupes qui se sont rassemblés, qui incluaient tant le privé, le public, le gouvernement, puis le scientifique, pour justement mettre en place des chartes, des principes éthiques pour encadrer l'intelligence artificielle. Donc, il y a un chercheur asiatique qui recense tous ces chartes-là. On est à plus de 200 présentement. Plus près de nous, il y a eu le mouvement de la Déclaration de Montréal qui propose des principes éthiques pour encadrer l'intelligence artificielle. Mais hormis ça, pour les organisations, parfois, ces principes demeurent abstraits. Alors, c'est pas facile d'en arriver avec un cadre éthique où en disant, bon, bien, il faut être transparent. OK, comment on fait ça, la transparence, etc. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs
plusieurs vagues dans le mouvement éthique de l'IA, hein, parce que ce mouvement-là a été très, très fort, puis il y a eu même du ethic washing qui a pris forme, etc. Là, il y a comme, je ne sais pas si je dirais qu'il y a un retour du balancier, mais là, il y a vraiment une volonté de modéliser puis de concrétiser un peu plus les principes éthiques. Et on parle énormément et ça tourne autour des données. On en a parlé au tout début parce que toute la préparation des données pour les rendre exploitables et robustes va découler le reste. Hein? Donc, puis là, quand je dis le reste, par exemple, est-ce qu'on est en mesure d'atténuer les biais? Est-ce que nos données sont sécuritaires, c'est-à-dire vont protéger les informations des individus? Est-ce qu'elle sera respectueuse des droits humains? Puis, quand on parle de transparence, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que c'est explicable, par exemple, quand on a créé un système algorithmique, est-ce qu'on est capable de l'expliquer et de le rendre intelligible et donc de contribuer justement à l'augmentation de la littératie numérique? Puis, un des enjeux éthiques qui est caché, à mon avis, j'appelle ça la face cachée de la Lune, qui est très peu discutée, qui commence, mais qui n'est pas assez discuté à mon goût, ben, c'est le développement soutenable au plan environnemental. Donc, toute cette transition numérique nous est souvent présentée comme étant la solution optimale pour le futur, etc., puis pour faciliter les flux d'énergie, les équipements numériques, leur usage, la consommation de matériaux rares. On n'en parle pas beaucoup. Puis ça a un impact. Ça a un coût sur nos ressources naturelles. Puis, on a beau tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'on a des graves problèmes d'environnement avec l'augmentation de température, mais c'est une question éthique majeure. Est-ce qu'on s'en va vers une sobriété numérique ou un autre modèle? Alors, pour moi, en éthique, la question philosophique, c'est que cette sobriété numérique qui est décriée par plusieurs face au numérique et à l'intelligence artificielle, parce que moi, je vois le numérique dont l'intelligence artificielle dépend. Hein? C'est comme ça, parce qu'on a eu souvent des discussions numériques et intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle a besoin du numérique. Alors, pour moi, ça va devenir un choix politique et sociétal. Et là, je sors du politique, puis je fais appel à la société. Est-ce que comme société, c'est quoi le modèle qu'on veut? Donc, ça soulève beaucoup d'enjeux éthiques. Puis ce dernier élément-là, relié à l'exploitation des ressources, personnellement, m'interpelle. Et je réfléchis en 2030, 2050. Tout à fait, c'est un enjeu majeur et vous avez raison. En fait, on dirait que c'est deux débats souvent séparés. L'IA, tous ses aspects positifs, les enjeux et tout, et les gens qui travaillent sur les changements climatiques. Il y a un autre, en tout cas clairement, comme vous le dites, c'est un enjeu qui devrait, enfin, ces deux questions-là devraient se rejoindre. Puis, oui, il y a des femmes qui travaillent là-dessus. Je voulais terminer là-dessus. Dans la discussion, il y avait d'ailleurs quelqu'un qui se posait la question du nom de la personne. On va revenir à une discussion générale à la fin, mais je ne sais pas si vous avez en tête le nom de ce chercheur asiatique ou si le nom est peut-être difficile à retenir, je ne sais pas. En tout cas, je l'enverrai plus tard. Voilà, excellent. C'est ce que j'ai pensé parce que parfois, c'est pas toujours facile de se rappeler de toutes les références. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose? Un tout petit mot sur le dernier élément de Lise, sur l'exploitation des ressources rares. La plupart des mines de métaux rares qui sont dans les smartphones sont aussi dans le sud. Et il y a une réflexion globale à mener sur ce qu'est l'IA responsable. Ce n'est pas simplement l'IA responsable au Québec, au Canada ou dans le Nord. C'est l'IA responsable à l'échelle mondiale. Et les relations nord-sud sont à considérer. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à considérer, à regarder avec beaucoup d'attention, s'agissant de l'exploitation des ressources rares, mais s'agissant aussi de la mise en production, du test de certaines technologies d'IA dans les pays du Sud, pour voir si ça marche, si je puis dire,
sur d'autres populations, notamment des outils de surveillance des populations, avant peut-être de le déployer ailleurs. Donc, on peut être tenté d'aller dans des États où la législation est moins ferme et où les autorités de protection n'ont pas suffisamment les pouvoirs ou les moyens de contrôler. Et là, il faut faire attention parce que c'est une autre forme de colonisation par la technologie qui se met ici en place. Donc, il nous faut être très vigilants. Tout à fait. Et je pense que là, il y a des enjeux aussi de santé au travail pour les personnes qui y travaillent. Parfois, des enjeux, on le dit, d'enfants, parfois, qui peuvent être amenés à travailler dans certaines de ces mines ou enfin bref. Donc, s'il n'y a pas autre chose sur les enjeux, on pourrait commencer à regarder les solutions parce que c'est vrai que les enjeux, les défis, tout ce que vous avez évoqué, c'est majeur. Est-ce qu'on peut trouver des solutions de ce point de vue-là? Céline, je ne sais pas si vous voulez commencer là-dessus. J'irai après mes collègues, je pense. Oui, d'accord. Alors, qui veut y aller d'abord? Lise, je pense, qui cherche son petit bouton pour allumer. Voilà, fait, non, je ne cherchais pas mon petit bouton, mais je voulais laisser la parole à Tania. Ah, OK. Mais c'est pas grave. Moi, je me référais, ça serait quoi la solution? Je regardais des études, pourquoi les femmes, on parlait d'accès à la formation puis qu'elles ne vont pas en intelligence artificielle. Je regardais des études qui disaient à peu près 48% la famille et les amis influencent le choix des enfants, évidemment. Après ça, c'est 45% les enseignants, puis ensuite, l'accès représente 32%. Fait que je voulais comme focusser sur ces trois éléments-là, la famille et les amis, les enseignants, puis l'accès qu'on donne. Alors, mais je trouve que Tania, elle a bien parlé au niveau de l'accessibilité. C'est sûr que moi, si j'arrive dans une culture qui est un modèle qui date depuis longtemps, puis que je ne me retrouve pas, je ne trouve pas ça très attrayant, puis je n'irai pas me mettre dans la jungle en disant cette jungle-là ne me convient pas. Alors, je pense qu'il va falloir travailler la culture de ces milieux-là. Et je crois que la diversité va jouer un rôle très important. Le fait que ça soit une orientation qui est politique, dans les organismes subventionnaires, dans les universités, etc. Moi, je trouve ça fabuleux. Les modèles, je pense tantôt, quand j'ai commencé avec une question, connaissez-vous certaines de ces femmes? Je crois que comme tout être humain, homme-femme, là je ne fais aucune différence. Les hommes sont chanceux, ils ont beaucoup de modèles. Ça aide les modèles. Les jeunes à l'école, ils ont besoin de modèles de réussite. Puis je me réfère justement à la population africaine. À un moment donné, dans un projet, j'avais suivi un projet d'une chercheure. Elle dit, quand tout autour de toi est blanc, c'est quoi que tu as comme réussite, là? Alors, il faut travailler des modèles de réussite à ce niveau-là. Bien, je pense que pour les femmes, présenter des modèles de réussite, puis pas des modèles de réussite selon un modèle de compétition ou de sacrifier ta vie. Je regarde juste en médecine, il y a maintenant le 3/4 des facultés de médecine, ce sont des femmes. Puis les femmes choisissaient beaucoup la médecine familiale et là maintenant s'en vont vers les spécialités. Alors je me dis que plus on va combattre le stéréotype du modèle homme-femme, puis la femme est là, puis l'homme est là, la catégorisation puis l'étiquetage, là, je pense qu'il faut s'attaquer à ça, puis dire il n'y en a plus d'étiquettes, il n'y en a plus de catégories. Travaillons le modèle ensemble pour qu'on travaille sur des conditions favorables au bien-être, à la réalisation, etc. Puis ça part par l'éducation. Effectivement, peut-être que là-dessus, Tania, vous pouvez compléter. Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance des pourcentages et je pense qu'on le dit souvent, ça a été difficile pour les femmes dans plusieurs secteurs, que ce soit la construction ou beaucoup d'autres secteurs. Quand on est seul, quand il y en a 3, 4, et notamment dans les technologies de l'information, même encore aujourd'hui, on le dit beaucoup, elles sont trop minoritaires, donc c'est difficile pour elles, ça prend un bassin. Est-ce que vous voyez des solutions de ce point de vue-là, Tania Sabat? Oui, écoutez, j'ai certainement une petite idée. D'abord, Lise vraiment aide beaucoup dans les propos justement qu'elle vient de tenir. Moi, je vous dirais que si on va du principe que sans une diversité auprès des influenceurs, des personnes qui prennent les décisions, des dirigeants, puis des ressources dans les entreprises,
ou dans les organisations, dans les institutions d'enseignement, dans les gouvernements, pour les politiques publiques, s'il n'y a pas de diversité auprès des personnes qui prennent des décisions et aux personnes qui les implantent, ben, vous n'aurez pas de diversité, puis vous ne pouvez pas atteindre des résultats qui soient plus éthiques, qui soient plus adapté justement à toute la diversité aujourd'hui socio-économique, socio-démographique, en tout cas de la population. Donc, ça, c'est pour commencer. Or, si on regarde les programmes en équité, diversité et inclusion, que ce soit dans les organisations qui sont soumises, par exemple, à des programmes d'accès à l'égalité ou à des programmes d'équité en emploi au fédéral, ce qu'on voit encore, c'est qu'on est loin des objectifs. Et donc, et pourquoi? Moi, je vous dirais que les raisons sont assez simples. Il y a certaines personnes qui pensent que les choses vont se corriger par elles-mêmes. Or, les choses ne se corrigeront pas par elles-mêmes, sinon ça se serait fait. Là. Les femmes sont sur le marché du travail en grand nombre depuis les années 60. Ça ne se corrige pas vraiment. Donc, il faut faire quelque chose, il faut faire des efforts. Deuxièmement, il y a une expertise autour de l'EDI. Ce n'est pas parce qu'on a une formation sur les biens inconscients qu'on a réglé tous les problèmes en EDI. Il y a tout un système cohérent d'une façon de faire. Il y a des principes selon lesquels il faut agir. Il y a des pratiques, il y a des sphères dans lesquelles il faut intervenir. Je pourrais certainement vous en dire très long, mais ça prendrait beaucoup de temps. Mais je voudrais juste ici marquer l'idée qu'il y a toute une expertise et un savoir-faire sur l'EDI, puis ça ne peut pas se résumer sur juste quelques pratiques un peu éparpillées par-ci, par-là pour dire « Oh, on est conscient de l'EDI, on fait quelque chose ». La troisième, c'est qu'il y a de la résistance. Et ça, on le voit dans les enquêtes, on le voit dans les études. Et il y a des personnes qui pensent que quand on fait de l'EDI ou quand on prend des principes d'EDI dans les organisations, on est en train d'enlever des privilèges, de mettre d'autres privilèges, puis il y a le backlash qui est à gérer. Or, tout ça, c'est un manque de connaissances, c'est un manque de comprendre, ce n'est pas des jeux à somme nulle, c'est une contribution à la société et c'est là où je rejoindrai vraiment Lise et Céline sur cette question de durabilité, sur la question de la sustainability aujourd'hui et de se dire, bon, ben, ça ne marche pas. Le deuxième point, très rapidement, je vous dirais que l'intelligence artificielle, honnêtement, il faut le voir comme un magnifique potentiel de solution. Une fois qu'on a évidemment réglé le premier problème et qu'on a une bonne diversité sur des prises de décision. D'abord, pourquoi? Parce que clairement, le modèle économique actuel ne fonctionne pas. Là. Je pense qu'il n'y a plus, on n'a même plus besoin de faire trop de preuves. Il n'y a qu'à ouvrir le matin les nouvelles pour entendre ce qui est en train de se passer dans notre monde pour dire, OK, ça ne marche pas. Donc, c'est même pas l'adapter, c'est complètement le changer. Il y a toute une révolution qui doit se faire autour des modèles et peut-être que justement une intelligence artificielle éthique peut certainement aider. Pourquoi? Parce qu'elle transcende un peu toutes les limites, n'est-ce pas, du cerveau, empêche les gens de réfléchir avec des raccourcis mentaux, leur donne plus d'informations, mais à la condition que l'information qui est là, puis les systèmes sont basés quand même sur des systèmes justes. Parce que aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit souvent des systèmes qui sont déjà biaisés sans vouloir même reconnaître qu'ils sont biaisés. Alors, mais les choses avancent, on commence à comprendre, on commence à savoir aussi comment le faire, puis certainement la diversité des ressources, la diversité des profils. Puis je vous dirais sur la question de la durabilité, sur la manière aussi de voir comment notre monde évolue. Je vous dirais que les femmes aident beaucoup, là, dans le sens où la notion de qualité de vie, la notion encore une fois, autour des questions d'environnement, des questions, c'est quand même tout à fait interpelle tout le monde, mais interpelle aussi également les femmes, ne serait-ce qu'en regardant les programmes universitaires, on voit où est-ce que les femmes se dirigent, par exemple, beaucoup plus dans les sciences de l'environnement qu'ailleurs, par exemple. Évidemment, appliquer une lentille EDI à tout. Et moi, je terminerai pour dire qu'on a une chance inouïe de mener les technologies, il ne faut juste pas les laisser nous mener. Puis si c'est ça le cas, c'est d'après moi une bonne façon d'évaluer autrement les impacts, puis autrement les projets et autrement leur contribution à la société. Donc, et l'effort, ce qui remet un peu toute la question de l'équité, de la diversité, de l'inclusion vraiment au cœur, si vous voulez, de ce débat. Prometteur, là, ce sur quoi vous concluez, voilà, que l'on puisse nous diriger justement les technologies et non pas se laisser diriger par elles, ce serait très bien. Céline?
Oui, je voudrais rebondir sur ce que Lise et Tania ont dit, sur ce que disait Lise sur les modèles masculins. Effectivement, les hommes ont de la chance de voir ces modèles-là. Mais j'entendais aussi que certains hommes ne se reconnaissaient pas non plus forcément dans cette domination blanche. Donc, C'est vrai. ou qu'ils soient blancs ou pas, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément lié à leur propre appartenance, mais simplement le fait, la façon d'être vu comme tel, comme l'homme blanc dominant, bah, évidemment, c'est pas non plus forcément très, très flatteur et très agréable à porter. Donc, je pense que les solutions doivent se faire aussi évidemment avec les groupes vus comme dominants, parce que c'est essentiel de partager des réponses. Et je pense que la diversité des modèles masculins et la façon de voir aussi masculine peut aider les femmes aussi à trouver des ancrages et à trouver des mentors hommes. Alors, on dit parfois que quand on va chercher un mentor homme, c'est pour se comporter comme un homme, si je puis dire, et mieux réussir. Ben, je pense que nous aussi, on doit changer notre façon de faire et de penser et de se dire, ben, je vais chercher peut-être tel homme et pas tel autre parce que je sais que celui-ci est vraiment ouvert et qui fait de réels efforts dans la diversité de son équipe ou de son approche. Il cherche vraiment à comprendre et à en apprendre plus. Ben là, je pense que tout le monde peut se porter et s'apporter en termes de mentorat et de modèle. Je pense qu'on doit vraiment repenser les choses et ouvrir finalement les possibilités et les perspectives. Je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit Lise s'agissant des données. Effectivement, une réflexion profonde en éthique se construit en ce moment. C'est la même chose en droit. On a beaucoup de textes ou de projets de textes sur les données, sur la protection des données. On en a beaucoup en Europe, on en a aussi au Québec. Et je voudrais simplement signaler la dynamique actuelle qui est à la fois de renforcer la protection des données personnelles. On l'a vu au Québec avec le projet de loi 64 qui a été adopté en fin d'année dernière. Donc, on renforce cette protection et on va chercher aussi l'incidence de la prise de décision automatisée fondée sur des données personnelles. Donc, c'est une première tentative, un premier point pour tenir compte de l'impact de l'IA par rapport à des individus et par rapport à des classifications et des profilages. Et d'un autre côté, on voit aussi bien sûr le potentiel des données après une pandémie, en particulier les données de santé. Et il y a une deuxième dynamique qui est celle du partage, de l'échange des données dans des environnements sûrs, de confiance, etc. Et là, on pense au projet de loi 19 au Québec sur le partage des données de santé et les réflexions qu'il y a autour de la gouvernance des données, la fiducie des données, le data trust. Et donc, c'est tout cet équilibre à aller chercher entre la protection des données et les risques de discrimination qu'il peut y avoir avec ces données personnelles et également aussi la recherche d'un bien commun, d'une information commune qui pourrait bénéficier à tous. Donc, c'est vraiment ce qui est au défi de nos sociétés et au défi du droit. Hein, très, très franchement, très clairement, ce n'est pas du tout évident de poser des bonnes règles en la matière. Et l'Union européenne a exactement les mêmes réflexions. Le texte sur la protection des données a été adopté en 2016 et on a actuellement des projets de loi sur cette question de gouvernance des données, de partage des données. Mais plus encore, je voudrais aussi dire qu'au-delà des données, on a une réflexion à mener sur les systèmes d'IA eux-mêmes, hein, sur la conception. C'est tout à fait ce que disaient Tania et Elise tout à l'heure. Des biais sont aussi dans les systèmes et la façon dont on les conçoit. L'Union européenne est un petit peu en avance du point de vue de la réglementation parce qu'il y a une proposition de règlement qui a été publiée l'année dernière sur le sujet. Elle n'est pas encore adoptée. Et je pense qu'il est temps au Québec et au Canada de voir un petit peu comment on pourrait encadrer ces systèmes par du droit ou par de l'éthique ou par des bonnes pratiques, je ne sais pas, parce qu'on ne fait pas forcément des normes de la même façon. Mais en tout cas, la réflexion, à mon avis, mérite d'être poursuivie. Il ne faut pas s'arrêter aux données parce que ça ne résoudra pas tout. Bien sûr, il y a la question de la représentation, des échantillons, surreprésentation, sous-représentation, mais pas seulement. Il y a la question du cycle de vie des systèmes d'IA, le fait d'auditer ces systèmes d'IA, le fait effectivement de les concevoir et de tenir compte peut-être d'une pluralité de situations, pluralité d'équipes dans la conception des systèmes d'IA. Donc, il faut aller un petit peu plus loin, évidemment. On ne s'en sortira pas en se contentant de regarder les données. Et enfin, pour supporter la lueur d'espoir apportée par Tania,
En effet, l'IA est aussi une opportunité, bien sûr, de lutter contre ces problèmes. Et ce que je trouve quand même intéressant, c'est que l'IA est quand même très révélateur. Il y a eu beaucoup d'exemples extrêmement choquants sur des biais racistes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, évidemment, les communautés le disent depuis longtemps, mais bon, on les entend pas vraiment. Mais quand c'est révélé par un outil qui est censé être objectif et ne pas être biaisé, ben, là, évidemment, on voit à quel point les systèmes d'IA ne sont que le reflet de notre société et des humains qui la conçoivent. Et là, on voit que c'est plus du tout possible de continuer comme ça. Que ça n'est pas même un peu plus difficile parce qu'on dit justement, ça relève, les données ont été entrées, c'est une décision, on va la prétendre objective, justement. Donc, est-ce que ça n'est pas presque plus difficile à contrer qu'une décision d'un humain? Ça fait partie du discours ambiant pour dire, bah oui, bien sûr, on va, au lieu de mettre un humain qui est biaisé, on va mettre une machine qui ne va pas l'être. Bon, bah évidemment, si le concepteur était biaisé ou si les données sont biaisées, le résultat le sera aussi. Mais justement, le fait de le constater, le fait qu'il y ait eu quand même quelques exemples médiatisés aux États-Unis, exemples très choquants, permet quand même d'alerter. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Tania. Je pense quand même qu'on commence à avoir une conscience de ça et peut-être tant les concepteurs que les utilisateurs commencent à se dire, bon, attention, il faut peut-être que je vois un peu dans le détail les résultats pour ne pas me retrouver avec un gros problème de biais, avec un gros scandale d'un biais de genre ou de race qui est quand même évidemment pas acceptable dans notre société et heureusement. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là? On tire un peu à la fin du débat, mais il nous laisse... c'est bon, on peut. Bon, on devait faire un peu, je devais faire un peu une synthèse. C'est difficile parce que, en fait, puis bon, les gens qui nous écoutent comprendront que l'idée, c'est vraiment de leur donner envie d'aller creuser ces différents sujets-là. On n'a pas pu faire le tour de toutes les questions et puis donner tous les éléments. On a évoqué dans un premier temps les barrières pour l'accès des femmes, l'internalisation des stéréotypes. Ça, je pense que c'est important aussi, effectivement, on le constate. La visibilité des femmes, l'idée d'avoir des modèles, il n'y en a pas beaucoup en ce moment et c'est quelque chose, certainement, il faudra être attentive à ça. Pour ce qui est des enjeux aussi, bon, les biais, on a vraiment traité toutes ces thématiques-là, les biais qui sont introduits dans les systèmes, que l'on prétend neutres ou objectifs et qui finalement finissent par reproduire, voire même accentuer les égalités. Un autre enjeu qui est important qu'on a abordé aussi très rapidement, mais c'est tout cet enjeu de perte d'emploi. On a beau être dans une période à l'heure actuelle, tout au moins au Québec, au Canada, de pénurie de main-d'œuvre, il n'en reste pas moins que certaines personnes qui vont perdre des emplois, ce sera évidemment très difficile pour elles. Et ce que l'on sait, comme le mentionnait Tania, c'est d'ailleurs, il y a eu des publications, je crois, aux États-Unis, les avocats, les médecins, les professionnels, les professeurs qui pouvaient se penser à l'abri dans une certaine mesure, ben, finalement, on constate que au moins les tâches vont être transformées. Les postes ne vont peut-être pas disparaître, mais les transformations vont se présenter du côté des tâches. Du côté des solutions, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même identifié beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça va peut-être être repris un petit peu dans les questions. On a quelques questions qui ont été évoquées là, dans les discussions, mais pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la discussion et on aura quand même un petit 15 minutes pour discuter de ça. Le développement soutenable, je pense que ça, c'est un enjeu majeur qu'on a mentionné et puis autant dans les enjeux que dans les solutions, il y a des choses à faire de ce côté-là. Un des gros enjeux, c'est vraiment changer les modèles. On a évoqué un peu aussi l'importance d'agir sur les organisations et c'est peut-être ce qui va nous amener à la discussion avec les gens qui sont en ligne, en fait, parce qu'il y a au moins une personne, il y a une question que moi j'ai repérée qui, au fond, nous amenait à s'interroger. En tout cas, cette personne-là nous demandait justement, là, il y a d'autres questions qui arrivent, c'est bien, la question de l'initiative sur l'éthique en IA, je pense que ça renvoie à l'Obvia, à ce qu'évoquait Lise. Comment est-ce que les entreprises peuvent la soutenir finalement? C'est une question, effectivement, comment est-ce qu'on peut les amener à s'engager dans tous ces éléments de solution là, qu'on a évoqués? Donc, on peut peut-être y aller avec cette première question d'une personne là, qui est en ligne et qui nous écoute. Donc, Lise, comment est-ce que l'Obvia ou d'autres organisations ou initiatives peuvent engager les entreprises? Et surtout, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est avec ces gens qui ont une formation plutôt de technologie. Il y a très, très peu de cours justement sur les enjeux sociaux, la place des femmes, tout ça.
quand on a une formation autant au niveau collégial qu'universitaire, il n'y a pas toujours cet élément. Ça commence à apparaître, mais très peu. Donc, comment est-ce qu'on engage les entreprises, Lise? Ce qui est intéressant, on a commencé ça à l'automne dernier. Ça a été une collaboration avec Forum IA Québec qui nous avait demandé, pouvez-vous sensibiliser les entreprises québécoises justement ou de créer un outil éthique pour que les entreprises québécoises puissent avoir une démarche responsable en matière d'intelligence artificielle. Et on a été étonnés, on avait dit, ben, on aimerait savoir le plus possible d'entreprises, puis on a été étonnés de la réponse des entreprises québécoises qui voulaient participer à ce projet de recherche. Et quand on a commencé la démarche, on a réalisé que dans leur réflexion éthique, ils étaient rendus très loin, qu'ils se posaient énormément de questions. Très bonne question, qui avait aussi une intention de faire du développement d'intelligence artificielle de manière responsable. Alors, je me disais, mon Dieu, l'écosystème influence beaucoup, tant mieux. J'ai trouvé que c'était un gros plus, mais qu'ils ne savaient pas comment faire. Alors, au tout début, je parlais que des principes, quand tu nages pas dans les principes, c'est abstrait là, pour monsieur et madame tout le monde aussi, là. Alors, on a travaillé avec eux pour savoir quel serait un outil idéal, comment il devrait être fait, puis quels seraient les principes qui semblent incontournables par rapport à ce qu'on voyait émerger de façon consensuelle à l'international. Alors, à partir de là, on a recueilli, si vous voulez, leur impression, on a analysé, etc. On en est arrivé à 7 grands principes pour eux qui étaient incontournables. Puis aussi, ce qu'ils voulaient pour concrétiser ça. Alors, ce travail-là n'est pas encore terminé. Alors, j'aurais voulu vous donner la conclusion, mais ce que je vois, c'est que nous, la façon qu'on travaille ça, c'est de rendre les principes traduisible compréhensible pour les gens compréhensible, de base. intelligible. C'est ça, Tout dans à la fait. réalité, donc de participer à ça. Puis, c'est le travail que l'on fait avec un groupe. Là, je ne suis pas seule. Là, il y a l'Axe éthique, nous, à l'Observatoire, qui a travaillé ça. Donc, ça, c'est fait. Et aussi, dans la Déclaration de Montréal, il y a eu des outils plus compréhensibles qui ont été faits à partir de ces principes-là. Fait que je pense qu'on est rendu là. Ça, c'est une première chose. Puis l'autre chose qui est peu discutée et qui est une composante majeure en éthique, qui est un concept clé, ça s'appelle la sensibilité éthique. Alors, c'est sûr que si on enseigne l'éthique de manière très déontologique, ce que l'éthique n'est pas, qu'on arrive dans le cours de sciences et génie, puis on sort tout le code des professions, là, c'est pas ça l'éthique. L'éthique, c'est une réflexion sur les normes, les valeurs, les règles, etc. Alors, puis ça demande un éveil de la sensibilité éthique. Puis souvent, les concepteurs, non, pas parce qu'ils ne sont pas capables de l'avoir, on est tous capables de l'avoir, mais elle est plus ou moins développée. Alors, il faut aussi faire ce travail-là auprès des développeurs puis des concepteurs de développer la sensibilité éthique, parce qu'à partir de là, tout un champ s'ouvre. Là. Quand on développe, puis des fois, les gens ne veulent pas mal faire, c'est parce qu'ils ne voient pas qu'il y a une problématique éthique. C'est ça qu'on appelle la perception éthique. Alors, s'ils ne voient pas, ils vont concevoir des discriminations, des algorithmes qui vont créer des discriminations. Mais si on développe la capacité de la sensibilité éthique chez les développeurs, par exemple, eh bien là, il y a souvent un grand réveil qui s'opère. En tout cas, du moins, c'est ce que j'ai observé. Tout à fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Céline, Tania? Oui, je peux le faire si tu veux. Oui. C'est vraiment super, Lise. Effectivement, tout un développement sur l'éthique, puis tellement en même temps profond et en même temps très pragmatique, je dirais. Moi, évidemment, l'éthique n'est pas mon expertise, mais si je devrais peut-être donner un peu le parallèle sur la question de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, je dirais que il ne faut pas voir ça vraiment. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à considérer, que c'est important, puis qu'il faut le voir
en étapes certainement, mais qu'il faut quand même le faire. Mais contrairement à la révolution technologique précédente où on voyait la robotisation, l'automatisation arriver, ici, on a beaucoup plus de difficultés à percevoir qu'est-ce que ça va avoir comme effet et donc de pouvoir vraiment anticiper aussi les problèmes. Et donc, moi, je verrais un peu les solutions sur deux plans. Le premier, c'est que par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle, faut qu'ils fassent l'objet, et je pense que c'est déjà un peu dans la conception, c'est fasse l'objet d'expérimentation. La seule chose qu'il va falloir ajouter, c'est cette lentille EDI. Donc, est-ce qu'il passe le cap justement des biais discriminatoires? Et ça ne peut se faire que par des prototypes, par de l'expérimentation, évidemment des concepteurs qui sont très conscients, qui sont eux-mêmes diversifiés, mais qui ont une posture aussi de voir les choses à partir d'une diversité de perspectives et non pas d'une conformité avec tout ce qui se dit, de pouvoir dire, faire valoir cette diversité, qu'ils soient femmes, qu'ils soient membres d'autres groupes, qui sont en sous-représentation aujourd'hui dans les diverses sphères de la société. Il faut travailler donc avec les diagnostics, travailler avec les prototypes, puis travailler beaucoup avec les mesures. Donc, il faut tout mesurer. Il faut mesurer les questions autour de l'EDI, il faut mesurer autour de la prise de conscience de l'EDI, puis ensuite, il faut apporter les corrections. Donc, on est comme dans des modalités auxquelles on n'est pas vraiment habitué. On veut commencer un peu par la fin, on veut vraiment aboutir rapidement, puis ça ne se prête pas très bien à ces modèles qui doivent être complètement renouvelés, sinon presque de nouveaux modèles à admettre. Puis aussi, je voudrais quand même attirer l'attention sur que notre économie est beaucoup composée de PME et que cette prise de conscience, puis la nécessité de regarder les biais, puis de les analyser, puis dans l'introduction des technologies, c'est pas des PME qui peuvent faire ça. C'est très coûteux. On va mettre alors que c'est dans les PME que se fait la création d'emplois, alors que notre économie et notre développement économique et social se base sur des PME beaucoup. Et donc, c'est là où, encore une fois, des institutions qui composent un peu notre société puis notre écosystème, doivent mettre en place des plateformes, des communautés de pratiques, des manières de faire pour justement venir assister les PME parce que souvent, c'est un savoir qui se partage facilement et de ne pas laisser toute la responsabilité sur le dos justement des petites et moyennes entreprises qui ont bien moins de ressources puis certainement beaucoup de pain sur la planche déjà pour passer à travers crise, révolution industrielle, nouvelles technologies, biais, rareté de main-d'œuvre. Disons que la cour est pleine. Il y a de quoi s'occuper, oui. J'ai deux questions là, qui sont apparues et puis il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, je vais faire un dernier tour de table, mais je vous lis. La première, je vais vous la lire. Elle est un petit peu longue, mais elle rejoint peut-être des choses qu'on a évoquées là, mais la personne nous demande quelle est la relation entre la confiance et l'intelligence artificielle. Doit-on opter davantage vers des algorithmes open source et augmenter la transparence pour avoir davantage confiance dans ces algorithmes pour anticiper les biais qui seraient injustes? Bon, pas certain que les open source le fassent automatiquement, mais à voir. La personne sous question, vu qu'on a des données passées en fait, qui sont essentiellement imprégnées effectivement par des visions masculines, comment réduire ce biais dans les données? Est-ce que ça serait équitable, égal, égalitaire? Donc ça, c'est un peu la première question. Voilà. Et puis la deuxième, elle est beaucoup plus courte. Puis je vais vous demander si vous voulez, bon, vous choisissez ou vous vous prononcez sur les deux. L'autre, c'est la personne nous pose la question de la sobriété numérique. Comment on le définit? Effectivement, on est très consommateur de technologie et certainement bon, d'IA dans l'avenir. Donc, comment peut-on définir ce concept? Donc, à tour de rôle, si vous voulez y aller là, pour quelques minutes, ça va être nos conclusions du panel. Donc, peut-être, je ne sais pas, Céline d'abord, OK? Oui, je veux bien y aller. Je voulais simplement ajouter à la discussion précédente que, effectivement, la formation, l'information, la sensibilisation des managers et du top des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ça me paraît important. Et je voudrais aussi dire qu'il y a aussi un petit danger, notamment sur des réglementations qui seraient liées à des conformités ou à des standardisations qui sont en train de se mettre en place en matière d'IA, de faire attention à ne pas avoir une approche trop technique ou sur les données qui ne tiendraient pas bien compte des problématiques d'équité, diversité, inclusion que mentionnait Tania.
peut y avoir une tension entre la normalisation, les standards qui sont très mal adaptés finalement aux questions de droits humains et de diversité, inclusion. Ce n'est pas forcément le bon outil, donc faire attention à ce qu'on n'ait pas une checklist et de la conformité qui finalement ne correspondrait pas aux enjeux sociaux qu'on a évoqués aujourd'hui. Rapidement sur la question d'Omar. On me dit qu'on a jusqu'à 11h25, donc on a un peu plus de temps. On peut respirer. Très bien. Alors, je vais apporter la réponse une réponse à Omar. À propos de l'open source, beaucoup d'écrits ont montré que ce n'est pas l'ouverture de la boîte noire ou ce n'est pas le fait d'aller voir les algorithmes qui garantit qu'il n'y ait pas de biais, qui garantit que le process s'est passé correctement et que les résultats seront pertinents. On assiste plus aujourd'hui sur les données en entrée et les résultats en sortie, le fait d'auditer les résultats en sortie et puis de le faire tout au long du cycle de vie du produit pour garder une certaine stabilité. On parle de robustesse, on parle d'exactitude des données et on est plus finalement à intervenir en amont et en aval que de chercher vraiment à comprendre les codes parce qu'il y a beaucoup de méthodes. Évidemment, si on est sur du deep learning, c'est absolument incompréhensible. Et ce n'est pas la question de l'open source qui réglerait le problème, d'autant plus qu'on peut nous objecter des obstacles de secret d'affaires ou de propriété intellectuelle. Et donc, je pense qu'il ne faut pas chercher ce type de transparence-là, mais plutôt la façon dont on a conçu le système et composé le jeu de données et la façon dont on a interrogé, challengé finalement le système avant de le mettre sur le marché pour vérifier ses biais, justement. Je pense que les solutions sont plutôt là. Et sur la question de l'équité, l'égalité, alors ça, c'est vraiment des questions politiques et même sociales. Est-ce qu'on accepte finalement une forme de discrimination positive, par exemple, en intégrant des données peut-être qui viendraient éventuellement rectifier de la discrimination? Alors ça, c'est très différent d'un pays à l'autre et les réactions peuvent être différentes. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur la réglementation européenne et ce vers quoi on s'engage par rapport à ça, il y a des obligations de vérifier son jeu de données et de se rendre compte effectivement de la représentativité de la part de chaque catégorie de données et de tenir compte aussi de la population à laquelle la base de données va s'appliquer, le système d'IA va s'appliquer. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même qu'il y ait un lien pertinent entre les jeux de données et les populations qui vont être concernées parce que sinon, évidemment, les résultats risquent d'être mauvais, pas adaptés, biaisés, etc., voire inefficaces. Le système d'IA risquerait d'être inefficace. Et il y a une idée qui est peut-être intéressante à creuser, c'est l'idée de la localisation des systèmes d'IA et des données pour tenir compte des spécificités d'une population si on raisonne à l'échelle mondiale. Les grandes entreprises technologiques nous font croire que one size fits all, qu'on peut tous avoir la même technologie, qu'on a tous les mêmes problèmes et qu'on va résoudre avec la même chose, les mêmes solutions, avec les mêmes données. Évidemment, c'est faux. Et donc, je pense qu'il faut aussi insister sur les particularités de l'identification des problèmes, être certain que l'IA est une solution et de chercher avec les populations les solutions et intégrer les données correspondant à ces populations. Donc, c'est peut-être aussi une façon de rééquilibrer, de donner un peu plus d'équité et pas simplement de se dire je vais prendre ma solution universelle et regarder mon jeu de données. Il faut vraiment interroger l'ensemble, me semble-t-il. Qui veut compléter? Peut-être que j'ajouterai un point concernant la transparence puis l'open source. Aussi, ce qui est très important, c'est ça, c'est effectivement, je partage le même avis sur, c'est pas la solution, l'open source, là, évidemment. Je pense que c'est plus dans les mécanismes de surveillance qu'il faut se pencher. Il faut regarder s'il y a la traçabilité, les audits, les évaluations, là, les modèles qu'on retrouve dans les lois, là, le impact assessment, les P, j'ai oublié, Céline, aide-moi, j'ai comme un petit blanc. Les PIA, c'est les Privacy Impact Assessment. Et là, on parle de plus en plus d'algorithmique Impact Assessment, donc l'impact des systèmes d'IA.
Exact, merci. Alors, donc, je pense que c'est là qu'il faut se pencher. Il faut vraiment regarder. Puis, l'association IEEE travaille sur des standards de pratique pour justement euh, bâtir une structure qui va permettre d'aller chercher cette traçabilité puis cet audit dans la mesure du possible, parce on a évoqué l'apprentissage profond où il y a une certaine complexité. Même, à un moment donné, Joshua Benjo, il dit on ne pourra jamais être transparent parce que l'algorithme apprend déjà à partir de ce qu'il est. Donc, mais si on peut travailler ça, c'est comme un peu de démystifier cette boîte noire-là par des mécanismes. Ça, pour moi, c'est important. Concernant la sobriété numérique, c'est sûr que c'est un concept là, je vous ai mis une petite définition Wikipédia, ce n'est pas scientifique, mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent à bâtir et à structurer justement cette définition-là. Ce que je voulais ajouter à cette proposition-là, c'est vraiment de questionner pour mieux évaluer nos choix en matière environnementale lorsqu'on utilise le numérique. Puis ce questionnement-là, on est dans la réflexion éthique. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que parfois, il y a des effets contradictoires. Hein? On est dans les réductions des effets de serre, par exemple, puis on est dans une augmentation énergétique. Fait que, il y a comme deux principes qui sont contradictoires. Alors, moi, je pense qu'il plus on va questionner ces alternatives-là, puis qu'on va regarder, par exemple, ce que se fait dans le low-tech, peut-être que le low-tech va apporter une solution par rapport à le gros big tech et peut-être qu'on va reviser nos choix. Je pense que je crois qu'il faut développer une utilisation plus efficiente et responsable des ressources qu'on va utiliser. Puis, ça s'inscrit justement dans ce mouvement-là de sobriété numérique ou de développement responsable. Nous, à l'Observatoire, on parle beaucoup d'un développement qui se veut responsable, puis on va le questionner à partir de 4 dimensions qui vont faire appel justement à cette réflexion, à ce respect environnemental, etc. Donc, il faut sous-peser notre empreinte énergétique. Puis peut-être que quand les organisations vont demander ce bilan-là, je crois que là, on va faire un réel progrès parce qu'on ne demande pas le bilan encore assez fortement. Comme je vous disais, c'est encore la face cachée là, de l'utilisation du numérique, mais peut-être que ça va venir. Puis, on va faire preuve d'imagination pour dire, mais dans ce cas-ci, on va utiliser le big tech, puis dans d'autres cas, ça va être le low tech pour réduire, par exemple, notre consommation d'eau dans les champs agricoles. Alors, voilà. Mm-hmm. Je pourrais peut-être juste compléter vraiment, super, merci à Céline, Lise. Moi, j'aurais juste peut-être une petite chose à ajouter, c'est que tout ce qui a été amené sur les systèmes, absolument d'accord. Moi, je voudrais juste ajouter aussi la nuance que les organisations, puis les grandes organisations qui ont fait l'objet soit de poursuites, soit de scandales un peu dans la presse autour d'utilisation de systèmes algorithmiques discriminatoires ou autres, la première chose qu'ils ont fait, puis la manière comment ils ont réagi, c'est de mettre en place des équipes diversifiées. Et donc, il y a deux choses. Il y a de regarder comment on conçoit les systèmes, qui est beaucoup plus la partie plus mécanique de la chose, technique, technologique, que mes collègues ont bien expliqué que je serais bien incapable de faire. Par contre, moi, ce que j'ajouterais aussi, par ailleurs, je dirais pas par contre, qu'il faut quand même un travail sur le fond. Parce que si on utilise, par exemple, à la base des décisions, des critères qui sont discriminatoires, ce n'est pas les algorithmes qui vont corriger, c'est une question de fond. C'est une question de pourquoi est-ce qu'on est en train de choisir ces critères. Est-ce que les critères, par exemple, dans une sélection, dans des systèmes qui aident au recrutement, est-ce que ce sont les bons critères? Ce n'est pas l'algorithme qui va corriger ça, c'est l'humain qui va corriger ça. C'est l'équipe diversifiée puis qui connaît puis qui sait comment retracer des biais. Donc, c'est pour répondre un peu à la question de M. Benkiran, qui est d'ailleurs qui vise très juste là. Et donc, si à la base, cette idée d'égalité, égalitaire, puis moi, le mot discrimination positive, je l'aime moins parce qu'en fait, toutes nos législations sont basées beaucoup plus sur la notion de compétence. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de correction de personnes à la place d'autres personnes. Il y a
est-ce qu'on est en train, dans les critères que l'on utilise, qu'on a toujours utilisés, est-ce qu'on n'est pas en train d'écarter certaines personnes pour aucune bonne raison? Est-ce que quand on réplique nos habitudes de faire, est-ce que ça n'écarte pas inutilement, puis de manière tout à fait inéquitable, des personnes pour diverses sortes d'accès, que ce soit à l'emploi, que ce soit au financement, ça peut être dans toutes les formes de société. Et donc, la réflexion de fond, il faut l'avoir. Il faut l'avoir à la base des systèmes. Et à certains événements auxquels j'ai eu aussi la chance de participer, tout aussi dans la profondeur de ce qui est en train d'être discuté aujourd'hui, on voit cette prise de conscience. On voit cette prise de conscience donc dans les labos, dans les institutions qui sont en train de faire justement des productions de ces systèmes-là, de se dire, hey, un instant, là, il faut d'abord faire le design sur le fond, puis ensuite se lancer peut-être dans la mécanique qui est plus technologique. Puis je pense que c'est là que rentre en ligne de compte beaucoup plus une compréhension qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus en profondeur des questions autour de l'égalité, de l'équité, de la diversité, puis de l'inclusion. Oui, Céline? Si je puis me permettre d'ajouter, je suis complètement d'accord. La discrimination positive, c'est vraiment pas un joli mot, une jolie perspective. Mais je voudrais quand même indiquer le fait que les approches sont vraiment très différentes d'un pays à l'autre, d'un lieu à un autre. Donc, c'est très culturel, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est très situé. Et c'est d'autant plus difficile justement d'aborder ces questions alors que les systèmes d'IA se disent universels et sont finalement utilisés partout. Les bouts de code d'algorithmes sont repris, on reprend des données d'ailleurs, etc. Et ça pose aussi la question plus fondamentalement de qui doit corriger. Est-ce que c'est le concepteur qui doit se dire « Ah ben là, je vois qu'il y a une inégalité sociale pour tel groupe, c'est pas juste, je suis le justicier, si je puis dire ça comme ça, donc je vais corriger ». Est-ce que c'est ce qu'on veut aussi? Est-ce qu'on va laisser le choix et l'appréciation à des individus qui conçoivent les systèmes? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui pourrait se passer. Soit il y a des discriminations, rien n'est fait par manque de conscience, je ne sais quoi, et donc on les laisse. Soit on rectifie, mais comment on rectifie? Est-ce qu'on est tous d'accord pour rectifier? Dans quel sens? Dans quelle proportion? Etc. Donc ça, je pense que quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas laisser le choix au concepteur parce que bon, tout le monde est biaisé et ce sont des décisions très difficiles à une échelle sociale plus large. Et donc, il faut qu'on ait effectivement cette réflexion de fond qui n'est pas du tout facile à avoir. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas laisser les entreprises, les concepteurs décider pour tout le monde. Et pour reprendre le vocabulaire d'une des chercheuses avec qui je travaille et qui est scientifique des données, Éléonore Fournier-Tomps, à l'heure actuelle, c'est le Far West. Et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et même s'il y a des prises de conscience, peut-être qu'on fait des choses, mais on ne sait pas quoi, et on ne sait pas comment, et on ne sait pas quel impact. Et ça, je pense que socialement, il faut qu'on demande des comptes. Et je rejoins complètement Lise, c'est pas tant regarder les codes, etc., mais que c'est plutôt rendre compte du processus, des différents moyens pris, de la gouvernance, etc., la minimisation des moyens de minimisation des risques pris. Mais là aussi, il faut s'interroger encore une fois sur l'impact des rectifications. Ce n'est pas aussi simple d'ajouter des données quand on a une catégorie sous-représentée. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut qu'on s'interroge sur les solutions ensemble. Et qui a la légitimité? Parce que vous évoquez, voilà, chaque individu ne peut pas, ah, tiens, moi je décide, je suis justicier, je vois qu'il y a un problème ici avec tel groupe. C'est ça, qui aurait la légitimité? Là, on arrive à une question de gouvernance, qui est un peu votre domaine, justement. Une question juridique aussi, parce que si une entreprise achète un système algorithmique et qu'il s'aperçoit en bout de ligne que le système crée des biais et de la discrimination, qui sera responsable, qui sera imputable? Alors, il y a encore beaucoup de choses à travailler en matière de responsabilité puis d'imputabilité qu'on n'est pas rendu là encore. Mais je pense que s'il y a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent poser des questions, doivent aller beaucoup plus loin dans leur choix de système d'intelligence artificielle. Puis là, je pense qu'il y a un travail à faire de sensibilisation, de continuer à poursuivre l'importance de l'équité, la diversité, l'inclusion, les bases éthiques, juridiques, parce que là, le juridique se met en place. Comme disait Céline, là, il y a des pays qui sont plus avancés par rapport au Québec, mais ça s'en vient. Mais je pense qu'il faut poser des questions puis que ça s'inscrive
par exemple, dans des valeurs, quand l'entreprise se dit responsable socialement, là, il y a Quel est encore le du sens boulot. exact et tout? Parce que même par rapport aux questions environnementales qu'on évoquait, c'est vrai qu'il y a des chartes, il y a des sigles, il y a des sceaux, il y a des reconnaissances, mais voilà, avec, disons, une validité qui varie beaucoup d'une à l'autre. Donc, j'imagine qu'on aura un peu les mêmes questionnements, Céline, oui? Oui, au plan de la responsabilité, d'un point de vue juridique, on est en train de structurer un peu le débat et on est en train de penser à une responsabilité dite ex ante, c'est-à-dire avant le déploiement des systèmes d'IA. Et c'est un petit peu les systèmes de conformité dont on parlait, donc toutes les questions qu'il faut se poser sur le jeu de données, sur le système, sur le fait de tester son système, de vérifier qu'il ne varie pas, qu'il n'est pas biaisé, etc. Et la responsabilité ex post, donc après le déploiement des systèmes, justement, en cas de dommages, de préjudices causés aux personnes, quel type de responsabilité on va chercher. Bien sûr, on a déjà des règles de responsabilité générale. Est-ce qu'elles suffisent? Est-ce qu'il faut spécifier un petit peu plus en matière de système d'IA? Ce sont toutes les questions qui sont sur la table en ce moment. Et pour vous donner un peu une idée, la Commission européenne a répondu en posant des règles de responsabilité ex ante et envisage des règles de responsabilité ex post. Donc, la réponse est très juridique et très textuelle aussi, avec des textes spécifiques à chaque fois, plutôt que de se fonder sur le droit déjà existant. Et à l'heure actuelle, donc, sur la responsabilité ex ante relative à la conformité, on rend responsable le fournisseur du système d'IA, mais on met aussi des obligations sur l'utilisateur, pour rebondir sur ce que disait Lise, l'utilisateur du système d'IA qui est censé quand même suivre les recommandations, les règles posées par le concepteur. Et effectivement, il y a toute une chaîne d'acteurs. On caricature un peu en faisant comme s'il n'y avait qu'une personne à chaque fois. Évidemment, il y a toute une chaîne d'acteurs et il faudra déterminer le rôle de chacun et ce qu'on attend. En effet, ça paraît essentiel. On va devoir s'arrêter là-dessus parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous a été donné. Je vous remercie beaucoup. Je crois que ça a été une discussion très intéressante. On pense que les gens qui ont participé ont certainement trouvé là des matières à réflexion, notamment, en tout cas, on a fait déjà un petit peu de sensibilisation, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis, je crois que ce qui est intéressant aussi, on voit qu'on peut avoir une approche non déterministe. C'est pas l'IA qui arrive et voilà, qui va déterminer tout ce qui se passe. Il y a vraiment une marge de manœuvre autant pour les entreprises que pour les individus. Il y a quelques commentaires dans la discussion qui seront certainement repris par les organisateurs. Je vous remercie donc de votre participation. Et puis, les panels se poursuivent. Il y en a un autre qui nous suit. Donc, merci encore. Bien, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Mesdames, vraiment un grand merci pour ces échanges de qualité qui nous permettent en fait de démarrer notre première édition sous les meilleurs auspices. J'ai pris énormément de notes. Je crois qu'il y aura matière à renouveler souvent des échanges. Et je vous souhaite une excellente journée et restez à l'écoute de notre conférence. Merci beaucoup. Merci. Alors tout de suite, effectivement, comme l'indiquait Diane-Gabrielle Tremblay, nous allons accueillir donc les membres de notre panel numéro 2, qui sera anglophone. Donc le titre est « Opportunities and Challenges for the Responsible Development and Use of Artificial Intelligence ». Et permettez-moi d'accueillir donc Matthew Cohen, qui sera notre modérateur. Alors Matthew, j'hésite en anglais, en français, mais ce qui est important en fait, c'est de pouvoir t'accueillir et te remercier très chaleureusement. C'est un remerciement tout particulier et personnel. Et Mathieu, je t'invite à nous parler de ton implication en termes de TI dans le business, à la fois dans la Caraïbe et bien évidemment dans le monde entier. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Je vais répondre en français puisque tu m'as posé la question en français, mais avec plaisir, je peux basculer en anglais. Alors, en fait, moi, je suis un consultant en fait, qui a un peu plus de 30 ans dans le tech, donc dans plusieurs domaines où j'ai aidé un petit peu les entreprises à se digitaliser, faire en mesure. Et donc, en fait, plus récemment, j'ai basculé un petit peu plus sur la recherche et l'analyse des écosystèmes numériques dans la Caraïbe. C'est-à-dire que je m'intéresse en fait à ce qui se passe dans la Caraïbe,
au niveau numérique. Qui est qui fait quoi, comment, pourquoi, est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce qu'il y a des freins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour justement avancer sur ce sujet-là. Et donc en fait c'est vraiment cet axe que je me tiens vraiment au cœur parce que comme tu le sais, il y a plein de choses qui sont possibles dans la Caraïbe, qui sont pas forcément connues le monde entier. Et donc, tant qu'on peut faire ce genre d'exercice et puis rayonner un peu plus large de notre petit bassin dans la mer Caraïbe, c'est d'autant plus très intéressant pour nous et ça nous permet justement à dire venez nous voir, venez discuter avec nous parce que je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Voilà, tout simplement. You're on mute, sorry. Tu es en mute. Je ne sens pas. Pardon, je disais, Mathieu, pour rebondir sur ce que tu indiquais, alors petit bassin de par sa géographie, mais grand bassin de par les capacités, les compétences et ressources que nous avons. C'est très important à dire ça parce qu'il y a quand même autour de 44 millions d'habitants. Et donc, ce n'est pas petit en soi, mais c'est petit au terme de certaines implications dans le monde tech pour le moment. Et je dis bien pour le moment parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont en train de mettre en place, notamment en Jamaïque, et puis des projets qui sont à l'échelle, on va dire, égale à l'échelle des projets mondiaux qui vont transformer de façon significative la donne dans la Caraïbe. Voilà. Très bien. Ben, je laisse la place aux échanges. Je te propose d'accueillir les membres de ton panel. Hello. So good morning and thank you, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening from wherever you are. So welcome to this first Women in Data Science Conference at Quebec. The Women in Data Science conference headed by Stanford University is a worldwide conference that has taken place in over 60 countries in the world. And there are more than 200 events that have taken place with well over 100,000 participants. So it's a real pleasure to be able to introduce the panel. So today we have with us Alison Cohen. So Alison is an applied AI projects lead at Milia. Alison works closely with AI researchers, social science experts, and external partners to professionalize and deploy socially beneficial AI. Now, this is obviously very important. So some of the things that she's been working on, a tool for detecting misogyny and correcting that, applications that can identify online activity that has suspected of containing human trafficking victims, and some kind of agricultural analytics tools that help sustainable practices among smallhold farmers in Rwanda. I think, Alison, you're also involved in the Global Partnership on Artificial Intelligence, the GPAI, which is an international organization tasked with creating best practices in AI. Obviously, I want to get into that a bit later in the discussion. And you work also on something which is very relevant at the moment on how AI can be used in drug discovery. I think it'll be a really good topic to get into as well. So thank you for joining us, Alison. Okay, so normally we would have, I was hoping that we had Ingrid Riley who would join us. Unfortunately, she's not been able to join us yet. I'm hoping that she can join a bit later on. But, well, whatever, we'll carry on anyway. So I just wanted to really ask you like a start question. Let's kind of, can we determine really what AI is? And the reason I'm asking that question, which is quite a basic question, is really the way AI has
come to the forefront in the world today. We've seen that there's much more access to compute facilities, whereas, a number of years ago, it was much more difficult to get access to those. The connectivity from around the world is increasing, not only in its speeds, but also in its resilience. And we're seeing a number of tools becoming, shall we say, democratized, so much easier to use. So the using AI has become this kind of thing which was science fiction 20 years ago and almost a basic tool today. And I'd just like to kind of quote something from one of my favorite authors. He basically said, so this was William Gibson, who's the author of Neuromancer and many other novels since then. He wrote once, he said, the future is already here. It's just unevenly distributed. So I just wanted to really get into that with you and see what your thoughts on and really defining what AI is, please. Absolutely. Well, thank you so much. It's great to be here. Thank you, Women in Data Science, for inviting me, and Matthew for helping moderate this panel. And the topic, it's so important, and it's so quick to develop in this day and age, and it of course touches on women, but also women of all sorts of intersecting identities and people that don't identify as women as well. So it's a very important conversation to be having, especially right now, and I'm really excited to be having it. In terms of what AI is, I would start by saying AI at a very high level is any tool that is considered to be able to do something that we once thought was exclusively the domain of humans, by virtue of it requiring a human-level intelligence in order to perform. And because that definition is somewhat abstract, I think that the tools that we deem to be artificially intelligent are going to continue to change over time, in the sense that they, for example, a calculator. Calculations was something that was once exclusively the capability of human brains, and ever since we've developed these calculators and they've become sort of a common tool that we see in everyday life, we no longer necessarily consider a calculator to be artificial intelligence. So I think the yardstick for what AI is going to continue to change as tools become more and more ubiquitous in our everyday life, and we no longer consider them to be exhibiting traits that are exclusive to human beings. So AI is sort of an abstract definition, whereas machine learning is a little bit more specific in terms of being able to describe what computers are doing when they perform tasks that we consider to be artificially intelligent. And what machine learning is essentially creating models, algorithms that understand, in quotes, the connection between input and output variables. And by that I mean they're algorithms that can make predictions based on input variables. So the classic example is the one of the cat, where you feed a computer algorithm lots and lots and lots of images of cats, which is the input variable. And what you're trying to do is have an algorithm say this is an image of a cat. And so you give the algorithm images of the cats and the label this is a cat. And over time, the model will be able to see an image of a cat without the label this is a cat and predict this is likely a cat by virtue of the characteristics that they're seeing, that the model is seeing. So it's I mean, it can be simplified, but the work that AI is doing is actually, it's very profound in the sense that it can make all sorts of predictions much more significant than whether a picture is of a cat or not. It can make predictions about whether someone should have access to a loan, or how someone should improve their email so that they can be more effective in the way that they communicate with colleagues, for example. And so, yeah, it's a really interesting domain to be working in, because ML can mean so many different things depending on the application. I mean, that's fascinating. I really like that idea of we wouldn't consider a calculator to be AI, and it's really just because the definition has shifted rather than the technology.
And I think that's probably very important coming up. And you mentioned ML, machine learning, and your example of the cat is feeding the data in, having lots and lots and lots of pictures of cats. So we're getting into the question of data. What is that data? How do we get that data? I mean, I think there's people call it big data. Is that really what we're talking about here? So largely, yes. I mean, algorithms are often described as being data hungry in the sense that they require lots and lots of data points in order to be accurate in understanding the relationship between the input and the output, which is essentially what you're giving it to predict and what it ultimately predicts. And so as a result, data has become incredibly valuable in order to feed these algorithms. And algorithms, they require lots more data than a human might need in order to make a prediction or a decision. So we train our models using what's called big data, which is just large scale data sets. Yes, so I would say that data and the acquisition of data has become very challenging and very important in the realm of AI, but that also adds to the domain of AI being so nuanced and ethics ridden, because you really have to be considerate about how you're getting that scale of data, and maybe not only what's included in that data, but what also might be systematically excluded from that data, and what that implies for the accuracy of your machine learning models. Yes, so you mentioned obviously it's such a nuanced field. I take from that it's so nuanced it actually can be applied in so many different domains and across so many different sectors of not only business but society as well. Obviously, when we're talking about looking at some of these algorithms, getting hold of that data to feed those algorithms and to get them to learn and to train on that. Obviously, you've highlighted a couple of questions, but I was trying to really think about, we're here at the Women in Data Science conference here. Do you find that the data that is being exploited, or the data that is available, because I know there are data sets that are publicly available as well as privately available data sets, but do you feel that data is diverse enough, particularly when we're talking across genders? But obviously we could go much further, and perhaps we will a little bit later. But Yeah, this is a really important question. And to some extent, so first of all, diversity is incredibly important because you're not just training your machine learning models to perform well on the training data, right? And training data is the data that you use, of course, to train your models, to teach the models what the connection is between input and output variables. The idea when you're training a machine learning model is not that it can replicate that training data set really well. That's actually called overfitting, and you don't want your model just to perform well on the training set. What you want is for your model to perform well in the wild, which means when deployed and receiving new types of data than was in the training set, you want it to be just as accurate and effective in making its predictions. And in the real world, you're going to get all sorts of data points coming into the model that the model needs to make accurate predictions on. And you can imagine that it can be very problematic, especially if you're thinking about domains like hiring and healthcare, when models have never seen diverse data points, and therefore it's not going to be accurate in its output or in its prediction. And that can have very significant impacts on people's lives, again, depending on the domain that you're working in. So diversity is a very important thing to be considering when it comes to the data that you're using to train your models, but it's important to understand also what type of diversity is relevant in your context. So I'm working now on, as you said, the bias detection tool. And how we're training our models is by providing our models with
sentences that are misogynistic. And what we're doing to train our models is bringing on annotators who are experts in detecting misogyny, so people that are specialized in linguistics and gender studies. And we're comfortable with the fact that our annotators are not from a diversity of backgrounds. They are linguists, they are gender studies experts, they're people who specialize in the detection of, or really understand in a nuanced way, misogyny and how it presents itself. We're comfortable not having people with, physics backgrounds being the ones deciding those types of things. So there's a place for diversity, and then there's also a place for expertise on a particular topic, and you have to decide in your narrow application of a particular tool what sort of diversity is important, and then where expertise is important as well. So I think that that's sort of an important sort of distinction. But when you're dealing with data sets, there are groups that are going to be systematically underrepresented in the data. That's, for example, people with intersectional identities who might, have multiple identities that are subject of discrimination. For example, whether you're Black or female, or Black and female, and have a sexual orientation that isn't heterosexual. These people but people with those identities, especially compounding intersectional identities, they're not as prominent in a data set, and therefore models may not perform as well in that context. So it's really important to be mindful about making sure your data set is representative, but also some of the structural constraints in getting a diverse data set on which to train your model. That's fascinating, because it's only in the last number of years that these kinds of questions are starting to be brought to the fore and actually investigated in a more serious manner. And obviously it does bring on a lot of host of moral questions like privacy. Do you have the right to actually label somebody or a data set in a particular way? Are the public being informed properly? We've heard a lot of talk about that data being kind of passed around. I mean, are there controls? Is it well done in a way that privacy, or at least data, is transported within the right laws and powers of the various organizations and governments and countries? And there's obviously, we talk about, once you've got the data, I mean, are there kind of safeguards in terms of future use? I mean, should it be used in a one-time only, or should it be, perpetual data to be used to train other models in the future? I mean, it obviously brings up a lot of questions. And how do you kind of get around and wrap your head around that? It's such a great question, and it's very important to be considering. What's concerning to me is that this is something that almost feels discretionary on the part of the designer, as opposed to being federally mandated and with a very concrete set of best practices on how to preserve people's privacy in this context. So first I would flag that there aren't enough guidelines as to ways of preserving the privacy of individuals whose data might be included in your data set. There are lots of blind spots in the existing legal landscape, which is a big challenge. But as you said, I mean, there's so many risks when using people's data in adversely implicating their privacy, but also because they don't really have ownership and autonomy over that data, they don't really contextualize it for you, so it can be misinterpreted and it can be reductionist. Again, a whole host of problems associated with collecting data without people's consent or awareness. So how do I deal with that? I mean, again, this is something that you have to consider on a case-by-case basis. I have a tool now, I think you alluded to it earlier, the human trafficking use case, where we are looking at
we haven't started doing the actual data collection process yet because it is such a challenging landscape to be working in, but we would be looking at advertisements posted to the online escort market and what degree of privacy is can people expect when posting their advertisements to this market, and even if they don't necessarily have a right to privacy in the sense that they're posting this online and it's publicly accessible, should there still be some degree of duty of care to be provided? So that's, we're having to work with lawyers and speaking with federal prosecutors and conducting an ethical review and assessment of this tool as well. So there's a very rigorous approach that we're taking to this work. It has to be context specific, but unfortunately right now it's up to the discretion of the designers, which it really shouldn't be. This should be a mandated process. But then, there's also, I guess I'm not advocating for there being very stringent privacy-preserving laws as well. They should be stringent, but it doesn't mean that it'll make it impossible for people to gain access to data, because there are really important AI applications, whether you're talking about human trafficking or, what I'm working on with the Global Partnership on AI is a series of recommendations for how governments can make AI more useful in the context of drug discovery. And we think that AI is actually going to change the game for drug discovery in a lot of ways in order to do things that are very important, like basically make drugs more accessible, more widely available, and have more investment in drugs that are meaningful from a health perspective, because right now we see some disalignment in incentives. But all that to say is what we would need in order to promote this work successfully is the sharing of lots of data, and it's healthcare data, which is highly sensitive. So we need to be figuring out models where we can leverage that data in order to do things that we think are really important, like create life-saving medication and make sure it's widely accessible. So I think it's very important to be squaring the circle, but unfortunately there's just not enough guidance that's mandated at this point for us to be able to do that in a very quick, authoritative way. Yeah, I wanted to get onto that in a little bit, and you did mention the designers as well. It's kind of up to the design teams, and I think that's a really important point I'm going to kind of dive into in a second as well. But one of the things that you mentioned was about the angle of discrimination and collecting of data, particularly personal data, could be used, both in a discriminatory sense, but also used in order to avoid discrimination. And how do you square that circle? It's quite a difficult challenge, I suspect. Yes, in the sense of how do you balance the desire to create good with the need to implicate people and their data and all the rest of it. Yeah. I mean, if you're collecting gender specific data or sexual orientation data, for example, that can be used in one of two ways, can't it? I think it can be used for good and it can be used for bad. And I think it's that. I mean, there was actually, I'll give you an anecdote. There was in some of the research I'd been doing, there was some talk of deployment of CCTV in the Caribbean, where some of the countries in the Caribbean had been offered fairly low-cost CCTV installations that would, help police forces monitor and detect crimes, and obviously look at help in solving crimes after the fact. And there was a whole host of questions about, well, the data, and it was using AI to identify, facial recognition, etc. And there were a number of questions about that data being collected. Was that data actually being held locally, only locally, or was it going outside? And there was some speculation that some of that data was actually being used to train models to diversify the data, in the sense that we didn't have many Black people in the facial recognition databases used in the manufacturer's database, as it were. And the question was as well, is that good or is that bad? It's a very difficult and thorny question to get into. In some respects, obviously, you can see the good part of that, in the sense that what actually can be done, much better and be helpful in the long term.
But obviously, on the other side of things, you think, well, who knows this? Is it fair? And I think that's an interesting point. But I wanted to get back to the design teams. I think, I know you don't have an overview of absolutely every AI design team in the entire world, but I do wonder whether you feel that AI design teams are now becoming more diverse, and if that is being taken more seriously, and so that we have teams that are much more diverse in terms of sexual orientation, or in terms of racial lines, or in terms of women, men, older, younger, educated, less educated, all of these various lines that we can kind of build up, because these are important aspects, I think, to include, as you mentioned earlier. Do you feel that is starting to be, or is actually now do you think we're at a good point there? I love this question. So like you said, I don't have complete insight, although I wish I did, onto all design teams. But I know, and even though it's a relatively under-researched area, that women and members of the Black community, Indigenous community, are underrepresented. And that's partially because of access to AI training being something that is relatively... it's something you can access only in higher levels of education. It requires a lot of access to capital. It requires, it goes back to social conditioning as well. There's really not a lot of women in this space. So part of the problem is, even if there's attention paid to the fact that diversity is important, there seems to just be lots of discrepancy in the people that have AI knowledge. So it's not... You have to account for a whole system that has kept certain people in and certain people out of those design rooms. So while there is an awareness and a desire to make teams more diverse, you're dealing with a much broader structural challenge that's keeping certain people in and certain people out. And then, that's only on the vertical of computer science expertise. What you also need is a whole host of other disciplines. I think what we're seeing now is the disillusionment with the idea that, we just have to train our computer scientists to also think about ethics. And then, if our computer scientists are also working specifically in the domain of health, we just have to teach them more about health. And I think that idea is slowly but surely becoming less and less popular. And the idea instead is we need to be bringing people onto these teams that aren't just computer scientists. We need to be bringing on ethicists. We need to be bringing on healthcare experts and all of the other domains of expertise that are relevant in the context of a particular application. And this is giving me hope, because it also presents an opportunity to get more diversity in demographic composition on the team as well. But then, what I really want to see, and what I think is the future of constructing proper teams and properly diverse teams, is the primacy of communities that are going to be affected by your tool and bringing them onto the design team and having them involved from the very beginning of your design process up until the very end of monitoring and ongoing auditing of the way that your tool is functioning in practice. Because we've just seen too many times the models being deployed that are not sensitized to end users on the ground, or how they might use this tool, or how it might adversely affect them. And what I want to see is members of those communities being brought onto the projects as experts, like being considered, with just as much expertise as the computer scientist or as the ethicist. So that's really what I would like to see when it comes to diversity. And just, if I can direct everyone here to a really high quality book on the topic. It's a book called Design Justice by Sasha Costanza Chalk, I believe. And she writes all about the importance of this work in terms of how we incorporate
marginalized views and perspectives into the design of AI and how we do that properly. Yeah, I think it's fascinating. Again, you touch on so many points that I want to talk about, but obviously there's really interesting stuff. I mean, the tech industry, I've been in it a number of years now, well, some 30 odd years, and the tech industry has been essentially very homogenous, a bit, white middle class tech bro. That's kind of come to the forefront more recently, I would say, but it's always kind of been that way. And tech is there touching on so many aspects in society, but also in business, but also in education, in health, and so on and so forth. And there's been, up until fairly recently, I think, a bit of hubris of, oh, well, my tech solution can solve a solution which is essentially a problem which has essentially got nothing to do with tech in some respects. But I've not decided to talk to anybody in that industry or that sector or that vertical, and I think, well, I know what I'm doing because I know how to fix these digital problems, but are they fixing human problems or ethical problems, as you mentioned? And I think that's interesting. But I wanted to come back to, you mentioned that there is in a way that there's kind of a dearth of people getting access to the right training, the right education, because obviously for all sorts of reasons we talked about. Is it simply an on-ramp problem, or does it go beyond that? I.e., if we do get more and more diverse applicants, students into universities and get them into education, then get them into business, is that enough? That's really the question I wanted to ask. It's a great question. I think it's a strong start, but no, it's not enough. I think we're seeing actually a lot of women, specifically women, I don't know the cases with other demographic groups, but entering into the tech field and subsequently leaving the tech field because there isn't a culture that welcomes them or engages them properly. And I think this also gets at the point of, it's one thing to have diversity, but then equity and inclusion is something very different. And all of those pieces have to be there if we're going to be successful in bringing all types of people into design rooms, but also just into the domain itself. So I think we really need to be reflecting on the way that our organizations have been built, the pay structure, the way that women, for example, are treated, some of the policies that we have towards them, and making sure they're equitable, not just equal, but equitable as well. Because I think that, like you said, we're sort of dealing with a bit of a leaky pipeline problem where we may even have that talent in the early stages, but it's quite a different thing to be retaining that talent long term and be promoting it sufficiently. So that is another problem that we're seeing, and it goes back to the culture to some extent. Yeah, absolutely. And there's a concrete example which is quite well known, quite well publicized around the internet, and that was the leaving on the Google AI teams of Timnit Gebru and Margaret Mitchell as well, and it kind of speaks to that problem, that essential problem of, okay, so we've got diverse participants, now we need to have a diverse structure that allows them to stay and to grow, and are we doing that? And I think there's probably a lot of learning, a lot of facing hard facts to try and kind of resolve those issues and make it much easier. And obviously, and it's not just about pay. I agree with you. It's not just about pay. I mean, most people, although they are quite motivated by pay, are often not necessarily motivated only by pay. And I think particularly in this kind of scientific field, people are motivated to do good work and to understand and to learn new things and to push forward and make breakthroughs. And if the structure is not really aligned to that, I think it's going to be quite difficult for that. Exactly.
to take root, and because it has to take root in order for it to grow. And I think that's interesting. And I'm obviously interested in, and I love speaking with people like yourself that are in it, directly in it, and doing the work. I'm not an AI expert myself. I'm a tech person, and I'm obviously very interested in the technology itself. So it's fascinating for me to see that and to exchange with you. There was an article very recently, actually, and I think it might be worth reading in Wired. And it's just, the title is "If Tech Fails to Design for the Most Vulnerable, It Fails Us All." And I think that's a very interesting headline, because some of the work you've been doing, if you can remind us, I think there was something you were doing on in where was it, Rwanda, to do with sustainable agriculture. And obviously this is we're talking vulnerability here. Could you speak to us a little bit about that? Mm-hmm. Yeah, well, first of all, I really like this quotation, and it reminds me of something I heard recently about, there was a woman who was designing fintech specifically for women, and she was asked, why take this specific gendered approach? Why not design it for everyone? And what she said is, when you design it for everyone, you tend to design it for the white male, and unfortunately that doesn't actually end up benefiting everyone. Whereas when you design it for women, you do end up designing it for everyone. When you take that vulnerable, when you take that marginalized or vulnerable, I guess, position to designing your technology, you will actually end up building something that is good for everyone, as opposed to just one specific community, which is unlike the case when you build it for everyone and it ends up being built for those in power. And I guess going back to your question around the importance of building things explicitly for vulnerable communities, I think that from a structural perspective, the reason this is important is because when you build something for the broader society, because exactly what we talked about, the fact that the people building these technologies tend to already occupy positions of power, the tools that they're building seem to entrench that power further. And obviously that's a big problem, and that's what's leading to such, wealth disparity and a future divide that we're all anticipating on seeing. When you're building things that are actually designed for people who may be marginalized or may not currently be at the table when making design decisions, you're using this technology in a much more profound way, I think, at least, to dismantle systems of oppression, and to empower communities and to leverage this technology in ways that are actually high impact from a real social change perspective. So my sense is that working on projects that really bring vulnerable communities in and have them define the project definition and have them take leadership and ownership and get recognized for this work as well is going to have a much more profound impact than working in areas that seem to reaffirm existing power systems and to only entrench those systems further. I love that idea, actually, of kind of turning the model on its head. The people we're serving are actually the ones that really need to be directing in some respects, because it's them that are being affected. And it makes me think about how there is a almost global divide in the way AI is being applied. Quite often we see that the global north is designing the tools, and those tools are being used not only in the global north, but they're being used on global south, without the global south really having much input in that. Do you see much of that? Do you I guess the question is that clearly that's not the right thing to do, based on the discussions we've just had, but how do we get over that? How do we change that? I think part of the reason, well, there are so many elements to that. It has to do with resources. It has to do with access to knowledge in universities and upper education, and funding. But I think
part of the problem is, as we've said, algorithms are data hungry, and there are certain countries where everyone seems to be very plugged in, very online, sharing all sorts of data, healthcare data, location data, and making that, possible to be scraped by ML creators. And then there are other countries where that data is just not being collected. I remember talking at the very beginning of the pandemic with someone who was developing an application in Somalia, I believe. And he was talking about, so he was developing an application, I believe it was for contact tracing of COVID-19. And it was much easier to create an application like that in Canada, for example, and much more difficult to do that in Somalia. And the reason for that is because people aren't as comfortable with digital surveys, for example, and people just don't seem to be as comfortable handing over that data as easily, and they're not on their phones as much. And, it can to some extent be a question of infrastructure and capturing data on local populations, which can be challenging. Potentially in a global south context. But then you consider all the resource questions as well. But one of the projects we're working on now, as we've talked about, is the one that is focused on smallholder farmers in Rwanda specifically, and we're having to think through, okay, how do we get the data that we need in order to feed these models? And the considerations are really around, okay, well, who has longitudinal data? How do we get data that has existed for years and years and years so that we can detect a trend? And that's sometimes hard to find locally. How do we get that data that also covers a significant population size? And that can be challenging. And then, how do we collect data from a source that will continue to collect data well into the future? And then there's also some insecurity around that. So there are a number of reasons why it might be a little bit more challenging in a different context that isn't in the global north to be systematically capturing the data that's needed to power an AI algorithm long term. But I mean, it's obviously, that doesn't mean that the solution is to take something that works in a global north country and to simply put it into a global south country. There needs to be collective action around how we can manage people's data and how it can be done in respectful ways, but also make sure that it is feeding a very local understanding of the problem. You mentioned about an AI model or algorithm can determine that somebody gets a loan or not, for example. That's one of the kind of applications that we see. And obviously finance, banking, and insurance are all sorts of kinds of applications that we can see in the real world. And I think it's important, and I think that's something that the multinational organizations that are employing these types of tools need to be aware of. The kind of the financial posture of somebody in North America is not necessarily the same thing as a financial posture of somebody in South America or in the Caribbean or in Africa, sub-Saharan Africa, for example. And there are all sorts of reasons for that. And I don't get the feeling that often these kinds of fundamental questions are being taken seriously enough once those things are being applied. There are all sorts of anecdotes of, cash is kind of fairly prevalent still in the Caribbean and moving people onto kind of payment cards, but there are all sorts of cultural reasons for that. And it's easy to say, well, actually, you don't really have a banking history, and therefore my algorithm doesn't have enough, and therefore you won't get this loan. But in actual fact, there is plenty of cash, and we could get over that, and models could be modified contextually. And I think that's a very important point that you mentioned. I think that so. I really wanted to get into the kinds of because we hear about the challenges and the opportunities, and I wanted to get into the kinds of the last part of the kind of challenges here. And I think we've touched upon some of this already, but
what would you say are the kind of real barriers to entry in the AI field for women and minorities? Let's start there, shall we? Oh, just there. That's a really easy question. So, I somewhat struggle to speak for minority communities, of course, because there's only so much experience that I personally have and that I've heard of other people about, and a lot of my understanding of this space is to some extent anecdotal, because again, there's not a ton of research on what's keeping people out and what's keeping people in. But I think we can extrapolate even from other domains that are relatively exclusive in the sense that you need a high degree of education. So you need to be able to, the opportunity cost of pursuing education as opposed to being required to make money immediately to sustain yourself and your family. So that comes with a degree of privilege, of course. But also when it comes to women, so often because women aren't seen in technical roles stereotypically, there's the assumption that women won't enter those types of roles, and they might be conditioned at a young age that they wouldn't be good in this type of domain. So there can be those types of challenges, cultural. There can be economic challenges. Then you have the biases of people deciding who they're going to supervise, for example, and that might also be an opportunity for another round of discrimination and keeping people in, keeping people out. And then of course, when it comes to hiring and then long-term working in this type of domain, as we were talking about before, there's a lack of equity in this space that is needed in order to keep women and other intersectional communities in this space long-term. So I would say there are a lot of barriers, unfortunately, especially as you talked about the tech bro culture. I mean, that's seen as the culture. It's hard to penetrate that culture when you aren't a white tech bro. So yeah, I think there's a lot that needs to change. You mentioned education, but I mean, it kind of goes a little bit further than that, doesn't it? In the sense that it's not just education in terms of being educated in order to do those roles. It's also educating society in the sense that those roles are open to women. And it reminds me of a discussion I had with somebody a number of months ago. And we were talking about diversity, particularly in the tech industry on a programmer level. And I said, well, you realize that the first programmer in the world was a woman. It wasn't a man. And it was Ada Lovelace, who, as a teenager, met Charles Babbage in the UK and worked with Charles Babbage. And she was a mathematician. And she was the one that came up with some of the fundamentals of computer programming. And I think the fact that that is not generally known, there's no representation, as it were, I think really kind of speaks to that. There's been a kind of, I mentioned to the person I was speaking to, kind of, the men came in afterwards and kind of took over and said that, well, this is ours now, this is our space. Thanks for all the work you've done, but this is our space now. And I think it's important to kind of go back in history. And I'm a big fan of computer history, by the way, so don't ask me lots of questions about that because I'll go on for hours. But awesome. I think it's really important to contextualize. And I think, obviously you touch a lot on the societal issues of today, but I think there's things we need to look at in the past and really bring them to the fore for today and say, well, actually, it's not quite like that. And I think that's important. Mm-hmm. You wanted to add something to that again, sorry. No, I just think that you touched on a really important issue, which is the history of this domain, like many others, the writing of the history tends to privilege the people in power and undermine those that aren't in power, and therefore there are lots of people who have contributed immensely to this space who don't get that proper recognition. And the problem with that is that,
this is representation. It's important to have representation in order to feel like you yourself could also enter into that field. And so when, you know, there's young women looking at tech and seeing it as a tech bro culture, it can be somewhat disincentivizing to enter, or intimidating. And so, yeah, no, without getting too personal, I mean, I'm intrigued about, you know, your entry into this as well. I mean, you're here. What did you do to get here, as it were? Mm-hmm. So my background is, I would say, fairly untraditional in the domain of data science and computer science. I studied international development in undergrad, and then I did a master's in global affairs. So my foray into AI was really from the perspective of, this is hugely political technology, and we should be treating it as such, and we should be figuring out ways to regulate it, and considering all of the ethical questions that it brings up. And so I really didn't think I would actually get a chance to be developing these tools myself and overseeing design teams. But I have been very fortunate in, I initially worked in AI strategy consulting, and then jumped to Mila now, where I'm doing AI project management. And I think that sort of goes to show that this field isn't as scary or difficult to enter as a lot of people think it is. In fact, I think what we're seeing now is the development of all these micro-credentials, and the ability to really, just even reading about this domain is sufficient to give you the power and the knowledge to say something meaningful in this space, and to be able to contribute. So I hope that what people, you know, if they walk away from this with one thing, is that even if you don't have a highly technical background, you have everything at your disposal with a computer to better understand the domain of AI and to have something meaningful to say on the topic. That's awesome, because I love the idea of you know, there's the kind of traditional route, and then there's the route going backwards, as it were. But you know, and I think that's what's so enriching, to bring the outside perspective in, rather than from the inside trying to go out and learn to, you know, outside. I think It's important bringing that in, and you know, obviously you're going to bring in competencies that you've taken on board from all of your background into this, that, you know, a pure tech programmer or mathematician will not necessarily see in the same way. And I think that's exactly what we've been talking to earlier. I wanted to kind of move on a little bit as well in terms of opportunities. I think it would be interesting to do that. But before I do that, we had a question in the Q&A. Omar asked a question in the use of personal data. He asked, how do we know our presence over all the AI algorithms out there, i.e., can we trace our data or the presence? Can we know? I think he's trying to ask if we can know that our data is actually being used. Yeah, this is a really good question. And to some extent, it depends where you are in terms of what legislation is, like what the laws of the land are around various companies' use of your data. I know that the GDPR gives good amounts of coverage to people living in Europe specifically, in terms of at least having some insight into the way that their data is being used. Other than that, all of the platforms, of course, hide under lots and lots of legal jargon, which I don't believe people actually read, which goes to the heart of, you know, consent and what it means to be providing meaningful consent in our current context, which I would argue we're not doing. So is there a way to know exactly how your data is being used? Realistically, probably not, unless you do look through all of those legal disclaimers, which I highly doubt anyone will do. And even then, I think it's very hard to know exactly how our data, who's collecting it, how they're using it, and what the implications of that are. It's almost like we're very far gone, and unfortunately there's not enough of a legal landscape to protect us from that. The horse is bolted, as it were. Yeah, it's and I think it's an important question, because obviously we're becoming more and more aware of the kind of data brokers that exist around the world.
taking data here and there and compiling data in ways that are not necessarily controls in terms of its accuracy. And then it can be used for purposes outside its initial use. There was a leaked paper from Facebook very recently, I don't know if you saw, where Facebook have what they call a data lake. So they've been putting data into this huge data lake for years and years and years. And currently, some of the scientists working for Facebook wrote a paper saying that they actually don't know often where this data came from, whether they have the right to store it, whether they have the right to use it, what purposes it was initially collected for, do they have the right to use it for different purposes? And there's a kind of, it's kind of scary when you think about, in Very those scary. respects, I think. So. Yeah, because maybe they don't know where it came from or whether it was properly consented to, and yet I assume they'll still use it as part of their service offering to advertisers. So, they're really, A, isn't the transparency, but B, isn't the accountability. And as a result, they will continue profiting off of data that might have been improperly collected. Sure, and in the work you're doing, you obviously need to take into account those things and make sure that that's all, the I's are dotted and the T's are crossed properly, because obviously it opens up organizations like yourself to legal issues, particularly. Obviously we reference one of the most notable laws around the world, the GDPR. There are very specific and stringent rules around the use of data, and I think it's important. So really coming on to kind of opportunities in there. There are some very basic and simplistic questions that are important to get into, but I think I wanted to take a look at some of the harder things first and then kind of lighten up the discussion towards the end. And I'm thinking really about frameworks and policy. And I know that there was a policy in the EU. I think the EU and the US were kind of trying to work together to create something called FACT, which is the Fairness, Accountability and Transparency Framework. Do you see much movement in those kinds of frameworks, or what are you seeing actually on the ground? So I guess it's hard to say if I don't know to what extent it's being applied in the Canadian context. To be completely transparent, I haven't seen many frameworks be systematically integrated into the design process, especially none that pertain to ethics, which is unfortunate, which is highly problematic. And some of the challenge with that is that the frameworks are also not getting the feedback that they would need to improve. If this work ends up being siloed, where you have the policymakers governing ethical use of AI, and then on the other hand, computer scientists who are developing their technology completely independent from those frameworks, of course, the frameworks will never be effective, but they'll also never improve. And what we need is for them to improve. We need them to be highly applicable as opposed to just high-level principles, which is too often what we're seeing right now. There are some really interesting initiatives that I've seen that are trying to make some of the principles more applicable. You have the Responsible AI Institute, which is actually developing a bit of a certification around ethical approaches to designing your AI. And frankly, the approach that they're taking is very domain specific, because it's very hard to just integrate high-level principles in a domain agnostic way. It's not meaningful. So that's an organization that I see doing great work. And then you also have the Data Nutrition Project, which is a nonprofit working to, create documentation around different data sets, around the level of bias and fairness and things like that. But there's so many pieces to this, because the principles, A, they're too high level, they're not applied, but B, they need to be integrated throughout the entire life cycle of an AI project, and I just don't see that happening. I see a lot of the reflection happening near the end, once you're about to deploy a product. Oh, did we do this fairly? Oh, how robust is our data set, and how generalizable is it?
but those are considerations that have to be taken while, the entire time you're in every phase of a product development life cycle. So hopefully that gives you a bit of an idea, however, Blake, of the extent to which these frameworks are being incorporated. Yeah, I think from some of the work I've been doing trying to understand how all of this is kind of pieced together, I find that a lot of these frameworks, there are a number of them that are around, and they're all kind of trying to resolve specific problems. And the real problem that they have is, how do you make this a bit more general, and how do you kind of consolidate into kind of one overall framework that pretty much everyone ought to be looking at? And that's I think the real next challenge in regulation and developing ethical frameworks for the use of AI around the world, because obviously one country's viewpoint of use is not necessarily the same as another's, for reasons we don't really need to go into, I'm sure. But yeah, I mean, I think it's important. It's nice to see that there are things on, there. But these, as you know, these things are only as good as they are used, if they are used. Exactly. And if there is no imposition to actually make them be used, or I'm trying to think of the old, electrical standards. I'm from an old world of electronics, and before we had the kind of ISO standards, people did things kind of the way they wanted. And once we had the ISO standards, well, people started to do things in a way which was just obviously much better. It obviously has its overheads because it's more costly to do that. But then you get to a point where organizations and products and services are actually put out, and they're actually certified, or at least they have a badge saying, I am actually in line with this standard or this framework. And I think we're going to get to that in the future, where organizations are going to say, this kind of globally recognized framework is the one we're adhering to, and we're using that as a badge of honor to say that we're aligned to ethics and diversity and all of the kind of questions that we've been talking about today. And I really hope we get there sooner rather than later, because as you mentioned, without that, I think we're past the Wild West. We're not quite the Wild West. We're kind of getting better, but we're hopeful. Yeah. We're not quite there yet, I don't think. And I was just wondering if you had any kind of examples where AI has actually been successfully been deployed or used and utilized, and that was because a certain policy or a certain framework had been adhered to. I don't know if you can think of anything off the top of your head, or something you've experienced in your work with your company. It's a really good question, and I'm shocked that I don't have a good example. I hope that doesn't speak to the fact that there are no good examples out there of AI that's integrated those approaches. I would say that something that's sort of shocking and disheartening is that a lot of the communities that are pointing out ways of developing this tech in socially beneficial, ethical frameworks, they're largely not the organizations creating the tech. And the organizations creating the tech are not postulating on the ways of making it ethical. And I don't know the extent to which they're working together. So I'm trying to think. I mean, I think that companies have had to adhere to the lowest common denominator, which is laws that require a certain degree of disclosure, a certain degree of transparency. But as we've talked about, the laws are not robust enough. But I don't know the extent to which companies are really rising to the occasion of making technology that's as ethical as possible. You have a lot of disincentive as well to sort of promote how ethical your technology is, because ethics imply transparency and they imply accountability, things that might affect their differential advantage in the sense that they don't want to give out information about how they collected data or what data they have access to or anything like that. And they don't want to be held accountable. So I don't see many companies promoting
having used an ethical framework in their design process. My sense is it's for fear of not wanting to disclose information about what their design process actually entails and looks like. Yeah, and I suspect we're probably going to follow a similar sort of pattern that we saw in the health industry from many years ago, where it was kind of individuals practicing, shall we say, techniques that wouldn't stand up scientifically to scientific analysis today. But eventually we get to a point where we have a structure and a good health service, a healthy health service, promotes its diversity, promotes its ethics, promotes its adherence to recognized standards and things like that. And I'm kind of hopeful that we're going to get there. In some ways, the way technology has kind of accelerated the way we do things, I hope that we get there much faster than it took for the health system to get there. And I would very much look forward to that. And I think that's, we were talking about opportunities, and I think it really is an opportunity for minds that are inclined to think about these bigger questions, to kind of really step up and say, hey, let's try and pull this together. Let's try and knock our heads together and find something out and really kind of develop this. And I think that's whenever there is a hole, as it were, that needs to get filled, nature will fill it with something. Let's fill it with something good rather than the kind of Wild West. Mm-hmm. In terms of use cases as well, I mean, we've mentioned agriculture, we've mentioned environmental aspects, we've mentioned education, so on and so forth. I'm just wondering if you have any other kind of examples of AI use that would be interesting to talk to. Mm-hmm. Yeah, well, I can tell you about a couple of other initiatives that we're spearheading within AI for Humanity. One tool that I think is particularly interesting because there's a lot of interplay between policy and the technology itself, is a tool that has been developed by Adriana Bora at the Future Society, and it's called AI Against Modern Slavery. The way that it works is that there are certain countries in the world that have mandated that companies of a certain size disclose the way in which they are weeding slavery out of their supply chains. And so they have to report in these big long documents to the government the ways in which they've set up mechanisms and measures and procedures to prevent the use of slavery anywhere in over the course of their extensive supply chains. And the problem that we've seen is that so often these are very long documents, you're getting them from a whole host of different companies, and there's a lack of capacity within government to analyze these statements and to hold companies to account. And companies know that, so they create these long documents. They know that there's going to be very little accountability or follow-up, and it all just is one big charade as opposed to having real impact for people that might be implicated in the slave trade. And so what we're developing is an AI tool that can systematically analyze those compliance statements and check for specific metrics of sincerity and impact vis-a-vis a company's efforts in weeding out slavery from their supply chains, and then having that be disclosed to government officials to sort of follow through and hopefully enforce some of the aspects of the legislation that they've created. So I think that this tool is a really interesting way to demonstrate how AI can work in service of policy and be an enabler of meaningful social change. Yeah. That's a fascinating example. It makes me think of something I came across the other day. I was looking at some kind of startups around the world, and there was an organization that has created an AI
that auto-summarizes long documents. And the idea is to kind of shorten the time to understand what's the central message in here. And I was thinking that kind of use case would be, fabulous. Obviously, these tools don't replace, and I don't think they're meant to replace. I think they're meant to augment rather than anything else. We have 10 minutes left, and I wanted to, obviously get onto the one of the touch points I mentioned right at the beginning, and that was AI for drug discovery. It's no secret to anybody, unless you've really been sleeping for the last 2.5 years, but we're going through possibly the biggest, most I don't know, it's affecting everybody, this COVID pandemic has. We have a pathogen which is going around the world, constantly evolving. We're seeing cases go up and down in different places, and it's just causing havoc pretty much everywhere around the world. We don't have to read the news for too long to see what's going on in China, but also in America we have a number of deaths that have gone up, and so on and so forth. And so obviously this really brings to the forefront about tools, and let's take about drugs and vaccines that are able to be developed differently because of AI. I just wondered if we could kind of dive into that a little bit. And I really kind of just open it up at the moment. It's quite open at the moment. I'm sure we'll come up with some other questions later. Mm-hmm. Yeah, no, absolutely. So I'm very passionate about this area. It's actually something that I've been very fortunate to work on, because the scientific director at Mila, who's Joshua Bengio, he's involved with the Global Partnership on AI, which is an international organization with locations both in Montreal and Paris. And they have 2 working groups within each of those locations that are working on best practices as it relates to AI and its use globally. And one of the work streams is AI in service of drug discovery. And of course, it's very timely with respect to COVID, but it's actually timely with respect to a whole host of other types of problems that we're likely going to continue to experience the wrath of as time goes on. Things like antimicrobial resistance, for example, which is actually the death toll. The anticipated death toll is continuing to climb. And what antimicrobial resistance is, for anyone who doesn't know, is sort of having some sort of disease that, while we have medication to treat one strain, we don't have medication to treat all of the different variants. And that's something that I think as a society we're becoming more and more familiar with, these mutations and how they're not as responsive to the initial medication that was developed. And when it comes to the market for antibiotics, you actually only have, there's some crazy statistic about the fact that each bacterial infection, there's only room in the market for one antibiotic to be profitable. The minute you have a second or a third, there's no hope of them becoming profitable. And the problem, of course, is that just because they're not profitable doesn't mean you're not going to see lots of human suffering. So there's not an interest in investing in technology that's actually critical to prevent, whether it's the next pandemic or something like antimicrobial resistance, which is estimated to be capable of actually wiping out significant numbers of people from the global population year over year. So the idea is the potential of AI is that it can sort of change the market for drug discovery. Right now, it's very expensive to conduct research and development and clinical trials with there's a lot of failure. There's a lot of heavy, expensive equipment that's involved. And the idea is, if you have a solution that is entirely programmatic, or at least to some extent programmatic in the sense that it's uses artificial intelligence, you can actually really expedite the process and lower the cost.
And as a result, you might have a case where you can develop multiple antibiotics that are profitable because that initial investment was lower than traditional research and development is. So we're quite passionate about the possibility of AI in the context of drug discovery. It can do things like, I guess, better isolate potential promising vaccines or molecular structures to treat various diseases. It can also be used for personalized medicine, taking into account people's unique genetics, but also just biological composition, and be able to suggest or I guess maybe prescribe medication that is more specific and more targeted. And so we see this being really important when it comes to equity of access to vaccinations, but also more useful drugs just being developed in the first place for a whole host of communities that haven't been served in the past. So we're very excited about the prospects of this. So the AI is there helping and accelerating, hopefully quite substantially, the discovery of new formulas, as it were, new drugs. What about on the kind of the efficacy side? Is it helping realize or confirm, or even maybe shorten the life cycle, where you want to say, well, we need to stop research on this because it just isn't working? How does AI affect that? Exactly, that's exactly right. So I think I don't know too much of the technical details behind how it works in some of these contexts, but my understanding is that AI can pretty much highlight promising research avenues and research avenues that are quite unlikely to be successful, saving companies potentially millions and millions of dollars in research that otherwise would have been a complete dead end. So there's a ton of potential there in just even knowing fewer research avenues down which to conduct this work, which is incredibly meaningful. Yeah. Yeah, I mean, I think we're all hoping to see the fruits of that in the coming years, and I think it's important, and I think the COVID pandemic has really highlighted the because I'm sure a lot of AI was used in some of the discovery process in the vaccines that have been put out, and vaccines were, I don't think we've ever seen vaccines approved being in such mass usage as quickly before, which is one of the positive aspects of what's happened, on the back, unfortunately, of the negative aspects. So kind of really to finish off, and we've got a couple more minutes, and I just wanted to ask a very basic question, a silly question in some respects, I suppose, but it is a question that comes up so often when we talk about AI, and it's really about jobs and whether you feel that there is going to be a net gain or a net loss or an equilibrium, or how do you think really AI is going to fundamentally change work and available work for the population? Yeah, this is obviously a very big question to ask and to answer, but I mean, what I'm seeing is that AI is being developed to do more of the menial work, and that we need humans to be providing that expertise at the end, or even to be brought into the loop to make a final determination. But of course, if that's the overall trend that we're seeing, we're going to need a lot less humans, because we have a lot less work for the human to do, and they're only at the end providing certain expertise. So I'm hopeful, though, that won't be the only application of AI, that AI will also create a whole host of opportunities for humans to work in domains that might be even more human as well, might be more creative, might be more interpersonal, for example. But, so much of the conversation often centers around how many jobs will there be for people at the end of the day, and not enough of the conversation is around, well, what quality of jobs will be available for humans at the end of the day, and what will this mean for
the amount of money they take home and their purchasing power and their quality of life. These are all really important questions and ones that are hard to anticipate. No, absolutely no. And of course, we can't answer that in a couple of minutes. It does make me think about, obviously, a long time ago when I was still at school, and we visited a car assembly plant in the UK. And we were just at the beginnings of adding robots to the production lines. And we were asked to write an essay on whether it would basically put the workers out of jobs or not. And I argued at the time that I didn't see that it would just wholesale put everybody out of work. I felt that it would change the kind of work that people would be doing, in the sense that there would now be more higher level or operational or managerial than manual work. And I think that, the kind of industrial revolutions that we've seen, although there are increases and decreases in overall, unemployment, essentially we're staying in line with the kind of growth of the world population. There don't seem to be more and more people out of work just because we are computerizing or automating, or now we're getting into the domains of artificial intelligence. And I think it's a very interesting time for all of this. I think we've just gone over by a minute. We've answered a question that came up in the Q&A. I want to thank you very much for your time. It's been very, very interesting. These discussions need to carry on. I wish you all the best in the work you've done, and I'm really looking forward to seeing the fruits of that work in the future. So thank you very much for taking the time. It's been a real pleasure. Thank you. I've really enjoyed it as well. Thank you so much for having me again. Excellent. Thank you. Thank you, Matthew, for the interesting discussion. I am very, very optimistic that AI will create also different job titles. The interaction between human and computer will certainly give more chances for the future generations. Ladies and gentlemen, we will now move to research presentations. The first presentation will be conducted by Fatim Zuhra. Fatim Zuhra is a postdoctoral researcher at McGill University. Her main work focuses on the use of machine learning for the analysis of biological problems. The second presentation will be done by Alexandra. Alexandra is a PhD student working with the well-known Prof. Bengio. She's interested in using machine learning to tackle issues like climate change and drug discovery. Without taking too much time, welcome Fatim Zuhra. Fatim Zuhra will be coming soon. Data-driven decision-making is at the heart of so much in the world right now. We're making decisions not just for us now, but for future generations as well. The connection to data science is becoming more and more important to the work. The work has been going on for the last 25 years. So what really drives us at WiDS is that we want diversity at the decision table here. And women absolutely need to be there. To me, a healthy data science community is one that embraces diversity. We started WiDS with a conference at Stanford University in 2015 with three main goals that haven't really changed. First, to inspire women to join or stay in the field of data science. Second, to educate everyone by highlighting fantastic women and their technical work. And third, to support women around the world. And wow, did we hit a nerve we didn't even know existed. Fast forward to 2022, and we have 200 regional events worldwide in more than 60 countries. And it just keeps growing year after year.
Last year, we were with all of you virtually. We had a 24-hour around-the-world event, which was very exciting. And so despite the pandemic, we got together and we created this global community. We had speakers from over 25 different countries, and it was wonderful. And one silver lining in an otherwise tough year in 2021 is that attendees to WiDS regional events could be from anywhere in the world. We also saw really interesting collaborations, WiDS ambassadors coming together to host events in Africa, Saudi Arabia, Colombia, and Central and Eastern Europe. One of the things I really love about WiDS is hosting the WiDS podcast. And we now have listeners from over 160 countries, which is just incredible, and many different guests. And I'm also really excited to announce that we'll soon have a co-host of the WiDS podcast, Cindy Orozco. We also had amazing participation in the WiDS Datathon this year. Over 4,000 registrants in the Datathon from over 90 countries participating in a challenge related to climate change. And a big shout out to all the WiDS ambassadors who held workshops. We had over 40 workshops across the world. I hope we also lift our heads above the horizon and think more than just about this moment in time, and think about the goals that we have for our young women and our young girls who'll be leading the next generation. With the WiDS Education Outreach Program, which is focused on secondary schools, we've delivered materials to collaborators in over 50 countries around the world. We've had a great year despite all the challenges in the schools with COVID. We've had pilots everywhere from Covada, India, to New Haven, Connecticut, to a refugee camp in Jordan and beyond. New last year were the WiDS workshops, where instructors provided dozens of workshops that were attended by thousands of attendees worldwide, online. These WiDS initiatives would not be possible without the generous support from our sponsors, the global visionaries, the innovation leaders, and everyone at Stanford. One thing we've been very excited about this last year is working on what we call the WiDS Academy. We got interested in understanding better what the barriers were for young women and for minorities to enter this exciting field, and how we could possibly remove those barriers, and what sort of programs could we put in place with partners all over the world to help. Our ultimate aim with WiDS is to increase the percentage of women in data science, to achieve at least 30% women across all domains and at all levels, from students to senior leaders, by the year 2030. And we call this 30 by 30. We believe 30% is a tipping point. That's when women truly believe that they are part of a group and they can contribute and have great impact. And we hope that you join us all in reaching this big goal. For now, though, whether you're at Stanford or at one of the regional events worldwide or just in your living room, you are a part of the WiDS worldwide movement. Welcome to WiDS! On peut commencer? Non, attends. Again, we will move to the research presentation, as I said before, and the first presentation will be conducted by Fatim Zuhra. Fatim Zuhra is a postdoctoral researcher at McGill University, and her main work focuses on the use of machine learning for the analysis of biological problems. Then we will move to the second presentation that will be done by Alexandra. Alexandra is a PhD student working with the well-known Prof. Benjio. Without taking too much time, please welcome Dr. Fatim Zuhra. Hello, thank you so much for inviting me to this conference. I thank in particular Hajar Falih, who's an old friend of mine and who has shared the event with me.
I don't know if my screen, can you guys see my screen? Okay. Can you hear me fine? Okay. So I'm a postdoctoral researcher at McGill University, and I want to share some insights on how symbolic and statistical artificial intelligence can be combined. I think we will have a technical problem. I'm asking the backstage if you can move the video of Fatim Zura on the webinar, please. Is it working now? Yes, thank you. Okay. So my research deals with this duality in artificial intelligence between symbolic and statistical AI. So symbolic AI was sort of the dominant paradigm of artificial intelligence for much of the 20th century. And it is based on the idea that the human knowledge can be represented using mathematical symbols and logical rules to manipulate these symbols. And actually, the philosophical implications of symbolic AI go back a long way, and I would say at least as far back as René Descartes, the era of René Descartes, and his view that the human word can be represented in the language of mathematics. So the key assumption of symbolic AI is that by representing the human knowledge as a set of mathematical symbols, then computer scientists can produce human-like intelligence in machines by simply and explicitly implementing these symbols and rules in computers. And symbolic systems were successful in different areas, for example, chess game programs, etc. But their main limitation is that they are too rigid to deal with the sort of uncertainty and noise that exists in the real world. And they are also not able to encode for the things that we do unconsciously or as humans. For example, how do we differentiate between a cat and a dog? So because of these limitations, the interest in symbolic systems started to wane by the end of the 20th century, especially with the rise of statistical or modern artificial intelligence, and in particular, machine learning. So as opposed to symbolic artificial intelligence, machine learning programs are not explicitly programmed with instructions, but instead they are programmed to autonomously learn from the massive amount of data that became available in the past few years. So we have access to millions of images, texts, audio files, etc. And as you obviously know, machine learning has been very successful in things like face recognition, voice recognition, natural language processing, etc. The key limitation, however, of machine learning models is their lack of interpretability. And this is especially the case of neural networks, which are seen by many people as black boxes, because they simply rely on computational steps that do not really correspond to human-like reasoning steps. So in the field of biology, this duality is reflected by the existence of two different sources of information. So on one side, we have the knowledge-based information, and this is when an expert within a domain encodes the knowledge of that domain in a symbolic system, such as a knowledge graph or a biomedical ontology. And here we rely on symbolic artificial intelligence, such as logical reasoning, in order to infer new information and solve problems. On the opposite side, we have data-based information. So we now have access to biomedical images, to millions of DNA and RNA sequences, to like text, biomedical text, etc. And machine learning has been applied over the past few years on this data in order to predict and come up with solutions to biomedical issues. So my research is in this gray area, or this interface right here, which aims to reconcile these two opposite paradigms of artificial intelligence.
So our main objective is to make the knowledge which is encoded within symbolic artificial intelligence, make it optimally used by statistical AI or machine learning. So we want to come up with methods which can encode the knowledge in symbolic systems, especially in biomedical ontologies, in such a way that they can be used as background knowledge by machine learning models. And as a result, we would be making use of both the knowledge which is encoded within symbolic systems and in particular ontologies, and we also make use of the prediction ability of machine learning in order to come up with new knowledge and analyze biomedical problems. So as a little bit of a background, a biomedical ontology is a symbolic artificial intelligence system where an expert within a domain would represent the concepts of that domain as classes, and then would link these classes with logical rules or what we call formal axioms. So in the biomedical field, the most widely used ontology is the gene ontology, which defines protein functions and the rules that govern these protein functions, and which is also used to annotate proteins. So we can say that a protein has a specific function, and basically it's used to annotate proteins with the molecular functions that they perform, the biological processes in which they participate, and the cellular components in which they are located. So in the first part of our research, our objective was to come up with an embedding that would represent the contents of the biomedical ontology in such a way that it can be optimally used by machine learning. So an embedding is a function that maps from a mathematical structure X to another mathematical structure Y in such a way that the elements or the features of the elements in X are conserved in Y. So for instance, if an element X1 is more similar to an element X2 than it is to X3, then we would expect Y1 to be more similar to Y2 than it is to Y3. So with our method here on TOTUVEC, our aim was to come up with an embedding that would map the contents of the biomedical ontology to numerical vectors. Why numerical vectors? Simply because they are easy to manipulate using mathematical operations and using programs which rely on mathematical operations, such as machine learning models, which are generally based on gradient descent. So what our approach here is basically a combination of logical reasoning and representation learning. So on one side, we have the content of our symbolic systems, which are the axioms, the formal axioms that describe relations between different concepts. And we also have sort of knowledge graph structures as part of the symbolic systems. We would apply logical reasoner on these sets of axioms and graph structures in order to infer a set of formal axioms that describe all the possible relations that can exist between two biomedical concepts. So then we would treat this corpus of axioms as a text, and then we would apply a neural language model on this text in order to represent every concept as a numerical vector. So we specifically use the skip-gram implementation by Word2Vec, which basically represents a word as a vector by maximizing the probability of the context words of that target word given our target word. And then the output of our method would be a numerical vector, a representation of every concept, of every biomedical concept in the ontology. So as a sort of validation, I wanted to share this figure with you. So what we have done is that we have applied our method on enzymes and enzyme functions. Basically, we got a vector representations of every enzymes, and then we reduced these vectors to 2 dimensions in order to visualize them. And when we visualized them, we could see that there were some clusters that were formed based on these enzymes. So to understand the meaning of these clusters, we colored every enzyme by its main enzyme function, or what we call the EC number. And we found out that many of these clusters were actually enzymes that share the same function. So that basically shows that the enzyme function, or the similarity, the functional similarity of enzymes was conserved in our vector representations.
Okay. So next, in symbolic systems and symbolic artificial intelligence, we have more than just mathematical symbols and logical rules to manipulate these symbols. We actually also have what we call the metadata. And this metadata is a sort of natural language description and labels which is added very carefully by an expert in the domain. So these descriptions and labels in natural language are very, very rich in information, and they have the ability to improve the performance of computational methods beyond the use of just axioms. So our second objective was to include this natural language information from symbolic systems as background knowledge into machine learning. So to do that efficiently, we wanted to actually use the meaning of these words in an optimal way. So these words that are included in these descriptions have a real meaning, and their meaning cannot be derived from their use within the ontologies alone. So in order to derive their meaning in an optimal way, we have decided to pre-train the machine learning model on biomedical literature and apply transfer learning. So the machine learning model will be first trained on a set of articles, biomedical articles, before it is applied to the logical axioms in such a way that we make an optimal use and we learn the meaning of these natural language words which are embedded within the symbolic systems. So in this way, we came up with an updated approach, OPA2VEC, which would include both the axioms, the formal axioms that we have previously used from formal ontologies and symbolic systems, and would also include the metadata and this set of rich natural language descriptions that are included as metadata within the symbolic systems. So, and as I say, to make an optimal use of our machine learning model, we pre-train our neural language system on PubMed, which is a set of research articles, and then we apply this pre-trained Word2Vec model on our corpus in order to derive the vector representations of biomedical concepts such as proteins, diseases, genes, etc. And then one of the most intriguing applications we had was the prediction of gene-disease associations. So knowing which gene is responsible for what disease is extremely important in coming up with an efficient treatment program for that specific disease. But unfortunately, the experiments, the biological experiments, are not really efficient in deriving these associations. So we have tried to use our method in order to predict the associations between genes and diseases. So we basically would use an ontology, a phenotype ontology, in order to come up with vector representations of diseases and genes, and then use a machine learning model to predict whether a specific disease is associated with a specific gene or not. So yeah, basically based on the known disease to phenotype and known gene to phenotype associations, we will predict gene to disease associations. So we have applied basically our method in order to come up with vector representations of diseases and vector representations of genes. And then we have applied a deep Siamese neural network on these genes and diseases in order to predict their possible associations. So the way it has worked is that basically for every gene and disease, we will come up with a vector of about 200 elements, and then we will run two parallel neural networks which share the same parameters and the same architecture on each one of these vectors. We will these neural networks are going to output an updated representation of the gene and disease, and then we would predict using basically a linear neural network. We would predict whether they are associated or not. We will basically predict a sort of a binary output of 0, 1, whether a gene and disease are associated or not. So these are
these are partial results that we have obtained on human and mouse gene and disease associations. So our method is the one highlighted in red, and it basically got an AUC of 0.85, close to 0.9 in some cases, and basically outperformed all of the existing or disease to gene association prediction methods that did not associate symbolic systems with machine learning. Okay. So the last thing I wanted to share is this case study. So in these diseases that we have worked on, there were some diseases that did not have a known gene. So for these diseases, we do not have a way to validate whether our method is correct or not. So one of these orphan diseases, which do not have a known gene, is the autosomal dominant variant of hydrocephalus. So this is a condition in which excess fluid builds up within the brain, which is why some infants are born with an abnormally larger head. So this disease in particular does not have a known gene association, and therefore it does not have an efficient treatment. But what we know about it is that it is associated with a large deletion of a specific section in chromosome 8. But we do not know which gene within this section is responsible for this disease. So using our method, we have predicted an association with E2F transcription 5 gene. This is what our prediction result was. And what we have found in the literature is that the knockout of the homozygous E2F5 in mice produces symptoms which are very similar to what we have observed with the autosomal dominant variant of hydrocephalus in humans. And the human ortholog of the E2F5 gene is located in the exact region that is known to be related to this disease. And I think about a year after we have published the result, it was officially added as an association in the MGI database or the disease gene database. So yeah, as a recap of my presentation, so basically I try to show that the combination of symbolic systems and machine learning has the ability to improve the prediction ability of machine learning models in the analysis of the biomedical knowledge. And this is done in two ways. First, with the inclusion of formal axioms from symbolic systems as numerical vectors, and second, by using the metadata or the natural language metadata as background knowledge for the machine learning models. And we have applied these on multiple applications. The one I've showed is the gene disease associations. So that's basically it for my presentation. And yeah, please let me know if there are any questions. Can you still hear me? Okay, there is a question. How can we trace this neural network to make the association between the disease and gene? So basically, the way it works is that we train the neural network. So we have gene disease associations which are known in a database. So what we do is that we divide these known gene disease associations into a training and testing data sets. So the training data set is used to basically learn the hyperparameters of the Siamese neural network. And then once we learn the Siamese neural network, we apply it on the test data set, and basically just predicts a value of 0 or 1. So 0, they are not related, 1, they are related. I hope that answers that question. Thank you so much, Fatim Zuhra. Thank you very much. Actually, I am interested in knowing how can we apply this in order to do an early diagnosis of like diseases like I don't know, diabetes or other thing. I want to hear your point of view. I mean,
So the early diagnosis can be done, but the main problem here is that we rely entirely on the knowledge embedded within the symbolic system that we use, which is ontology. So the early diagnosis can only be done if the symptoms of a specific disease are embedded within an ontology. So the way we would do it here is, for example, we would use PhenomNet, which is a database where experts include the symptoms of every disease. Then we would apply our method to produce a vector representation of the disease and of the symptoms and see whether they are related. I think that's one way we can do it. We can do that. Thank you so much. And then my last question is not about your work, but mostly about you as a person, as a woman in the field. How did you came to do AI and to work on projects related to machine learning? Have you faced any difficulties doing that? What's your story? So basically the way it worked is that I did a master's in artificial intelligence and then moved to a PhD in bioinformatics. And the hot topic at that time, between basically 2016 and 2020, was deep learning. So that's what everyone was working on. There were so many sources available, so it was more or less easy to work on the field. I think as a researcher, with the resources that we have access to, both in terms of research work as papers and the codes, there is plenty of opportunity to contribute in the field. Yeah, so that's my my view on this sort of research. Thank you so much, Fatem Zahra. It's really great to have you here. Thank you so much. Now we'll continue and we will move to the next presentation. Data-driven decision-making is at the heart of so much in the world right now. We're making decisions not just for us now, but for future generations as well. You know, the connection to data science is becoming more and more important to the work. The work has been going on for the last 25 years. So what really drives us at WiDS is that we want diversity at the decision table here. And women absolutely need to be there. To me, a healthy data science community is one that embraces diversity. We started WiDS with a conference at Stanford University in 2015 with three main goals that haven't really changed. First, to inspire women to join or stay in the field of data science. Second, to educate everyone by highlighting fantastic women and their technical work. And third, to support women around the world. And wow, did we hit a nerve we didn't even know existed. Fast forward to 2022, and we have 200 regional events worldwide in more than 60 countries. And it just keeps growing year after year. Last year, we were with all of you virtually. We had a 24-hour around the world event, which was very exciting. And so despite the pandemic, we got together and we created this global community. We had speakers from over 25 different countries, and it was wonderful. And one silver lining in an otherwise tough year in 2021 is that attendees to WiDS regional events could be from anywhere in the world. We also saw really interesting collaborations, WiDS ambassadors coming together to host events in Africa, Saudi Arabia, Colombia, and Central and Eastern Europe. One of the things I really love about WiDS is hosting the WiDS podcast. And we now have listeners from over 160 countries, which is just incredible, and many different guests. And I'm also really excited to announce that we'll soon have a co-host of the WiDS podcast, Cindy Orozco. We also had amazing participation in the WiDS Datathon this year. Over 4,000 registrants in the Datathon from over 90 countries participating in a challenge related to climate change. And a big shout out to all the WiDS ambassadors who held workshops. We had over 40 workshops across the world. I hope we also lift our heads above the horizon and think more than just about this moment in time, and think about the goals that we have for our young women and our young girls who'll be leading the next generation.
With the WiDS Education Outreach Program, which is focused on secondary schools, we've delivered materials to collaborators in over 50 countries around the world. We've had a great year despite all the challenges in the schools with COVID. We've had pilots everywhere from Covada, India, to New Haven, Connecticut, to a refugee camp in Jordan and beyond. New last year were the WiDS workshops, where instructors provided dozens of workshops that were attended by thousands of attendees worldwide, online. These WiDS initiatives would not be possible without the generous support from our sponsors, the global visionaries, the innovation leaders, and everyone at Stanford. One thing we've been very excited about this last year is working on what we call the WiDS Academy. We got interested in understanding better what the barriers were for young women and for minorities to enter this exciting field, and how we could possibly remove those barriers, and what sort of programs could we put in place with partners all over the world to help. Our ultimate aim with WiDS is to increase the percentage of women in data science, to achieve at least 30% women across all domains and at all levels, from students to senior leaders, by the year 2030. And we call this 30 by 30. We believe 30% is a tipping point. That's when women truly believe that they are part of a group and they can contribute and have great impact. And we hope that you join us all in reaching this big goal. For now, though, whether you're at Stanford or at one of the regional events worldwide or just in your living room, you are a part of the WiDS worldwide movement. Welcome to WiDS! So thank you, Fatima, and welcome to Alexandra for your presentation. Hello. Thank you for having me. May I share my screen to show the slides? Is it good for you? Yeah, I can share my screen to show you my slides. Okay, so do you see my slides well? Cool, great. Let me make a slideshow. Okay, do you see them now? Okay, great. Oh, they're moving. Okay, so should I start now? Okay. Okay, good afternoon, everyone. I'm very pleased to be talking to you today. And today I'm going to talk about the paper, which is named Generative Flow Networks for Descriptive Probabilistic Modeling, which I was working on together with my beautiful colleagues, Din Huai, Jean, Nikolai Malkin, Zhen Liu, Aaron Corwell, and Joshua Benjo. And let me start with describing the problem of modeling probability in discrete spaces. So our goal is to model a probability distribution over a discrete space, and with possibility to sample from this probability distribution. And why this task is important is because we often encounter it in some practical applications. For example, for natural language processing, we often need to model a distribution over discrete tokens, and we want to be able to sample from it to generate a sentence. And similarly, for drug discovery, we need to model a distribution over molecules, which are discrete structures. And we want to be able to sample from this distribution to propose new promising candidates for drugs.
And similar to that, material design, we need to sample some crystal structures, which we also can treat as discrete multidimensional random variables. So, yeah, and we approach this problem with energy-based models. We are using this general framework of energy-based models to model probability distribution over a discrete space of random variables. So the main idea is that we have some energy function, and to get probability of the sample X, we take the exponent of the negative energy function and multiply it by some normalization constant. And this model is very flexible because the energy function can be modeled with any neural network which we want. And to train this neural network, we need to obtain gradients of the log likelihood of the data with respect to parameters of the neural network. And if we derive this gradient, it has two terms. The first term is easy to compute because it is the gradient of the neural network with respect to its parameters, which we can easily compute using automatic differentiation tools. And the second term is a bit more tricky because it requires us to compute this normalization constant, which is a sum over the whole discrete space. And if our space is big and multidimensional, usually this sum is intractable, but likely we can rewrite this equation in the following way. And it allows us to estimate this second term using samples from the probabilistic model. So we need a sampler. We need a good sampler for our probabilistic model. And the commonly used sampler for this problem is MCMC Gibbs sampler, which can provide good samples, but it struggles from a poor mixing problem. And it is the problem is that this sampler cannot visit all the modes in the distribution, and it samples only from a subset of the modes of the distribution. And it can lead to the following problem of the spurious modes that when we train this model, it may happen that some of the learned modes in our distribution P phi, they do not correspond to the real modes in the underlying data distribution. And that's why this sampler is not that good. And we propose to use generative flow networks as a sampler to train energy-based model. And the generative flow network is a novel generative neural network, which allows to model discrete which allows to sample from a discrete distribution. And this sampling happens sequentially. So DeFlow-Net consists of three main components. The first component is the forward policy, which is a neural network, which allows us to sequentially construct a sample. So we're starting from an initial state, which consists of the void pixels. And this forward policy, it firstly picks some pixel, and after that assigns some valid value to this pixel. And it continues to do it step by step. And finally, we obtain a complete final state. The second component is the backward policy, which, on the contrary, takes the complete sample and erases pixel by pixel the values in this sample. And finally, it obtains the empty state, the empty initial state. And one more component is an normalizing scalar, which is important for the training process of this network. So how do we train this generative flow network?
it can be trained with the following laws, which is named trajectory balance laws. And the motivation underlying these laws is that the trajectory of incomplete states, which we go through on the forward generation path, its probability should be the same as if we were going backward with erasing pixels. And this is the mathematical formulation of this idea. And we have almost all the components inside of the GFlowNet model, but we need one more thing to be able to compute these laws. And this is the reward function, which gives reward to our model for sampling this state. And in the initial framework of the GFlowNet, this function is something external, which is given as an oracle to our model. And finally, when we train the GFlowNet, it can sample the final states with probability which is consistent with this reward function. And our proposal is that we should use, as a reward function, we should use an energy-based model and train them together, the generative flow network and the energy-based model. So let's see how it works together. In our algorithm, we have two main trainable components, the energy-based model and the generative flow network sampler. And the training iteration consists of two steps. The first step is GFlowNet training step, where we sample GFlowNet trajectory using either forward or backward policy. After that, we can compute GFlowNet trajectory balanced loss using energy-based model as a reward function. And after updating GFlowNet parameters, we can do a training step for energy-based model. So we sample a sample X prime from the GFlowNet, and after that we can update parameters of the energy function using a negative log likelihood gradient, which we estimated using this sample from the generative flow network. And why this generative flow network approach is beneficial compared to commonly used Gibbs MCMC sampling. That's because Gibbs MCMC sample struggles from mode mixing problem because it has to follow some low probability regions to achieve a distant mode, while GFlowNet it basically augments this state of space, this space of states with incomplete states, and it can reach this distant mode by going through a sequence of incomplete states, and it is much easier to do than going through the initial state with low probability states. Okay, and let me tell you about our experiments that we did. The first two experiment that we conducted was with ISN model, and in this ISN model we are working with samples on a grid, and each node of the grid, it can take a value either +1 or -1, and this we know the analytical formula for the energy function for this model. It is given by this equation where J is adjacency matrix, and this matrix it is basically defines the grid where each node is connected with 4 neighboring nodes, and the coefficient J ij it is the same for all the edges on the grid, and it is equal to some constant sigma. And if this constant sigma is positive, then the samples from this model looks like this. We have large regions with similar with the same values in the nodes, while if the sigma is negative, then we have this checkerboard coloring.
because neighbors encourage themselves to have opposite values if sigma is negative. So that's how ground truth samples look like with different sigmas. And when we trained GFLONet with energy-based model, these samples were obtained from the GFLONet, and we see that they look pretty similar to the ground truth samples. And also these grids, they are learned by the energy-based model, which was trained together with GFLOW network. And we see that this energy-based model, it is able to distinguish the right grid structure from scratch. So it is a good result. Okay, the other set of experiments we conducted with 2D multimodal data, which we discretized to make these samples discrete. And on this plot, it is shown the result. So the first row shows the samples from the GFLOW network, and the last row, it shows the learned energy function. And these energy functions, they correspond pretty well to the ground truth probability distributions of the samples. And also we compared our approach, EBGFN, it is mentioned here, this is our approach. We compared it with other energy-based models for this task. And the first baseline PCD, it uses simple MCMC Gibbs sampling, as I described before. And other approaches, they are more complicated. They are also using some trainable sampler to train energy-based model. But we see that our model outperforms these baseline approaches almost for all data sets. And the last set of experiments we conducted with images, which we also discretized. And we did it with OmniGlot, silhouettes, and MNIST datasets. And we also compared with baselines which are based on the energy-based models, but they are using some different samples, not GFLOW networks. And we see that we outperform Gibbs sampler, and GVG, it is an improvement to the Gibbs sampling, which uses some gradients to obtain better samples. But still we see that for most of the data set, our model outperforms the baselines. Okay, so to conclude, let me mention the main contributions of our paper. The first contribution is that we showed that if we train energy-based model together with GFLONet, this technique is promising for discrete probabilistic modeling, and probably in the future it can be applied for more interesting domains, which I mentioned in the beginning of my talk, and it is a future direction for our research. And also we showed that GFLONet can be trained together with energy-based model, and we do not need to have an oracle function to train this novel generative model. So it brings me to the end of my presentation, and if you have any questions, I will be glad to answer them. Thank you, Alexandra. So yes, we have just one question. Can you please give us an application for this method, please? Yes, sure. So as I mentioned in the beginning of my talk, this discrete probabilistic modeling is an important task for example, drug discovery, when we need to model distribution over the molecules, and we want to find molecules which are the most promising as a drug, and we need to sample from this space of molecules, and we're interested in finding the most promising candidates for being a drug, and that's where we can apply this model, and that's what we're working on now, to be honest. You're muted, sorry, I don't hear you.
Thank you. Thank you for the question. I don't know if we have any more questions. So no. So many thanks to Fatima and Alexandra for their presentation. Now we are going to watch a short presentation by Patricia Boisclair from KPMG. She will tell us about the link between industry and research. My father being a programmer analyst, I grew up surrounded by technology. I have a vague memory of drawing a video game that I wanted my father to configure for me after playing Adibu. It was also around this time that I won a radio contest for which I had written about my vision of the world in 2020. I remember describing self-driving flying cars. At that time, I had no idea, although looking back, I can see some hints that I would pursue a career in information technology. The 9-year-old child that I was at the time was far from imagining that these autonomous cars would only be one of the many use cases of artificial intelligence surrounding us by now. Artificial intelligence, cloud, automation, analytics, blockchain, 5G, low-code, no-code softwares. The potential impact of each of these emerging technology is unquestionable. And when they converge, their impact on organizational growth is almost inconceivable. New technologies are no longer just about doing things better, faster, and cheaper. They now have implications for survival and growth in new business reality. Emerging technologies are transforming every industry, requiring legacy businesses to radically reinvent themselves faster than they ever imagined. Despite the challenges of emerging technology adoption and deployment, there is no turning back. Navigating through today's challenges and seizing tomorrow's opportunities requires enterprises to reboot their vision, strategy, and operating models to capitalize on the evolving technology landscape. Organizations are using AI in multiple ways to respond faster and more accurately to customer inquiries, to automate back office processes, and to identify and address potential flaws in products, services, and systems before they even become material problems. In healthcare, organizations are leveraging AI to reduce errors and improve medical outcomes. Financial services firms are deploying AI to detect fraud and manage risk. The list of use cases is growing exponentially. To capitalize on the promise of AI, enterprises will need to overcome two primary challenges. First is a lack of quality data, which executives cite as a significant barrier to value creation. Many organizations continue to struggle with the data. In order to keep pace with a rapidly changing technology landscape, combined with vendor overload, many companies find they do not have a good handle on the data that feeds their AI algorithm. As a result, they cannot trust the output of AI-driven processes. The second challenge is the fact that insufficient policies and action to ensure ethics around AI are also suppressing results. AI has the power to profoundly change how work gets done and decisions get made, but it needs to be deployed responsibly. For AI to be productive and accepted by the enterprise, it must be explainable, transparent, and trusted. AI holds great promise for allowing organizations to provide customers with faster and more personalized services, more targeted products, and greater convenience. However, it also carries the potential to harm customers if certain personal boundaries are crossed or if it's used in services of customer interaction that could be seen as discriminatory. Hence why policies and clear guidelines should be deployed to guard against unintended bias in machine learning algorithm and continuously detect drift in data and algorithm. We believe that AI will pervade all aspects of business in the 21st century, and the consulting industry will be no exception. As an employee, I obviously wonder how my job will be transformed. How will emerging technology benefit our clients in the delivery of our mandates? A lot remains to be done, but I'm excited about the idea that brilliant women at KPMG in Quebec are looking into it.
Data-driven decision-making is at the heart of so much in the world right now. We're making decisions not just for us now, but for future generations as well. You know, the connection to data science is becoming more and more important to the work. The work has been going on for the last 25 years. So what really drives us at WiDS is that we want diversity at the decision table here. And women absolutely need to be there. To me, a healthy data science community is one that embraces diversity. We started WiDS with a conference at Stanford University in 2015 with three main goals that haven't really changed. First, to inspire women to join or stay in the field of data science. Second, to educate everyone by highlighting fantastic women and their technical work. And third, to support women around the world. And wow, did we hit a nerve we didn't even know existed. Fast forward to 2022, and we have 200 regional events worldwide in more than 60 countries. And it just keeps growing year after year. Last year, we were with all of you virtually. We had a 24-hour around-the-world event, which was very exciting. And so despite the pandemic, we got together and we created this global community. We had speakers from over 25 different countries, and it was wonderful. And one silver lining in an otherwise tough year in 2021 is that attendees to WiDS regional events could be from anywhere in the world. We also saw really interesting collaborations, WiDS ambassadors coming together to host events in Africa, Saudi Arabia, Colombia, and Central and Eastern Europe. One of the things I really love about WiDS is hosting the WiDS podcast. And we now have listeners from over 160 countries, which is just incredible, and many different guests. And I'm also really excited to announce that we'll soon have a co-host of the WiDS podcast, Cindy Orozco. We also had amazing participation in the WiDS Datathon this year. Over 4,000 registrants in the Datathon from over 90 countries participating in a challenge related to climate change. And a big shout out to all the WiDS ambassadors who held workshops. And we had over 40 workshops across the world. I hope we also lift our heads above the horizon and think more than just about this moment in time, and think about the goals that we have for our young women and our young girls who'll be leading the next generation. With the WiDS Education Outreach Program, which is focused on secondary schools, we've delivered materials to collaborators in over 50 countries around the world. We've had a great year despite all the challenges in the schools with COVID. We've had pilots everywhere from Covada, India, to New Haven, Connecticut, to a refugee camp in Jordan and beyond. New last year were the WiDS workshops, where instructors provided dozens of workshops that were attended by thousands of attendees worldwide, online. These WiDS initiatives would not be possible without the generous support from our sponsors, the global visionaries, the innovation leaders, and everyone at Stanford. One thing we've been very excited about this last year is working on what we call the WiDS Academy. We got interested in understanding better what the barriers were for young women and for minorities to enter this exciting field, and how we could possibly remove those barriers, and what sort of programs could we put in place with partners all over the world to help. Our ultimate aim with WiDS is to increase the percentage of women in data science, to achieve at least 30% women across all domains and at all levels, from students to senior leaders, by the year 2030. And we call this 30 by 30. We believe 30% is a tipping point. That's when women truly believe that they are part of a group and they can contribute and have great impact. And we hope that you join us all in reaching this big goal. For now, though, whether you're at Stanford or at one of the regional events worldwide or just in your living room, you are a part of the WiDS worldwide movement. Welcome to WiDS!
Plus que jamais, nous vivons une période de bouleversement. Les changements s'accélèrent, les modèles d'affaires se transforment. Afin de prospérer dans la nouvelle économie du numérique, les organisations doivent non seulement amorcer leur transformation, mais surtout les réussir. Le VIO s'est bâti sur la prémisse qu'en ralliant les meilleures expertises en affaires et technologies et en développant une approche moderne et agile centrée sur la génération de valeur, il deviendrait possible de contrer la lourdeur qui freine trop souvent la croissance des organisations. Avec cette vision, nous avions la certitude de pouvoir générer le succès pour nos clients. Et c'est bien ce qui s'est passé. Chez Le VIO, nous croyons que derrière chaque défi se cache une opportunité de repenser les modèles d'affaires, de mettre à profit l'innovation technologique pour accroître la productivité des organisations. Plus que des partenaires, nous sommes de véritables alliés pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire dans le changement et demeurer à l'avant-plan de leur industrie. Jusqu'au bout, nous nous engageons à livrer la valeur promise, de la stratégie à l'exécution, de l'idée au bénéfice. Notre capacité à mettre en œuvre des projets d'envergure n'est plus à prouver. Livrer de la valeur, c'est plus que notre mission, c'est notre raison d'être. Le VIO, affaires et technologies. Quel bonheur d'être avec vous, oui virtuellement, mais d'être avec vous quand même aujourd'hui pour cet événement-là, cette conférence de Women in Data. C'est ça, c'est bien, Women in Data Science. C'est important d'avoir des femmes qui sont dans le milieu des données. C'est important d'avoir des femmes et de souligner l'apport des femmes dans le milieu scientifique. Je suis moi-même ingénieure et notre contribution aux femmes, elle est essentielle. J'ai eu la chance, moi, dans ma vie, d'avoir une maman qui a beaucoup nourri l'amour des sciences, d'avoir un papa qui a été un modèle, qui a été ingénieur toute sa vie professionnelle. Et ça fait que moi-même, je suis devenue ingénieure en matériaux. Alors, je tiens à souligner à quel point c'est important que les femmes investissent le milieu de la science. C'est important parce que la science, elle est contributrice de richesse au Québec. Alors les filles, les femmes, vous y avez votre place et vous y êtes vraiment bienvenues. Vous y faites une différence importante. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir un papa et une maman qui m'ont inspirée et qui ont nourri l'amour de la science chez moi dès mon plus jeune âge. Si ça n'a pas été votre chance, je réalise qu'il y a des femmes vraiment inspirantes qui sont là avec vous dans cette conférence-là. Et j'espère qu'il n'y a pas juste des femmes inspirantes, j'espère qu'il y a des hommes aussi inspirants, parce que ce chemin-là de la place des femmes dans la science, dans le domaine des sciences, il faut le faire avec les femmes, il faut le faire avec les gars aussi. Fait que, n'hésitez pas à aller voir les gens qui sont autour de vous, qui vous inspirent pour engager la conversation. Et savez-vous quoi? Je suis convaincue que si vous osez engager la conversation, vous allez aussi leur apporter quelque chose. Puis ça, c'est important. Aujourd'hui, je vous le dis, si j'avais pu être avec vous, j'aurais été avec vous. Mais en ce moment même, je suis en train de participer à l'annonce de notre première grande SQRI 2, SQRI au carré. Je suis en train de faire l'annonce avec le ministre Pierre Fitzgibbon de la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation. Et un des éléments forts de cette stratégie-là, c'est les données. On a du rattrapage à faire au Québec. C'est très important. Les données sont la base d'une excellente décision. Et pas juste la base d'une excellente décision, c'est la base de l'intelligence artificielle. Et au Québec, on a du retard, trop de retard, et là, il faut le rattraper, ce retard-là. Alors, il faut que les entreprises enregistrent les données, captent les données, catégorisent les données, les trient, pour qu'elles puissent commencer à les analyser et que ces données-là deviennent la base de bonnes décisions, que ces données-là même nous donnent la chance de prédire l'avenir et mieux encore de créer l'avenir. Le domaine de la donnée est extrêmement le domaine de la donnée est extrêmement intéressant et extrêmement important pour le futur de notre nation, pour un Québec, pour qu'on puisse rêver d'un Québec prospère et un Québec qui a une réputation enviable à l'international. Les filles et les gars,
Vous êtes là à cette conférence-là, c'est important, investissez tout votre temps et toute votre énergie, vous êtes à la bonne place. Le milieu de la donnée, c'est un milieu de l'avenir, mais que j'espère que l'avenir va rapidement devenir le présent et une des grandes forces au Québec. Aidez nos entreprises à se relever, à intégrer les données et à en faire une grande intelligence. Merci d'être là et je vous invite à aller visionner, après votre conférence, cette grande annonce-là de la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation, parce qu'on a besoin de vous pour la réaliser. Au plaisir de vous rencontrer en personne. Merci. Je teste, est-ce que vous m'entendez? On va commencer sous peu, on attend juste Vanessa Cher-Enfant. Le son marche pour moi, c'est bon? Oui. Parfait, super, merci. Hejra, est-ce que c'est à nous de contrôler le son ou est-ce que c'est autre chose? Non, normalement, juste activer le son. Une fois on passe, on soit dehors, on passe en scène principale et après, c'est bon. Parfait. Merci. Okay. Plus que jamais, nous vivons une période de bouleversement. Les changements s'accélèrent, les modèles d'affaires se transforment. Afin de prospérer dans la nouvelle économie du numérique, les organisations doivent non seulement amorcer leur transformation, mais surtout les réussir. Le View s'est bâti sur la prémisse qu'en ralliant les meilleures expertises en affaires et technologies et en développant une approche moderne et agile centrée sur la génération de valeur, il deviendrait possible de contrer la lourdeur qui freine trop souvent la croissance des organisations.
Avec cette vision, nous avions la certitude de pouvoir générer le succès pour nos clients. Et c'est bien ce qui s'est passé. Chez LeView, nous croyons que derrière chaque défi se cache une opportunité de repenser les modèles d'affaires, de mettre à profit l'innovation technologique pour accroître la productivité des organisations. Plus que des partenaires, nous sommes de véritables alliés pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire dans le changement et demeurer à l'avant-plan de leur industrie. Jusqu'au bout, nous nous engageons à livrer la valeur promise, de la stratégie à l'exécution, de l'idée au bénéfice. Notre capacité à mettre en œuvre des projets d'envergure n'est plus à prouver. Livrer de la valeur, c'est plus que notre mission, c'est notre raison d'être. LeView, affaires et technologies. Bonjour, je suis Laurence Biron, l'une des fondatrices du chapitre Québec du programme Women in Data Science. Avec les autres pépites de ma fine équipe, nous sommes ravis de pouvoir proposer la première édition de WiDS Québec. Alors qu'est-ce que WiDS? C'est un programme créé par l'Université de Stanford qui a vocation à promouvoir les travaux des chercheuses et la place des femmes en termes d'intelligence artificielle. Alors pourquoi j'ai décidé de m'embarquer dans cette aventure? Je ne suis pas data scientist, en tout cas pas dans cette vie. Néanmoins, je suis résolument convaincue de l'absolue nécessité de devoir contribuer à la valorisation des femmes chercheurs et de leurs travaux dans des domaines de pointe encore trop souvent trustés par les hommes. Passionnée de numérique, entrepreneuse et spécialiste en droit des réseaux et déléguée à la protection des données personnelles, il me semble important de devoir faciliter la compréhension de l'intelligence artificielle et des enjeux liés et de permettre au plus grand nombre de faire des choix et d'agir en toute connaissance de cause. Enfin, je souhaite pouvoir également contribuer à susciter des vocations auprès des plus jeunes femmes qui hésiteraient peut-être à se lancer. Ce sont autant de raisons qui m'animent et que je pourrais continuer à partager plus longuement. Cependant, ce qu'il est important de retenir aujourd'hui, c'est que le 19 mai 2022, des chercheuses reconnues du Québec, de France, de la Grande Caraïbe, nous feront l'honneur de partager en webconférence l'état de l'art en matière d'intelligence artificielle. Pour en savoir plus, ça se passe ici, via ce lien. Hi, my name is Hajar Falih. I am an artificial intelligence product owner and a data scientist. And this recording is to invite you to attend the first edition of Women in Data Science at Quebec. So why this? 10 years ago, I went to India to work for a tech company, but I couldn't speak any of the 22 languages of India. However, there, I met natural language processing and sentimental analysis and got convinced that artificial intelligence as a whole has the potential to address major human issues, not only helping me understand languages I don't speak. So I came back to Morocco full of hope and determination to translate Arabic and Moroccan Sign Language to text or to other sign languages in order to pave the way for education to more than 1 million hard-hearing people. I worked hard, but simply I failed. I failed due to the lack of data, of course, at that moment, and I failed because I didn't ask for support when I needed. And this is exactly why my team and I are organizing this conference. In fact, WiDS Québec is here to highlight and to showcase great work done by great women in the field. WiDS Québec is also here to educate and encourage women to pursue their goal in data science. Last but not least, WiDS Québec is here to highlight ethical, environmental, and social aspects around AI. If all of this seems interesting to you, please join us on the 19th of May to know more about it and to hear from professional women. Thank you. Rebonjour. On passe maintenant à notre Quand la science-fiction. Encore un petit problème technique. On peut remonter les panélistes.
s'il vous plaît. On passe maintenant à notre dernier panel sur l'intelligence artificielle au service de l'industrie, de la recherche et du développement. Accueillons tous ensemble Vanessa Cherenfant, Audrey Durand, Ségolène Dessertine-Penhart, Valérie Psychi et Nisrine El Yahya. Vanessa Cherenfant, vous êtes modératrice de ce panel. Vous êtes ingénieure et entrepreneuse, aujourd'hui VP Affaires chez Cosette. Vous avez fondé la ELISA, une start-up axée sur l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience du voyageur. Vous avez aussi contribué au succès d'Office Vibe, une plateforme d'engagement employé. Aujourd'hui, vous êtes mentor de jeunes pousses technologiques dans le cadre de programmes tels que Next AI. Vanessa, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bon après-midi tout le monde, je suis très heureuse de me joindre également en parlant de défis de l'IA ou défis technologiques, sachant jouer avec mon visage, peut-être même un souci de représentation, de lecture de vidéos. Et voilà, le test live, je pense qu'on me demande ici de me désinscrire et de me déconnecter, alors je m'excuse pour ce petit souci, mais je soulève encore le défi de la représentation dans la technologie qui semble jouer un tour cet après-midi. Alors, je vous reviens dans 2 petites minutes. Je ne sais pas, Agence, si pendant ce temps, tu peux demander à chacune des panélistes de se présenter en attendant que, j'espère, en me déconnectant, on pourra résoudre ça. Merci. Très, très bien. Donc, Audrey, on aimerait bien t'entendre. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Audrey Durand, professeure adjointe à l'Université Laval. Je suis en double affiliation entre le département d'informatique et génie logiciel et le département de génie électrique, génie informatique. Je suis aussi affiliée à MILA, l'Institut québécois en IA. C'est d'ailleurs de cet endroit-là dont je vous parle cet après-midi. Mais je suis affiliée avec MILA à travers une chaire CIFAR en IA. Donc, je fais de la recherche fondamentale en intelligence artificielle, plus spécifiquement en apprentissage par renforcement. Puis, je fais pas mal d'apprentissage automatique en général appliqué à la santé. Donc, plus ou moins près du patient, pas mal d'applications qui visent à supporter les chercheurs dans le domaine de la santé. Bien. Merci beaucoup, Audrey. C'est un plaisir de t'avoir. Je donne peut-être la parole à Ségolène. Ségolène qui nous a rejoint de la France. Très bien, oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir conviée à ce panel. Je suis évidemment enchantée de participer. Donc, je suis Ségolène, Senior Research Scientist et Manager au sein du Machine Learning Solution Lab d'Amazon Web Services. Auparavant, une carrière académique un doctorat à la Sorbonne et de l'enseignement à l'Université de New York pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ségolène. Nisrine, à toi. Donc, merci pour l'invitation, Nisrine El Yahya, comme pour ceux qui arrivent à le prononcer, un peu plus difficile à prononcer par d'autres. Donc, directrice générale du Carré Saint-Laurent, centre d'accueil de référence pour personnes immigrantes. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi. Mon parcours académique, c'est celui d'une personne qui a une maîtrise en relations économiques internationales et droit international. J'ai œuvré longtemps à l'international dans des organismes diplomatiques pour arriver enfin au Québec et travailler justement au niveau du communautaire, un sujet qui m'a interpellée depuis toujours parce que je suis vraiment dans la relation d'aide. L'avantage de ce qu'on va présenter aujourd'hui pour moi, c'est vraiment le gros défi pour les femmes qui ne peuvent malheureusement pas nécessairement avoir accès
à ce genre de métier qu'on considère jusqu'à aujourd'hui un métier non traditionnel. Et j'ai œuvré énormément pour pouvoir convaincre le monde que une femme comme un homme peut avoir l'intelligence qu'il faut pour travailler dans le data science. Et puis, le gros défi que nous avons tous, c'est beaucoup plus de la collecte des données et peu importe qu'on soit femme ou homme, c'est un gros sujet de débat. Donc, j'espère pouvoir partager avec vous un petit peu de cette expérience cet après-midi. Merci beaucoup, Nusrine. On passe à Valérie qui nous a rejoint depuis Montréal. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde, merci, je suis très heureuse d'être là avec vous. Moi, je suis professeure à l'université à distance de réseau LUCU, la TILUC, et je suis professeure spécialisée en système tutoriel intelligent. Il y a autre chose, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est ça. En fait, moi, je suis très contente de ce panel où j'aimerais vraiment qu'on aborde la question de justement la formation à l'intelligence artificielle pour tous et tout au long de la vie et spécialement pour les femmes. Merci. Merci beaucoup. On voit déjà les axes qu'on abordera pendant le panel. En attendant, je ne sais pas si Vanessa est là. En attendant, on peut parler peut-être de ce qui vous anime à propos de l'IA, de l'intelligence artificielle, du machine learning et ses applications. Et bien sûr, en tant que femme. Est-ce qu'on parle, vous voulez qu'on commence à parler de nos parcours? Ça pourrait être intéressant. Je pense si chacune de nous en parle. C'est très, très bien. Merci. Je vais commencer, je vais briser la glace. En fait, moi, j'ai un parcours, au départ, je viens des sciences physiques, puis je me suis orientée à partir du doctorat. En fait, j'ai entendu parler d'un doctorat en intelligence artificielle, en informatique cognitive, puis je me suis lancée dedans. Et je n'ai jamais regretté, en fait, ce que j'ai apprécié quand j'étais dans mes années doctorales, c'était justement la connexion entre des personnes issues de différents milieux. Donc, en fait, d'avoir à travailler en collaboration avec des personnes issues de différentes disciplines pour pouvoir développer des environnements. Par la suite, j'ai continué dans le milieu de la recherche. Notamment, je suis allée faire un postdoc au Japon avec un spécialiste de la modélisation cognitive, Michio Mizoguchi, aussi en France, à Montpellier. Et puis, par la suite, j'ai intégré l'université à distance. Pourquoi? Parce que j'ai toujours, en fait, été passionnée par la formation à distance et l'usage des systèmes tutoriels intelligents dans la pédagogie, enfin, dans l'apprentissage. Donc, c'était un choix vraiment d'être dans cette université qui offre des cours entièrement à distance, de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne fait aucun cours en présent, de façon synchrone. Tout doit être conçu d'avance, donc ça demande un énorme travail en amont de conceptualisation des environnements qui vont contenir l'ensemble de nos formations. Et également, en fait, le lien avec la recherche était là également, en fait, de m'intéresser à tout ce qui concerne l'apprentissage humain, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des questions qui nous occupent beaucoup au centre de recherche de la TILUC dont je fais partie. Merci beaucoup, Valérie. Je vois aussi que Vanessa, elle est de retour. Oui, tout le monde, ça a été tout un défi, un enjeu, mais on a vu en live, je pense que la belle leçon ou l'opportunité, c'est qu'on a vu en live les restrictions souvent de peut-être l'AI de la technologie lorsqu'on ne prend pas en compte toute la diversité. Donc, mon background ne marchait absolument pas et vous avez eu un effet live de tout ça. Donc, je sais que les introductions ont eu lieu. Je vais peut-être retourner si vous me permettez, tous et toutes, encore là, désolé pour ce petit problème technique qui a retardé le début de la conférence. On voulait, cet après-midi, en mettant en place, en parlant du rôle de l'intelligence artificielle qui est au service vraiment de l'industrie de la recherche et du développement économique, on voulait passer à travers, je veux dire, trois profils, trois portraits. Un, le parcours vraiment
vos parcours ou vos différents parcours, mesdames, en intelligence artificielle, de qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier-là, que je crois que vous avez eu l'occasion de discuter déjà à travers votre introduction. Mais on voulait aussi passer dans un deuxième temps de peut-être parler de c'est quoi les projets concrets sur lesquels vous travaillez, c'est quoi l'application en fait de l'intelligence artificielle dans votre quotidien, au travail. Et je sais, Nisrine, que c'est un sujet, entre autres, qui vous tient extrêmement à cœur au niveau de l'habilitation des immigrants, des femmes immigrantes aussi à prendre place, je veux dire, à ce renouveau économique, parce que c'est également ça, les opportunités autour de l'intelligence artificielle. Donc, j'aimerais bien peut-être commencer par Ségolène, si on veut parler un peu plus de l'application du rôle de l'IA au quotidien. Je vais me laisser démarrer par ça. Alors, en fait, Vanessa, juste une petite modification. Valérie, la seule à s'être présentée, à expliquer son parcours. Je m'excuse. Donc, j'étais en coulisses. Vous n'êtes pas en retard, donc peut-être que je vais expliquer aussi rapidement mon parcours avant de rentrer dans le vif du sujet et expliquer comment je suis arrivée en intelligence artificielle. Donc, pour ma part, j'ai commencé à faire des statistiques sur les données financières des marchés pendant la crise des subprimes, donc pour comprendre les effets de contagion en cas de panique boursière entre les différents acteurs de marché. À ce moment-là, donc ça remonte, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par des modèles très simples et c'est comme ça que j'ai appris le code à l'époque en achetant des livres et en me formant toute seule car il y a 15 ans, les cours en ligne, les MOOC, hein, les fameux MOOC, et je pense qu'on va réaborder la question, n'existaient pas. Donc, durant et après mon doctorat, je suis montée en compétences, en complexifiant les modèles mathématiques et en continuant d'introduire de nouveaux types de données. Je pense aussi que cette notion de données sera reprise par la suite. Et en fait, le code et l'analyse de données sont devenus une vraie passion. Je pouvais passer des heures dessus sans m'en rendre compte. Et par la suite, j'ai continué à créer de nouveaux modèles. J'ai augmenté la fréquence et le volume des données financières que j'étudiais pour arriver à étudier alors, ce qu'on appelle en finance les signaux implicites de stress, de la volatilité. Et c'est ce que j'ai enseigné pendant 3 ans à l'Université de New York. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai commencé par curiosité à appliquer certains de ces modèles sur des données non financières et j'ai commencé en fait à faire du modèle apprentissage automatique sans le savoir. Et j'ai ensuite, par la suite, rejoint Amazon Web Services, où maintenant je dirige le laboratoire, le Machine Learning Solution Lab d'AWS pour l'Europe, la France, le sud de l'Europe et le Benelux. Donc voilà un peu un parcours à la base. Qu'on peut partir de simple et arriver ensuite à faire des choses complexes. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la formation, notamment des femmes. Merci beaucoup. Merci, Ségolène. Audrey, tu continues aussi avec ton parcours? Oui, d'accord. En fait, moi, j'ai commencé avec un baccalauréat en génie informatique. Tout comme Ségolène, j'aimais beaucoup la programmation et le code. Donc, pour subvenir à mes besoins pendant le bac, je me suis mis à faire du développement logiciel à contrat. Donc, j'ai abouti dans un laboratoire de santé publique et qui s'intéressait à développer des outils de simulation pour simuler des politiques d'intervention et de prévention en santé publique, donc en collaboration avec le ministère de la Santé au Québec. Donc, c'était super stimulant. Éventuellement, on m'a proposé de faire une maîtrise là-dedans, donc qui serait en co-supervision avec des chercheurs en informatique pour tous les aspects informatiques. On se souvient que mon background, il était plutôt informatique et pas du tout santé. Mais c'est à travers ces projets-là que j'ai eu la piqûre de la recherche et principalement de la recherche dans le multidisciplinaire. Et rapidement, à travers le développement des outils de simulation, je me suis rendu compte que c'était intéressant d'utiliser ces outils-là pour évaluer les différentes stratégies qui étaient pensées et développées par les experts du domaine de la santé. Mais que ce qui serait encore plus intéressant peut-être, c'est d'essayer de chercher, en utilisant ces outils-là, quelle serait la stratégie optimale pour une population donnée. Donc, plutôt que de se limiter à tester des options réfléchies par des humains, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'utiliser des algorithmes d'optimisation pour trouver les meilleures stratégies, peut-être auxquelles nos experts n'auraient pas pensé.
Et donc ça se passait pendant ma maîtrise, donc qui se déroulait entre 2009 et 2011. Donc au début là, du dernier envol, le plus récent là, de l'apprentissage automatique, donc l'envol sur lequel on surfe encore aujourd'hui. Donc, par la fin de ma maîtrise en 2011, ben là, on arrivait là, tout près de, juste avant le grand boom des CNN sur le challenge à ImageNet qui a catapulté le deep learning partout. Donc, à la fin de ma maîtrise, bien sûr, ça me tentait de continuer au doctorat dans ces avenues-là. C'était tellement en train de prendre une grande ampleur. Donc, je suis rentrée au doctorat. J'ai fait un doctorat qui était beaucoup plus axé, là, fondamental, intelligence artificielle, apprentissage par renforcement, mais toujours avec un souci de garder des collaborations multidisciplinaires, notamment dans le domaine de la santé. Et à la fin de mon doctorat, que j'ai terminé en pleine période de hype en IA, où est-ce que tout le monde voulait embaucher des profs en IA partout, je suis allée faire un postdoc de 2 ans en IA à Mila, à Montréal, le temps d'acquérir les compétences nécessaires pour être professeur, parce que ça va un peu au-delà de la recherche. Là. Il y a les aspects d'enseignement, bien sûr, beaucoup d'aspects de management, gestion, apprendre à répondre à des courriels, ça, c'était super important. Donc, j'ai été acquérir ces skills fondamentaux-là et puis finalement, j'ai débuté comme professeur à l'Université Laval en 2019. Super, merci Audrey. Mesrine, très curieuse de savoir justement c'est quoi votre parcours et surtout qu'est-ce qui vous a et comment vous avez été amené en fait à parler, vous intéresser à l'IA. Ben, c'est une très belle question, je dirais, parce que dans une ancienne vie, moi, je suis une fan de poésie, fan de littérature, fan de tout ce qui n'a rien à voir avec le data science, parce que pour moi, les mathématiques, c'était quelque chose de mystérieux sur la planète. Pour moi, décoder une équation, c'était comme si tu me demandais de parler mandarin sans avoir aucune notion de la langue. Mais à un moment donné, ce qui est certain, c'est que, vous savez, à chaque jour, notre utilisation d'applications, de services numériques, ça donne comme tellement de données. Et ça, c'était ma passion. Les données, l'information, le décodage de l'information, la compréhension de qu'est-ce que ça implique et surtout le sens derrière. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de produire une équation mathématique qu'on ne peut pas lire une donnée. Et cela m'a amené vraiment à réfléchir comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour pouvoir m'impliquer? Et j'ai été emmenée dans mon parcours professionnel ainsi qu'académique à traiter un ensemble de données très, très considérable parce que j'ai fait ma maîtrise en relations économiques internationales en me spécialisant en droit international. Donc, quand on met la science au service du droit, il fallait absolument que j'ai quand même ce sens de données très, très fine pour pouvoir l'analyser parce que par souci de justice, à quelque part, il fallait ramasser le maximum de données. À ce moment-là, je ne savais même pas encore que c'était une science en soi. Vous savez, je suis bien plus jeune que les 2 personnes qui ont parlé avant moi, on s'entend. Donc, bien sûr que c'est tout à fait une blague parce que je suis bien plus vieille. Moi, à mon époque, j'ai appris le DOS avec le 0-1, puis ce n'était pas du tout des choses auxquelles on pensait à ce moment-là, tout ce qui se passait. Bref, pour faire une longue histoire courte, à un moment donné, quand je suis arrivée au Québec, j'ai été emmenée à travailler avec la concertation montréalaise des femmes sur un gros projet qui était les métiers non traditionnellement féminins. Et je me suis retrouvée vraiment dans l'équation il y a très peu de femmes qui s'intéressent, soi-disant, à ces métiers-là. Et puis, j'ai commencé à creuser, est-ce que c'est par méconnaissance de ce genre d'emploi? Est-ce que c'est parce qu'elles ne se sentaient pas assez à l'aise? Ou est-ce que c'est beaucoup plus parce qu'on a toujours ce gros défi femmes-hommes? Est-ce que c'est un métier plus masculin? Est-ce que l'intelligence artificielle correspond à quelque chose que plus un homme pourrait être amené à faire? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les données? Et j'ai commencé encore plus à creuser dans ce milieu-là pour comprendre comment ça fonctionne. Et on parlera tout à l'heure de cela. On a commencé à monter des projets pour savoir comment ça pourrait fonctionner,
comment est-ce qu'on pourrait donner la piqûre de l'intelligence artificielle aux femmes, mais surtout, comment est-ce qu'on va pouvoir développer des projets pour qu'elles puissent avancer dans ce secteur-là et dans ce milieu-là, tout en ayant confiance qu'elles ne sont pas seulement à la hauteur, mais qu'elles sont très performantes là-dedans. Et puis, on a de très bels exemples autour de l'écran et je suis très contente encore une fois d'être parmi vous cet après-midi. Merci, Nisrine, de nous avoir donné cette transition d'ailleurs pour voir comment on peut avoir plein de femmes qui sont extrêmement performantes dans leur rôle au quotidien dans l'utilisation de l'IA. J'aimerais explorer justement un peu un deuxième portrait avec vous, mesdames. Au quotidien, c'est quoi les projets pour rendre le tout plus concret aussi pour ceux et celles qui nous écoutent? C'est quoi les types de projets sur lesquels vous avez travaillé, sur lesquels vous travaillez probablement encore présentement, où l'IA est vraiment au centre de l'application de l'outil? Valérie, on peut peut-être commencer par vous cette fois-ci. Oui. En fait, tous les projets sur lesquels je travaille concernent l'intelligence artificielle au service de l'apprentissage humain. Donc, c'est vraiment ça qui nous anime, qui m'anime, moi et mes collègues. Donc, en fait, on se questionne, par exemple, on va réfléchir à améliorer la modélisation des connaissances à enseigner, la modélisation de l'humain, cet apprenant qui est un être humain, modéliser ses données, la modélisation des expertises pour pouvoir mieux former, enseigner, parce qu'on veut les intégrer dans des systèmes intelligents. Il y a d'autres éléments aussi qui m'intéressent moins, mais qui sont quand même de très grande importance dans ce domaine-là. C'est vraiment tout ce qui concerne les interactions apprenant-machine, le dialogue tutoriel en langage naturel. Donc, voilà un petit peu les projets sur lesquels on travaille sont essentiellement donc, sur le développement théorique ou pratique d'environnement d'apprentissage intelligent, de systèmes tutoriels intelligents. Mais j'ai d'autres collaborations, par exemple, notamment une récente, pour pouvoir justement accompagner des apprenants ayant des incapacités, donc des personnes qui ont des incapacités qui sont de nature, par exemple, qui sont autistes et qui doivent en fait aller sur le marché du travail, et comment on peut les accompagner, par exemple, en leur fournissant un compagnon virtuel. Il y a également un autre projet, je ne peux pas dire le nom du partenaire qui finance, mais c'est où on développe une modélisation de l'expertise d'un pilote. Et en fait, j'ai 2 étudiants que je co-dirige au doctorat qui travaillent sur ça. Un sur vraiment la modélisation des connaissances de ce domaine-là en aéronautique, puis l'autre qui s'occupe plutôt des architectures cognitives qui vont être utilisées dans cet environnement. Voilà, mais sinon, d'une façon générale, les questions qui nous animent, nous les chercheurs en IA pour l'éducation, ça tourne autour vraiment de l'apprenant, comment détecter, prédire. Maintenant, avec l'avènement du big data depuis les années 2010, là, on a accès à un certain nombre de données. On est capable de pouvoir maintenant faire de la prédiction, donc d'aller prédire le décrochage scolaire, de pouvoir faire des suivis d'apprentissage. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage adaptatif intelligent, pour personnaliser les parcours. Et je pense que ça va prendre de plus en plus d'importance parce que nous sommes dans une ère où justement, on tient on donne plus d'importance à l'apprentissage inclusif, à tenir compte des besoins particuliers de chacun. Et à ce niveau-là, les tuteurs intelligents peuvent vraiment faire une différence. Absolument. Ça soulève d'ailleurs une des applications positives cette fois-ci de l'IA. Donc, merci pour ce partage-là. Audrey, dans votre cas, les applications ou les projets concrets que vous faites, est-ce que vous nous donnez des exemples? Oui, donc, moi, je fais de la recherche. Mes étudiants font de la recherche en intelligence artificielle fondamentale et en apprentissage automatique appliqué à la santé. Donc, si on veut des projets concrets, je pense que de parler d'apprentissage automatique appliqué à la santé, c'est un peu plus concret que la recherche fondamentale. Donc, dans ces projets-là, on collabore beaucoup avec des experts donc, du domaine de l'application. Donc, j'ai plusieurs collaborations avec des chercheurs en neurosciences pour lesquels on développe des outils de support à la décision ou des outils de support à l'utilisation
des systèmes d'imagerie neuronale qui sont très difficiles à utiliser. Donc, les chercheurs en neurosciences qui essaient de comprendre comment le cerveau fonctionne ont des espèces de gros microscopes. En fait, on devrait appeler ça des nanoscopes parce que ça permet de voir, à l'échelle nanoscopique. Et ces systèmes-là, en fait, pour arriver à être capable de voir des structures qui sont très, très petites, donc en dessous de la limite de la diffraction, nécessitent d'ajuster tout plein de paramètres et comme ce qu'ils regardent, c'est des structures biologiques, le système, il n'y a pas comme une façon de configurer le système quand on l'achète qui fait qu'on est capable de prendre des bonnes images des neurones pour toujours. À chaque jour, étant donné les aléas de la biologie, ils arrivent, ils déballent un nouvel échantillon de neurones et les paramètres qui permettent de bien regarder ces neurones-là, ils sont différents des paramètres qu'on avait utilisés hier et ils sont différents des paramètres qu'on va devoir utiliser demain. Et donc, comme c'est très difficile d'ajuster ces systèmes-là pour prendre des bonnes images qui leur permettent de faire leurs recherches et de comprendre comment le cerveau fonctionne, nous, on utilise des techniques d'apprentissage automatique et d'optimisation pour ajuster ces systèmes-là automatiquement. Donc, chaque fois qu'on a un nouvel échantillon qui arrive, qui va permettre d'acquérir des bonnes images, donc juste pour accélérer la recherche dans ce domaine-là. Un autre exemple de projet sur lequel on travaille, c'est dans une collaboration avec des chercheurs en pharmacie et l'Institut national de santé publique. Donc, on fait du minage de données dans les registres de médicaments du Québec pour identifier les patrons de polypharmacie. Donc, les personnes âgées reçoivent d'énormes quantités de médicaments qui vont être pris conjointement et tous les effets qui proviennent des interactions entre les médicaments ne sont pas bien connus. Et c'est ce qu'on essaie de comprendre avec des techniques d'intelligence artificielle, donc d'arriver à identifier c'est quoi les groupes de médicaments qui, lorsque pris conjointement, augmentent certains risques d'outcomes indésirables. Donc, oui, le décès, c'est l'ultime outcome indésirable, mais on peut imaginer aussi toutes sortes d'autres conditions sans être aussi tragiques que celle-là, qui serait indésirable pour les gens. Absolument super intéressant. Merci, Audrey. Ségolène, dans votre cas, au niveau justement du centre total d'Amazon Web Services, je vais vous parler des projets spécifiques sur lesquels vous intervenez. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est vrai que moi, je vais peut-être faire un focus un peu plus sur des projets généraux qu'on rencontre dans l'industrie et dans les entreprises. Ce qui est aussi, à mon avis, important de rappeler, c'est que l'apprentissage automatique et le machine learning est passé du statut de technologie de niche qu'on pouvait voir il y a quelques années à maintenant au statut de celui de grand public. Et donc ça, c'est aussi, à mon avis, quelque chose, c'est un message qu'il faut dire, c'est il y a encore tellement de choses à faire. Donc, c'est que le début, encore une fois, c'est fabuleux. Et donc, c'est vrai que pendant très longtemps, cette technologie était limitée à quelques traits d'entreprises technologiques et à des chercheurs universitaires expérimentés comme ces dames. Mais aujourd'hui, les choses ont commencé un peu à changer puisque lorsque en fait, l'informatique de type cloud, est entrée dans les habitudes. Donc, par la suite, la puissance de calcul et les données sont devenues plus accessibles et dans les faits, l'apprentissage automatique a désormais un impact dans tous les secteurs en devenant un élément essentiel de chaque entreprise et industrie et puis dans la vie des individus plus largement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que l'apprentissage automatique est présent partout, mais il y a effectivement certains secteurs peut-être plus en avance, en tout cas dans l'industrie, qui sont impactés de manière positive par le machine learning. Donc, on a vu dans le domaine médical, par exemple, grâce aux exemples d'Audrey, que le machine learning en tant que tel permet d'améliorer les diagnostics des patients et de découvrir et de fabriquer, par exemple, de nouveaux médicaments. Dans le secteur industriel, c'est un secteur sur lequel je travaille beaucoup. Donc, l'IA permet de mettre en œuvre la maintenance prédictive, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'une machine va tomber en panne et donc de prendre des mesures en anticipant cette panne de machine. Elle permet aussi d'améliorer la sécurité sur les lieux du travail, de parfois effectivement utiliser la vision
par ordinateur pour détecter si les ouvriers ont les habits prérequis lorsqu'ils sont sur des sites industriels. On voit aussi que l'intelligence artificielle peut permettre d'automatiser l'inspection visuelle des chaînes de production et voire même aussi d'optimiser les chaînes d'approvisionnement. On voit aussi qu'il y a des notions de série temporelle qui ressortent de l'industrie, qui peut parfois expliquer aussi pourquoi je suis passionnée par industriel. Donc, dans le domaine de la finance aussi, donc, les modèles les modèles de machine learning, d'apprentissage automatique, permettent de mieux détecter des fraudes. On pourra aussi citer l'exemple du traitement des documents papier. On a connu jusqu'à il y a récemment. Donc maintenant, tout ça, c'est des traitements qui sont automatisés, encore une fois, avec des techniques de computer vision. On peut aussi personnaliser des recommandations et attribuer de manière plus efficace, par exemple, des crédits. On le voit aussi dans le domaine donc, du commerce que les applications sont très nombreuses. L'intelligence artificielle permet de mieux cerner les besoins des clients, de prévoir la demande et aussi, encore une fois, de détecter les fraudes. Et puis, voilà, on peut, dans le domaine des médias, citer l'amélioration, l'accroissement de l'engagement des clients, etc. Donc, c'est vrai que le message que je voudrais faire passer, c'est que les applications de l'IA aujourd'hui sont quasiment peut-être infinies. Des exemples, on en trouve plein. Et voilà, je voulais un peu donner une image un peu globale de ce que je vois, moi, au sein de Learning Solution Lab, lorsqu'on travaille avec des entreprises et des industries. Merci beaucoup. Excellent, merci Ségolène. En effet, vous l'avez bien mentionné que les applications de l'IA sont multiples. En fait, on le voit très bien aussi, le potentiel et même les changements qui sont déjà en cours par rapport à notre société. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Il y a aussi peut-être des éléments sur lesquels, je pense de manière générale, les gens ont un peu plus peur. On parle ou on entend parler du fait que l'IA potentiellement pourrait remplacer la moitié des jobs actuels présentement sur le marché du travail. Donc, je suis vraiment curieuse de vous entendre en fait sur comment vous voyez les impacts de l'intelligence artificielle sur notre société, le positif, mais peut-être aussi les défis. Nisrine, je serais curieuse d'avoir votre feedback dessus. Mais dans le fond, l'intelligence artificielle, le travail est un gros sujet qui se pose pratiquement à tous les jours au niveau des dirigeants. Parce qu'on considère que cette intelligence artificielle comme un ensemble de technologies qui visent à réaliser par l'informatique des tâches cognitives traditionnellement effectuées par l'humain. Donc, cette technologie est aujourd'hui au cœur de débats sur les transformations sociales en général, dans le fond. Donc, en fait, on a deux points de vue qui s'affrontent très fortement. Donc, certains experts ou économistes, ils affichent un optimisme très important devant une technologie porteuse de gains, productivité. Donc, ceci implique de la richesse au niveau de la société et qui promet surtout d'en finir avec tout ce qui est comme tâches considérées moindres ou ce qu'on appelle les tâches fastidieuses. D'autres sont beaucoup plus pessimistes. Ils disent comme « Ah, ben non, mais ça va faire que certainement, il y a plusieurs emplois qui vont disparaître, donc ça va vraiment affecter l'humain. » On s'entend que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre et quand on parle de marché de travail qui actuellement est très en recherche d'employés, mais on pense que ce genre de solution ne peut qu'être positif et potentiellement considéré. Par ailleurs, je vous dirais que généralement, on parle d'intelligence artificielle qui va conduire à des transformations profondes du travail en tant que comme on dit, je ne sais pas si vous avez déjà eu une lecture de l'étude qui parle de Future of Work, qui a été publiée par Malakoff Médéric et le Boston Consulting Group en mars 2018 et qui dit que en moyenne 39% des dirigeants et 34% des salariés jugent que le développement de l'IA va dégrader l'emploi. Donc, on s'entend que le développement de l'IA est globalement perçu positivement. Les salariés
reste plus réservé que les dirigeants. Les dirigeants, pour eux, c'est une solution que ça va apporter. Autrement, moi, mon avis au niveau sociétal aussi, ce qui est très important à noter, c'est la nature des emplois qui peuvent éventuellement disparaître. Donc, on parle généralement de sorte de décomposition des emplois les plus exposés. Donc, on parle par exemple des ouvriers qualifiés dans les industries et du processus. On parle aussi de tout ce qui se rapporte au bâtiment, au niveau des métiers plus de l'hôtellerie, des métiers des chariots élévateurs, dans le domaine mécanique, mais aussi, bien sûr, dans le domaine scientifique, dans les domaines de la santé, comme on vient de l'entendre. Il y a aussi tout le volet sur lequel il y a beaucoup de travaux qui se font en termes d'intelligence artificielle. Donc, on parle aussi au niveau de l'éducation, l'orientation. Donc, tous ces éléments-là sont à considérer, mais qui vont quand même venir changer la perception de la cueillette de données dans nos sociétés, mais surtout comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en œuvre pour pouvoir prévenir. Là, j'entendais justement Ségolène, Audrey, Valérie, à travers leurs différents projets, parler de choses qui, pour eux, leur paraît tellement évidentes, mais dès lors qu'on va les projeter dans l'avenir et puis de les mettre à usage à plus grande échelle, c'est certain qu'il va y avoir de profonds changements au niveau de la société, puis au niveau du comportement de l'individu par rapport à cela. Vous savez, je vais citer un exemple pour conclure très rapidement. Si on pense au comportement du médecin en les années 1800, 1900 versus le comportement du médecin aujourd'hui, on s'entend qu'on est passé vraiment d'une étape où il comptait sur ses yeux, sur ses mains pour palper puis pour voir, à quelqu'un qui va tout de suite te dire il faut faire les analyses, il faut aller faire des radios, il faut faire des scanners, il faut faire des radio-imagerie médicale. Donc, vous comprenez que ça fait partie intégrante de pratiques professionnelles qui n'étaient absolument pas existantes auparavant, ce qui nous amène à réfléchir comment est-ce que ces outils ou ces éléments-là vont transformer notre vie, notre professionnalisme et notre quotidien, en fait. D'excellents points que vous ramenez. Merci, Nesrine. Audrey, je suis curieuse de voir, même en santé, de la perspective dont on entend parler dans le cas de projets en santé utilisant l'IA. Il y a quand même un défi d'inclusion, de représentation des données aussi qui sont utilisées pour faire des diagnostics, parce que les données peuvent être basées, entre autres, sur un profil et pas représenter la majorité. Je suis curieuse de vous entendre sur peut-être les défis que vous voyez à ce niveau-là et surtout les solutions, comment on peut les adresser aussi dans ce qu'on bâtit, dans les gens qui rentrent dans le domaine aussi. Oui, en fait, vous l'avez bien nommé, là, dans la santé, c'est un secteur où est-ce que les applications de l'IA vont être cruciales, puis où est-ce que le fait d'avoir des biais dans nos données, dans le sens où on pourrait avoir beaucoup plus de données sur certains types de personnes que sur certains autres types de personnes, pourrait amener des modèles, par exemple, à performer beaucoup mieux sur certains individus, beaucoup moins bien sur d'autres. C'est des questions que la communauté n'avait pas en tête initialement quand on a vu les premières publications qui présentaient l'IA comme étant peut-être l'espèce de prochain sauveur en santé. Heureusement, cette vague-là a retombé assez vite. Les gens rapidement ont montré que les modèles qui étaient présentés dans ces publications-là, bien oui, ils fonctionnaient bien sur certaines sous-populations cibles qui étaient les populations qui peuplaient majoritairement les données d'entraînement et que les solutions développées performaient très, très mal sur des individus qui étaient plus différents des données d'entraînement. Maintenant, la communauté le sait. Il y a des gens dans la communauté qui se dédient à la question de la fairness, de l'équité en apprentissage automatique. Donc, comment faire des modèles dont la performance n'est pas que concentrée sous un sous-ensemble de la population, comment évaluer la performance d'un modèle, pas en regardant seulement un indicateur qui moyenne sur les gens, mais comment décortiquer ça, prendre l'habitude de regarder, puis c'est ça, pas juste un indicateur, mais
découper, de break down les analyses en sous-populations pour vraiment comprendre ce qui se passe et comment ça affecterait de manière différente différentes personnes. Après, il n'y a pas de magie. S'il y a des gens sur lesquels on a beaucoup de données et des gens sur lesquels on a peu de données, et que par définition, l'IA est une technologie qui scale en performance avec la quantité de données, ben, on va se retrouver avec des gens sur lesquels on a beaucoup de données, sur lesquels on peut avoir des modèles très performants et des gens sur lesquels on a peu de données, sur lesquels les modèles ne seront pas performants. Donc, il n'y aura pas de... Si je me permets de challenger aussi, est-ce que, entre autres, ce n'est pas un biais des scientifiques eux-mêmes d'aller collecter des données sur un type de population? Je pense que ça n'apparaît pas par magie, les données. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une responsabilité aussi d'établir des modèles qui vont aller chercher des données là où on ne les collecte pas présentement, peut-être parce qu'on les sous-estime? Oui, bon, ça, c'est un très bon point. Ce n'est pas les modèles qui collectent les données, par contre. Ceci dit, le fait qu'on ait des indicateurs de performance qui nous indiquent dans quelle sous-région on aurait besoin de plus de données dans l'intérieur d'une grande population générale, normalement, ça devrait motiver la collecte de données pour des cas spécifiques. Donc, il y a un domaine de recherche qui s'appelle Active Learning qui vise à identifier quelles seraient les données les plus pertinentes à fournir à notre modèle pour mener à une amélioration générale du modèle. Bien, des solutions comme ça auraient tendance à aller dire, bien, si vous voulez des données qui vont vraiment permettre d'améliorer le modèle, bien, ça vous prendrait typiquement des données diverses comme ci, comme ça. Et donc, oui, une fois qu'on a identifié le problème et qu'on sait qu'on manque de certains types de données, après, ben, c'est le rôle des humains de mettre en place ce que ça prend pour aller collecter ces données-là. Sinon, en effet, ce qu'on va se retrouver à avoir, c'est des systèmes qui automatisent des processus ou qui améliorent des processus seulement pour les gens pour lesquels on a déjà beaucoup de données. Ces gens-là, c'est généralement les gens qui sont les plus riches, qui ont les meilleurs accès au système de santé. C'est pour ça qu'on a des données sur eux. Donc, ce qu'on va se trouver à faire, c'est juste accroître finalement une inégalité dans l'accès aux soins et dans la performance des soins. Mais là, ici, je ne vous apprends rien de nouveau. C'est quelque chose qui est évident. Ce que ça prend, ben, c'est des gens qui sont prêts à régler ça une fois que ce phénomène-là est observé. Puis je pense que maintenant, ben, il est observé. Les gens travaillent à développer des indicateurs qui permettent de très bien le caractériser, qui vont permettre d'être capables de bien identifier le phénomène, en fait, puis de pousser la collecte de données dans des secteurs, sur des populations pour lesquelles ce serait crucial si on veut avoir des modèles qui sont plus équitables en termes de performance. Définitivement. Merci de l'intervention, Audrey. Valérie, je suis curieuse au niveau de tout ce qui est justement l'application en éducation. Je peux certainement voir un aspect positif qui est justement des gens ont des rythmes d'apprentissage totalement différents. Comment l'IA peut permettre justement d'aller chercher le plus d'impact, peut-être même de lutter contre le décrochage scolaire parce qu'on arrive à trouver ou à moduler en fait le parcours en fonction du background et des défis vécus. Comment vous voyez en fait les défis ou peut-être les aspects positifs de l'IA? Oui, bon, juste avant, je vais juste rebondir sur ce que disait Audrey parce que il y a une publication qui est sortie. Ce problème-là, il n'est pas si récent, mais en 2012, il y a une publication qui est sortie dans la grosse communauté de l'IA en éducation, Artificial Intelligence in Education, qui est une grosse communauté internationale, en fait, qui regroupe des gens qui travaillent, en fait, sur le même domaine que le mien, en fait. Et il y a une publication qui avait fait vraiment de l'effet. C'était celle d'Emmanuel Blanchard, le titre, c'était « On the Real Nature of ITS AI&Ed Conference ». Et le real voulait dire in Western, educated, industrialized, rich and democratic. En fait, il mettait en évidence le fait que justement, dans les conférences et tout, c'était beaucoup, justement, le point de vue d'un certain type de personnes, d'une population, et ça a des incidences sur la conception aussi des environnements, et ça peut avoir des incidences sur l'apprentissage également. Donc, c'est très important de faire attention à ça dans toutes les applications, dans tous les niveaux, à tous les niveaux.
Donc, je ferme la parenthèse. Et puis, pour revenir sur, en fait, les impacts de l'IA dans le domaine éducatif, il y en a de nombreux. Déjà, en fait, il y a plusieurs éléments importants. C'est qu'avec cette transformation et cette émergence de cette nouvelle vague de l'IA dans la société, il y a plusieurs défis, notamment celui de former à l'intelligence artificielle, à la pensée computationnelle dès le plus jeune âge, mais pas seulement les enfants. Il y a également des gens qui doivent prendre le train en route. Donc, ceux qui ont déjà des professions, qui voient que la profession évolue. J'ai un projet de recherche dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais avec une collègue qui est en administration, en gestion des ressources humaines. Justement, on a essayé de voir l'écosystème montréalais de la gestion de projet d'IA et en fait, les compétences qu'un des gestionnaires devraient avoir maintenant à cause de la transformation numérique et du passage à l'industrie 4.0, mais on pourrait faire le même exercice dans d'autres types de métiers, de professions. Donc, la formation à l'IA, les personnes doivent être plus agiles. Donc, il y a des défis là, mais il faut vraiment que ces personnes-là aillent récupérer, chercher des compétences spécifiques. Et en fait, ça veut dire pour nous, les enseignants, les professeurs en éducation, c'est de fournir des formations adéquates aussi, qui sont plus interdisciplinaires, qui comprennent également des éléments techniques qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire pas juste si on est en gestion de la gestion, mais inclure des compétences numériques, les compétences du 21e siècle, et d'inclure des compétences, des formations axées sur la compétence, ne serait-ce que la compréhension des algorithmes et connaître le code. Ça va devenir quelque chose d'indispensable dans beaucoup de métiers. Donc, je disais former à l'IA, former avec l'IA, démystifier l'intelligence artificielle pour les populations et également une transformation des métiers. Au niveau de l'éducation, j'en parle parce que les enseignants ont un rôle important puisqu'ils sont chargés d'éduquer les prochaines générations, mais déjà leur rôle en tant qu'éducateur va évoluer à cause de l'intelligence artificielle. On voit de plus en plus que l'IA entre dans le milieu éducatif. Je parle des tuteurs intelligents comme un exemple. Il y en a d'autres, mais par exemple, maintenant, l'enseignant doit revoir sa façon d'enseigner à ses il devrait de plus en plus, il va être amené à revoir sa façon d'enseigner, à être plutôt un guide, plutôt que de transmettre, à s'appuyer sur des technologies d'IA, justement, pour faciliter sa tâche, à comprendre ce que l'IA peut faire pour lui et versus ce qu'il ne peut pas faire, à déléguer, mais aussi à bien identifier les compétences qui peuvent être faites par un humain, qui peuvent être enseignées par un humain. Donc, il y a énormément d'éléments là et je vais laisser la parole aux autres là, mais je pourrais y revenir si j'ai des questions, mais il y a énormément d'éléments qui viennent maintenant, qui sont des enjeux au niveau de la formation et de l'enseignement, en tout cas pour le milieu éducatif. Il y a énormément de choses. Puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que par rapport à un des impacts de l'IA, l'IA permet d'avoir de très bons résultats sur certaines choses. On a parlé des images tout à l'heure, des données qui peuvent être utilisées pour pouvoir, les systèmes peuvent apprendre à partir de données et pour pouvoir prendre des décisions. Mais justement, en fait, certaines décisions ne sont pas en fait en IA. Le problème en fait avec l'apprentissage automatique, c'est qu'on ne peut pas expliquer pourquoi l'algorithme fait ce qu'il fait. Et ça, c'est un problème. Dernièrement, la semaine dernière, j'étais à des conférences avec des personnes qui présentaient sur les tableaux de bord intelligents et qui nous disaient qu'ils ne pouvaient pas nous expliquer pourquoi le système avait détecté les étudiants qui étaient en situation d'échec. Donc, ça marchait, ça performait, mais ne pouvait pas. Et ça, c'est très dangereux, c'est quand même un peu inquiétant. Je ne veux pas être alarmiste parce qu'il y a plein d'effets positifs de l'intelligence artificielle, mais quand même, on est quand même face à ça et ça va aussi amener d'autres questionnements. Est-ce qu'on peut donc tout déléguer? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça? Qu'est-ce qui va se passer si, en fait, le système a détecté des échecs? Mais c'est pas, il y a des faux positifs en plus qu'ils nous disaient dedans. Donc, il y a toutes ces questions-là, en fait, qui sont quand même des enjeux au niveau de la formation, de la prédiction des échecs, du suivi des apprentissages, des rétroactions qu'on peut faire aux étudiants parce que pour l'évaluation automatique et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux aussi à ce niveau-là.
C'est certain. Merci d'avoir partagé, Valérie. Ségolène, je serais curieuse d'avoir votre perspective sur le sujet, mais je rajouterais aussi, lorsqu'on a une organisation telle qu'Amazon qui a tellement d'impact aussi au quotidien, c'est quoi la portion de la responsabilité d'une organisation, d'une corporation telle qu'Amazon aussi, pour tout ce qui est adressé les défis dans les algorithmes, les défis de bien surtout, dans les algorithmes qui sont bâtis, en plus, bien sûr, d'avoir une perspective sur les impacts positifs aussi de l'IA. Moi, je pense que même au-delà d'Amazon, etc., je pense que ce qui est très important, et donc ce qu'on vient, on vient de le mentionner, mais moi, je crois que c'est vraiment, si on veut réussir, et aussi bien une entreprise qu'un individu dans l'IA, c'est extrêmement important d'avoir de construire une stratégie d'intelligence artificielle. Et je pense qu'au cœur de cette stratégie, c'est la donnée. La donnée, lorsqu'on veut faire de l'IA, il faut la comprendre, la structurer, l'ordonner. Et c'est vraiment le point de départ, je pense, de la démocratisation. C'est vrai, je me rappelle, lorsque je travaille sur des modèles, lorsque même dans mes années antérieures de recherche purement académique, ce sont des heures que je passais et que je passe encore aujourd'hui sur la compréhension de la donnée. C'est de détecter parfois effectivement des problèmes d'undersampling ou de oversampling ou des choses comme ça. Et la compréhension de la donnée va vraiment permettre ensuite d'identifier les bons cas d'utilisation du machine learning qui vont apporter de la valeur, encore une fois, au niveau de l'humain, au niveau de l'entreprise. Et je pense aussi que ce qui est un troisième point très, très important d'avoir en tête pour avoir les meilleures retombées possibles de l'IA, c'est développer la culture du machine learning en formant les personnes. Et donc là, vraiment, je rejoins Valérie, la formation est primordiale, mais la formation aussi, c'est l'exemple, montrer comment on procède, comment, encore une fois, on va comprendre la donnée, quels sont des graphiques qu'on peut faire, tout simplement des visualisations. Qu'est-ce que c'est cette donnée dont on parle, en fait, dont on parle toutes là? Qu'est-ce que c'est que la donnée? Comment on la visualise? Comment on la traite? Comment on la comprend? Et voire même comment on la matérialise. Et je pense qu'une fois qu'on soulève un peu ces questions de compréhension de la donnée, on a cette stratégie qui se met en place. Et ensuite, et là, je crois que c'est un des fondamentaux, en tout cas moi en tant que data scientist, chercheur, etc., c'est l'intelligence artificielle, le machine learning repose en fait sur une culture où l'itération, les échecs, les répétitions sont au cœur de la transformation. Si vous allez commencer, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un modèle très simple, vous regardez comment il marche, encore une fois, vous regardez l'entrée, donc qu'est-ce que vous mettez dans ce domaine, vous regardez les sorties, vous regardez un petit peu, vous faites des hypothèses en tant que chercheur ou même simplement praticien du machine learning. C'est vraiment avec l'entraînement que vous pouvez commencer à faire des hypothèses. Et vous, si jamais ça ne marche pas, vous réessayez. Et ça, c'est quelque chose qui parfois, lorsque j'enseigne devant mes étudiants, c'est de dire, mais n'hésitez pas, votre modèle du premier coup ne va pas marcher, votre modèle du premier coup ne va pas fonctionner. Et c'est ça, en fait, qui est génial. C'est-à-dire que c'est grâce à ces itérations, ces échecs, qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des modèles qui fonctionnent, qui font sens. Et pour ma part, c'est vraiment un avis personnel, je ne vois pas du tout l'IA comme remplacement de l'humain, mais simplement comme peut-être une béquille, une canne ou je sais pas, un accompagnement sur la prise de décision. Et moi, par exemple, sur l'imagerie médicale, c'est détecté, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est que ma fille a été malade, c'est qu'on peut parfois, avec l'imagerie médicale, détecter des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil humain d'un docteur. Donc, et pour le coup, ravi de voir qu'il y a quand même un docteur qui vérifie un humain lui-même. Et donc là, on appelle ça l'active learning ou après l'human intervention. Vous avez l'humain qui vérifie quand même les sorties. Et ça, je pense que personne ne peut remplacer. C'est vraiment cet apport que je vois, moi, d'un point de vue personnel. Je dis, quand mon enfant était malade, on fait les images. Moi, personnellement, je ne le voyais pas. Et voilà, le docteur, ça lui permet d'affiner son diagnostic. Et je pense que, voilà, encore une fois, la notion de données, la notion d'entraînement, la notion d'échec sont primordiales et permettent aussi de créer une stratégie d'intelligence artificielle. Merci. Super, merci Ségolène. Je vois une question intéressante un peu en lien avec la conversation sur le chat que j'aimerais bien peut-être
jumper dessus, rebondir dessus et avoir votre avis. Il y a Omar Benkiran qui nous demande, pour innover et être disruptif, il faut sortir du lot. Est-ce que l'intelligence artificielle n'encourage pas une standardisation et une certaine approche qui exclut des personnes et des événements qui sortent du lot? Je serais curieuse d'avoir vos avis, peut-être de chercher dessus. Je peux reprendre la question aussi pour clarifier, si vous voulez. Est-ce qu'il y en a une qui aimerait se lancer? Mais il me semble qu'Audrey y a un peu répondu tout à l'heure, mais peut-être que je me trompe, hein, quand elle parlait justement des problèmes de... en tout cas, je la laisse. Je peux peut-être reprendre, donc un peu continuer sur ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment plus axer ça sur la réponse à cette question-là. Mais ça s'aligne aussi beaucoup sur ce que Ségolène venait de dire quand elle disait qu'elle voyait l'IA comme des systèmes de support à la décision, mais que ultimement, c'est toujours un expert humain qui prendrait la décision derrière. Dans un contexte comme ça, l'IA, je veux dire, si c'est encore un humain à la fin de la journée qui prend la décision, l'IA, tout ce que ça va faire, c'est amener des pointeurs dans des directions qui auraient pu échapper à l'humain ou en utilisant des informations que l'humain ne peut pas comprendre. L'humain est très bon pour comprendre certains types de structures d'informations, mais n'est pas nécessaire. Il y a des structures d'informations que l'humain n'est pas capable de saisir. Les grandes dimensionnalités, on n'est pas bon avec ça. Il y a des structures qui se trouvent dans des espaces que nous, on n'arrive pas bien à conceptualiser. Donc, je vois vraiment l'IA comme une capacité d'exploiter des types de données ou des granularités de données qu'on n'aurait pas vues comme humain et donc d'amener une information additionnelle à l'humain qui prend la décision, le même humain qui aurait pris la décision de toute façon, mais là maintenant l'humain peut prendre la décision en considérant cette information-là additionnelle qui est digérée par un système et qui est en mesure ultimement, si tout allait bien, de proposer quelque chose qui serait explicable et donc qui pourrait vraiment contribuer à une décision éclairée par l'expert humain. Donc, si c'était bien orchestré, si c'était orchestré comme ça, donc, j'aurais pas peur que l'IA mène à une standardisation qui exclut des personnes ou des événements qui sortent du lot parce qu'il y aurait toujours des humains derrière qui contribueraient au processus. C'est sûr, par contre, que si ce qu'on fait, c'est qu'on automatise complètement des procédés, oui, là, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Après, j'ai de la misère à avoir dans ma tête là, un exemple d'une situation qui pourrait être automatisée dans laquelle il y avait un processus créatif significatif qu'on viendrait enrayer de cette manière-là. Donc, peut-être... Omar, toi qui as posé la question, je ne sais pas si dans le chat, si un exemple te vient en tête plus précisément, tu pourrais l'ajouter, puis on pourrait voir pour ça. Mais j'ai l'impression que les tâches qui se trouveraient complètement automatisées à court, moyen terme, ce seraient des tâches qui sont peu créatives, des tâches qui sont redondantes, dont la standardisation serait, qui sont déjà standardisées dans leur procédé à quelque part. Donc, une standardisation à travers l'IA ne ferait pas beaucoup de différence avec la standardisation qui est déjà appliquée. Mais peut-être qu'avec un exemple, là, je pourrais voir un peu plus dans quelle situation ça pourrait être problématique. Si tu permets, Vanessa, j'aimerais aussi peut-être ajouter un petit mot par rapport à ça, n'étant pas moi-même experte dans le domaine, mais étant quelqu'un d'impliqué dedans. Je dirais qu'en tant que personne externe, nous avons toujours considéré que l'IA va être plus en support à la prise de décision et pas l'outil avec lequel nous allons prendre la décision. Donc, c'est beaucoup plus un élément qui va venir appuyer une méthodologie de travail et la bonifier et permettre d'avoir des résultats beaucoup plus pointus que de faire le processus à la place de l'humain en termes de prise de décision. Donc, si on le considère comme ça, je pense qu'on ne peut pas arriver à cette histoire de standardisation qui va exclure des personnes dans le fond. Donc, je pense que ça dépendra vraiment de quel bout on le prend, mais à mon avis, ce serait plus un moyen qu'une finalité en tant que telle, en fait. Si je peux rebondir sur ça, en fait, au contraire,
ce qu'on observe, c'est plutôt l'inverse, c'est que justement, on considère des profils maintenant de personnes qui auraient pu être exclues avant, justement parce que, on a de plus en plus conscience que ces personnes-là peuvent apporter un plus. Justement, par exemple, on a parlé de la conception des systèmes, d'avoir des équipes diversifiées, ne pas avoir que des neurotypiques. C'est aussi une bonne chose. On ne sait pas juste des personnes qui viendraient de différentes de groupes minoritaires ou sous-représentés, mais il y a également il y a différents types de façons de réfléchir. Donc, des personnes qui sortiraient du lot seraient probablement recherchées beaucoup plus maintenant qu'elles ne l'étaient il y a 10 ou 15, 20 ans. Et notamment, justement, pour rebondir sur le sujet des femmes dans ce domaine-là, ben justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui vont travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça va être aussi un avantage, un intérêt, parce que justement, ben, vont pouvoir amener justement à aider à concevoir, à modéliser des systèmes qui vont être un petit peu plus, moins standards ou moins selon une vision qui est celle des hommes, par exemple. Excellent. Merci pour toutes vos interventions. Merci Omar également pour la question. Je vois le temps qui avance. J'aimerais peut-être profiter pour poser une dernière question et avoir votre feedback également. On est bien sûr dans le cadre de cette conférence-là. L'idée, c'est d'amener beaucoup plus de femmes en intelligence artificielle ou en sciences de données. J'aimerais avoir votre feedback ou votre avis sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut justement influencer positivement les femmes je peux dire envahir le domaine, mais oui, quand même être beaucoup plus représentée, beaucoup plus active dans le domaine de la science de données, peut-être parler de votre propre parcours également. Donc, quelles que soient des leçons apprises ou leçons à partager pour celles qui nous écoutent, à encourager les femmes à rentrer dans l'IA. Ségolène, si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. Alors, moi, je vais vous prendre cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous avons une femme qui vient d'être nommée première ministre en France cette semaine, Madame Borne, et j'ai adoré la phrase qu'elle a prononcée lorsqu'elle a pris ses fonctions. Elle a dit « Je dédie cette nomination à toutes les petites filles en disant « Allez au bout de vos rêves, rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. » Et je pense qu'en fait, tout est dit. C'est qu'il ne faut pas avoir peur. Et surtout aussi, d'ailleurs, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Sky is the limit. Et surtout aussi, je voudrais qu'on n'oublie pas aussi quand même que les femmes jouent déjà un rôle central dans le développement de l'intelligence artificielle. On a déjà une communauté forte de femmes leaders et pionnières, et cette communauté est vibrante. Et je pense que déjà, c'est important de les célébrer en disant vous êtes déjà des modèles, vous nous faites avancer et on vous prend comme exemple. Moi, je le vois, j'ai des mentors au sein d'Amazon, j'ai des mentors à l'université, des femmes passionnantes. Elles me parlent et elle m'inspire. Donc ça, déjà, c'est un point aussi que je pense qu'il faut mentionner. Et après, effectivement, je pense qu'il faut être aussi conscient des progrès qu'il reste à faire dans le domaine. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes représentent un peu moins de 30% des effectifs en IA tout confondu, alors que, et ça, je pense qu'on l'a déjà mentionné, c'est la diversité qui améliore la science et de résoudre plus facilement des problèmes complexes. Et moi, je pense qu'effectivement, le futur de l'IA, ça va dépendre de notre capacité à rendre le déploiement des systèmes plus inclusif. Et d'ailleurs, aussi, cette diversité permet d'améliorer les business. Je crois aussi, pareil, des chiffres. Les entreprises qui ont au moins 3 dirigeantes féminines ont historiquement des taux de succès beaucoup plus élevés que celles qui en ont qu'une. Je reprends la phrase de Madame Borne. N'ayez peur, allez au bout de vos rêves et rien ne doit vous freiner. Et donc, c'est mon message, c'est mon message du jour. Merci, Ségolène, pour cet appel en fait à l'action et exactement aux mesdames. Nesrine, je serais curieuse justement avec l'excellence de travail avec les immigrants pour la requalification. Qu'est-ce que vous voyez, quels conseils aussi auriez-vous à partager? Je pourrais tout simplement dire qu'il ne faut pas avoir peur dans le fond.
qu'il faut savoir prendre sa place. Il faut aussi que nos processus de sélection en termes de recrutement deviennent plus inclusifs. Nos entrevues d'embauche se passent de façon beaucoup plus structurée et structurante, que ce ne soit pas basé sur de là où tu viens ou c'est quoi ce que tu possèdes comme couleur de peau ou comme teinte de cheveux, mais beaucoup plus qu'est-ce que tu as dans ta tête et pas sur ta tête. C'est vraiment un ensemble d'éléments, à mon avis, qui devraient être pris en considération, puis qui devraient être éliminés l'un après l'autre. Vous savez, à un moment donné, il y avait eu un modèle qui avait été inventé par Amazon, justement, pour le recrutement dans ces domaines-là. Et ce modèle-là, lui-même, était une source de discrimination montée par des hommes, pratiquement pour des hommes. Donc, à quelque part, c'était quoi qu'il fallait procéder, comment qu'il fallait procéder. Et ils se sont rendus compte de cela à un moment donné, puis il y a des étapes et puis des procédures qui ont été, et des démarches d'ailleurs qui ont été entreprises pour que la situation ne se reproduise plus, entre guillemets, puis que ce soit diminué. Cependant, tristement, je dirais, le nombre de femmes qui travaillent dans ce métier-là est pas mal limité. Et pourtant, on voit des lumières autour de l'écran qui sont pas mal brillantes et compétentes. Et on voit qu'on peut vraiment aller au bout de ce rêve-là. Donc, si je me joigne à Sigolène pour la fameuse phrase, ben, allez au bout de vos rêves parce que si c'est ce que vous aimez faire, ben, faites-le. Il n'y a aucune raison que ce soit dépassé autrement. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Il faut surtout apprendre à nos jeunes filles, à nos jeunes dames, puis à nos femmes que la seule limite qu'elles peuvent avoir, c'est eux-mêmes ou c'est elles-mêmes pour être plus précises. Donc, go for it, vous êtes capables. Merci, Lucille. Audrey, Valérie, avez-vous des éléments que vous aimeriez rajouter, partager? Ben, je vais aller dans le même sens, puis, mais je voudrais ajouter une nuance. Puis justement, ce matin, j'écoutais le panel 1 où justement, on disait qu'effectivement, dans le domaine des sciences, il y a beaucoup de femmes extraordinaires, mais il n'y a pas assez de visibilité. Donc oui, go for it, mais ce serait bien aussi qu'on donne plus de visibilité aux femmes qui sont dans ce milieu-là. Et puis aussi, en fait, je pense qu'il y a une approche aussi en tout cas, une stratégie qui doit être différente au niveau des femmes que des hommes, parce qu'on constate quand même que les femmes, elles vont y aller avec beaucoup plus de réticence si elles n'ont pas l'ensemble des compétences, par exemple, qui sont demandées, contrairement à un homme qui peut-être va se dire ben, j'ai la moitié des compétences, je vais y aller. Donc, de prendre confiance, de se dire que oui, exactement, allons jusqu'au bout de nos rêves. Puis, on peut avoir des parcours complètement atypiques et puis se retrouver à faire des sciences. Comme moi, je suis partie des Antilles, j'ai fait des sciences physiques, je me suis atterrie à Grenoble, à l'université de Grenoble-Alpes. Après ça, je me suis retrouvée à Montréal et à faire des études en informatique cognitive. Donc, en fait, tous les parcours sont bons. En fait, suivre nos rêves, puis avoir confiance. Avoir confiance en soi, surtout ne pas se dire qu'on ne peut pas et qu'on n'a pas toutes les compétences. Go for it. Merci Valérie. Audrey, le mot de la fin? Ben, je dirais dans le même sens. Tantôt, Nisrine parlait du processus d'embauche, des entrevues, d'essayer de rendre ces aspects-là, dans le fond, de les débiaiser par rapport au genre, si on peut dire ça comme ça. Puis moi, j'irais même plus loin que ça. Je dirais que la façon dont on formule une offre d'emploi, Valérie en a parlé, les hommes vont avoir plus tendance à appliquer sur des offres d'emploi pour lesquelles ils n'ont pas l'ensemble des compétences. Il y a des études qui ont montré d'ailleurs que quand on formule une offre d'emploi, souvent, il y a les compétences requises et ensuite, il y a une section avec des compétences atouts, un peu les bonus. Fait que si on enlève les bonus, il y a plus de femmes qui appliquent parce que la façon dont les femmes voient une offre, c'est qu'elles doivent avoir tout, incluant les bonus, alors qu'un homme, s'il a la moitié des compétences requises, lui, il ne sera pas arrêté par ça et il va appliquer quand même. Donc, des fois, des petits changements comme ça, c'est ce qui va faire qu'il va avoir plus de candidates. Puis après ça, c'est de s'assurer qu'une fois qu'on reçoit les CV, qu'ils sont évalués avec des critères qui n'ont pas des
en fait, qui n'ont pas des biais intrinsèques. Par exemple, si on va engager un chercheur, par exemple, et qu'on regarde la quantité de publications, une femme qui va avoir eu une grossesse et un enfant risque d'avoir un trou dans son CV. Si on ne questionne pas ça, si on ne s'intéresse pas à ce qui s'est produit là, et si on ne donne pas une valeur à ça qui peut compenser peut-être l'absence de productivité professionnelle pendant cette période ou la réduction de la productivité, ce qui va se passer, qu'on y va toujours avec celui qui a le maximum d'items et pas de trous dans le CV, on risque d'avoir que des hommes. Donc, c'est un paquet de biais comme ça dont on ne se rend pas compte dans les critères de sélection qui font en sorte que finalement, on prend toujours des candidats qui ont qui ont une personnalité qui se ressemble. Puis ça rejoint un peu Omar qui a complété, finalement, je me demandais tantôt, est-ce qu'il y a une situation un exemple de situation qui pourrait appuyer sa question. Et en fait, l'exemple qui a été mis ici, c'est des situations telles que les modèles de recrutement qui visaient uniquement des hommes. Dans le fond, est-ce que le fait, par exemple, d'entraîner un modèle, quelqu'un avait cité l'exemple du modèle de recrutement qui avait été entraîné chez Amazon, puis finalement, le modèle, on s'est rendu compte qu'il avait des biais. J'aimerais bien revenir là-dessus à ce dont je parlais tantôt sur les modèles qui n'ont pas de la performance équitable partout dans le domaine de la santé. Un modèle, c'est entraîné sur des données, surtout un modèle en apprentissage supervisé, c'est entraîné à reproduire exactement le pattern dans les données. Donc, si les données encodent un pattern avec un biais, c'est-à-dire qu'on peut prédire finalement l'embauche de quelqu'un, à savoir s'il s'appelle Richard ou Céline, voilà, c'est ce qui va se passer. Et ça, c'est pas la faute de l'IA. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est déjà comme ça que ça se produit. Là où on peut questionner l'application de l'IA, c'est dans ce cas-ci, l'IA viendrait automatiser le biais. Et si en ce moment, on peut blâmer des recruteurs d'articuler le biais, si on remplaçait les recruteurs par un système qui automatise ces recruteurs-là, peut-être qu'on aurait plus de difficultés à questionner le biais à ce moment-là. Donc, ce serait peut-être important qu'on discute du biais avant d'amener un système qui automatise le biais. Très bon point. Et puis après ça, peut-être aussi pour un dernier mot, quand on parle de processus, on parle de biais, mais il y a aussi en plus des préjugés. Donc, il y a beaucoup de préjugés aussi qui viennent s'accompagner avec des biais. Puis tout ça, justement, quand on parle de processus d'embauche, on parle d'épurer. Vous savez, il y a comme plusieurs processus comme les programmes d'accès à l'égalité, programmes d'accès à l'équité en emploi. Donc, moi, je pense que ça fera vraiment partie des choses auxquelles il faudrait procéder pour avoir une meilleure inclusion dans les milieux professionnels de femmes à partir du moment où elles appliquent au poste et qu'elles sont des candidates potentiellement très pertinentes et très intéressantes pour ce genre de profil. Je serais curieuse de rebondir parce qu'il y a quelques questions qui sont rentrées aussi, qui n'ont pas été posées dans le chat public, Nisrine. Est-ce que vous percevez justement un peu sur le même ordre d'idée des impacts de l'IA quant au traitement de situations individuelles des personnes qui viennent de l'immigration? Est-ce que ça peut être un peu plus précis? Je pense que j'ai raté un petit bout de la question. Excuse-moi, Vanessa. En fait, la question, c'était percevez-vous déjà des impacts de l'IA quant au traitement des situations individuelles des personnes en situation d'immigration? Je pense que ce qu'ils essaient de demander, c'est vraiment comment l'IA peut affecter positivement ou négativement je vais répondre très simplement dans le fond parce que si on parle de recherche de données, qui sont à la base de l'intelligence artificielle, la captation, le tri, l'analyse de ces données-là, qui aident à la prise de décision, malheureusement, dans un contexte migratoire où il y a différents profils, différents statuts et un gros nombre d'éléments à prendre en considération, on peut perdre la qualité de l'analyse parce que, je donne un exemple très concret. Une personne qui arrive ici au Québec, par exemple, avec un statut de résident temporaire. Ce résident temporaire, avant d'avoir accès à certains services, il va falloir qu'il passe par toute une série de processus.
en attendant qu'il devienne résident permanent. S'il le veut. Mais là, s'il devient résident permanent, c'est comme si on recommençait à zéro sa vie. Donc, tout ce qui s'était passé auparavant s'annule. Donc, si jamais on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle dans le bon sens, il va falloir pouvoir colliger toutes ces données dans une même direction afin qu'elles soient au service de la personne, pas contre lui, entre guillemets. Mais ceci va vouloir dire que toutes les instances devraient communiquer ensemble pour pouvoir avoir une ligne continue d'information par rapport à ma personne immigrante. Et ceci implique aussi une collaboration beaucoup plus importante au niveau de tous les acteurs de l'écosystème. On a parlé de l'éducation, on peut parler de la santé, on peut parler de l'immigration en tant que ministère, on peut parler de l'emploi, on peut parler aussi de nos différentes organisations, dont les organismes communautaires. Comment est-ce qu'on peut faire cette schématisation pour avoir une information épurée qui va être à l'aide de la personne immigrante plutôt que d'aller contre lui? C'est vraiment comme un très gros travail de fond qu'il faut aller chercher. On n'en est pas encore là pour le moment. Définitivement, je pense qu'il y a énormément de travail à faire là, pour faire la connexion justement entre le gouvernemental et surtout amener le gouvernement et les sociétés de manière générale à prendre des actions qui vont cadrer l'utilisation de l'IA, mais surtout permettre d'adresser les enjeux que l'on connaît bien autour des biais aussi. Un énorme merci à vous toutes, mesdames, pour votre temps cet après-midi. On vous est très occupés. On apprécie énormément le temps que vous avez pris avec nous et surtout les partages et leçons que vous avez offerts. Merci à tous les participants sur l'appel. J'espère que vous avez retenu l'appel à l'action, surtout de non seulement ne pas avoir peur, mais surtout il y a une place à faire pour vous toutes dans le domaine des sciences. On a besoin de votre voix, on a besoin de votre esprit aussi pour développer de meilleurs produits, mais surtout avoir un plus grand impact aussi sur tous ces éléments-là qui vont changer et qui changent déjà la façon dont on interagit à différents éléments dans la société. Donc, merci à toutes et tous et je vous souhaite un bon après-midi. Merci, mesdames. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci, mesdames, pour ces échanges de qualité. Voilà. Merci pour ces échanges de qualité. Alors, je ne ferai pas l'exercice de résumer l'intégralité de notre journée qui a été très, très dense, qui a été très riche en échanges, en connaissances. Mais par contre, j'ai quand même récupéré, il y a quand même 2-3 mots-clés qu'il faudrait qu'on puisse garder en tête avant de se laisser. C'est les mots-clés, sont diversité, représentativité. On a bien compris en fait le lien maintenant entre la représentativité et la diversité et comment cela peut impacter en fait la conception et l'implémentation en fait des systèmes d'intelligence artificielle. J'espère que vous qui nous avez suivis depuis ce matin avez trouvé matière à pouvoir réfléchir, matière à aller plus loin et j'espère aussi que vous serez toujours plus nombreux à suivre nos initiatives, qu'elles soient en termes de conférences ou peut-être même de publications. Je veux clôturer cette journée qui a été riche pour nous avec des remerciements appuyés à nos partenaires, donc l'OVIO, l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'IA et du numérique, l'OBVIA. Un grand merci particulier au niveau de l'OBVIA à Madame Lise Langlois, donc la directrice, et ainsi qu'à Christine Dampierre, la responsable de communication, qui ont été des anges à nos côtés. Je veux remercier bien évidemment Carrie Saint-Laurent et Nisrine qui est intervenue sur le dernier panel et remercier également les membres de l'équipe. Nous avons été plusieurs à œuvrer en coulisses sur les derniers mois pour faire de cette journée une première réussite. Et un grand merci particulier également, et ça c'est une petite mention particulière, à l'équipe de réalisation technique qui se trouve à la Martinique. Et ça a quelque chose de très particulier pour moi. Un grand merci à tous. Bonne soirée.
Plus que jamais, nous vivons une période de bouleversement. Les changements s'accélèrent, les modèles d'affaires se transforment. Afin de prospérer dans la nouvelle économie du numérique, les organisations doivent non seulement amorcer leur transformation, mais surtout les réussir. Le VIO s'est bâti sur la prémisse qu'en ralliant les meilleures expertises en affaires et technologies et en développant une approche moderne et agile centrée sur la génération de valeur, il deviendrait possible de contrer la lourdeur qui freine trop souvent la croissance des organisations. Avec cette vision, nous avions la certitude de pouvoir générer le succès pour nos clients. Et c'est bien ce qui s'est passé. Chez le VIO, nous croyons que derrière chaque défi se cache une opportunité de repenser les modèles d'affaires, de mettre à profit l'innovation technologique pour accroître la productivité des organisations. Plus que des partenaires, nous sommes de véritables alliés pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire dans le changement et demeurer à l'avant-plan de leur industrie. Jusqu'au bout, nous nous engageons à livrer la valeur promise, de la stratégie à l'exécution, de l'idée au bénéfice. Notre capacité à mettre en œuvre des projets d'envergure n'est plus à prouver. Livrer de la valeur, c'est plus que notre mission, c'est notre raison d'être. Le VIO, affaires et technologies. Data-driven decision-making is at the heart of so much in the world right now. We're making decisions not just for us now, but for future generations as well. The connection to data science is becoming more and more important to the work. The work has been going on for the last 25 years. So what really drives us at WiDS is that we want diversity at the decision table here. And women absolutely need to be there. To me, a healthy data science community is one that embraces diversity. We started WiDS with a conference at Stanford University in 2015 with three main goals that haven't really changed. First, to inspire women to join or stay in the field of data science. Second, to educate everyone by highlighting fantastic women and their technical work. And third, to support women around the world. And wow, did we hit a nerve we didn't even know existed. Fast forward to 2022, and we have 200 regional events worldwide in more than 60 countries. And it just keeps growing year after year. Last year, we were with all of you virtually. We had a 24-hour around-the-world event, which was very exciting. And so despite the pandemic, we got together and we created this global community. We had speakers from over 25 different countries, and it was wonderful. And one silver lining in an otherwise tough year in 2021 is that attendees to WiDS regional events could be from anywhere in the world. We also saw really interesting collaborations, WiDS ambassadors coming together to host events in Africa, Saudi Arabia, Colombia, and Central and Eastern Europe. One of the things I really love about WiDS is hosting the WiDS podcast. And we now have listeners from over 160 countries, which is just incredible, and many different guests. And I'm also really excited to announce that we'll soon have a co-host of the WiDS podcast, Cindy Arosco. We also had amazing participation in the WiDS Datathon this year. Over 4,000 registrants in the Datathon from over 90 countries participating in a challenge related to climate change. And a big shout out to all the WiDS ambassadors who held workshops. And we had over 40 workshops across the world. I hope we also lift our heads above the horizon and think more than just about this moment in time, and think about the goals that we have for our young women and our young girls who'll be leading the next generation. With the WiDS Education Outreach Program, which is focused on secondary schools, we've delivered materials to collaborators in over 50 countries around the world. We've had a great year despite all the challenges in the schools with COVID. We've had pilots everywhere from Covada, India, to New Haven, Connecticut, to a refugee camp in Jordan and beyond.
New last year were the WiDS workshops, where instructors provided dozens of workshops that were attended by thousands of attendees worldwide, online. These WiDS initiatives would not be possible without the generous support from our sponsors, the global visionaries, the innovation leaders, and everyone at Stanford. One thing we've been very excited about this last year is working on what we call the WiDS Academy. We got interested in understanding better what the barriers were for young women and for minorities to enter this exciting field, and how we could possibly remove those barriers, and what sort of programs could we put in place with partners all over the world to help. Our ultimate aim with WiDS is to increase the percentage of women in data science, to achieve at least 30% women across all domains and at all levels, from students to senior leaders, by the year 2030. And we call this 30 by 30. We believe 30% is a tipping point. That's when women truly believe that they are part of a group and they can contribute and have great impact. And we hope that you join us all in reaching this big goal. For now, though, whether you're at Stanford or at one of the regional events worldwide or just in your living room, you are a part of the WiDS worldwide movement. Welcome to WiDS!